Okay, so good morning everyone. Bonjour tout le monde. Il est 9 heures pile. Alors, on va se lancer dans cette super belle journée bien excitante de ce symposium. Je vais me lancer avec mon intro en anglais et en français parce qu'on avait promis que notre session va être bilingue. Donc, President of the Social Sciences and Humanities Research Council, Dr. Howitt, Madame la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation à l'Université Laval, Madame Rouillet, Vice President Research and Graduate Studies at Concordia University, Dr. Berube, Directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, l'OVIA, Madame Langlois, chers invités, amis, collègues, dear guests, friends and colleagues, je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd'hui avec nous pour discuter de la transformation de l'enseignement supérieur par l'équité, l'inclusion, les technologies de rupture et la santé mentale dans les environnements d'apprentissage multimodaux. Thank you all for joining us today to discuss how we can shatter barriers and transform higher education through equity, inclusion, disruptive technologies, and mental health across multimodal learning environments. Mon nom est Nadia Nafi, je suis professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque nationale, co-responsable de l'axe éducation et capacitation de l'OVIA et présidente du comité d'innovation en enseignement à l'Université Laval. Et puis, je suis super honorée que nos invités aient accepté mon invitation à participer à cette discussion opportune et pertinente. So my name is Nadia Nafi. I'm an assistant professor in the Faculty of Education Sciences at Laval University. I hold the chair in education leadership in innovative pedagogical practices in digital context, National Bank, co-responsible for the education and empowerment access of OVIA and president of the innovation in teaching committee at Laval University. I'm honored, like beyond honored actually, that our guests have accepted my invitation to participate and give their welcoming notes in this very timely and relevant discussion. Ce matin, nos 4 invités d'honneur prendront chacun la parole à tour de rôle pour une durée d'environ 5 minutes, chacun et chacune. Ensuite, j'animerai le volet table ronde qui se déroulera autour de la manière de façonner préventivement l'agenda de recherche pour garantir que les valeurs de qualité, d'équité, d'inclusion et de santé mentale et de bien-être en enseignement supérieur ne sont pas simplement des considérations réactives, mais des parties intégrantes du processus d'innovation lui-même. So our 4 guests of honor will each speak for about 5 minutes. Then I will lead the panel discussion, which will focus on preemptively shaping the research agenda to ensure that the values of quality, equity, inclusion, and mental health and well-being in higher education are not just reactive consideration, but integral parts of the innovation process itself. Nous avons 239 d'inscriptions. Je ferai de mon possible, de mon mieux, de poser le plus grand nombre de vos questions à nos invités. So we have 239 registered participants, and I will do my best to ask as many of your questions as possible to our guests. Notre rencontre, comme vous l'avez vu, elle va être bilingue. Alors, bien que le clavardage soit activé, veuillez s'il vous plaît poser vos questions dans le Q&A, questions et réponses, dans la langue choisie par chacune et chacun de nos invités. Précisez le nom de notre invité à qui vous adressez votre question. Ceci facilitera la récupération des questions et le déroulement de la période questions-réponses. So our meeting is bilingual. Although the chat feature is enabled, please ask your questions in the Q&A in the language chosen by each of our guests and specify the name of the guest to whom you are addressing your question. This will facilitate the retrieval of questions and the smooth conduct of the question and answer period. Notre rencontre est enregistrée et diffusée en direct sur Facebook. So our meeting is now broadcasted on Facebook Live and on LinkedIn and Twitter. Et sans plus tarder, without further ado, I give the floor to Ted. Ted, the floor is yours. Okay, bonjour, collègue. Bonjour, Nadia. Thank you for your kind invitation to share a few words at this symposium. I really welcome the chance to talk about, this very important topic of enhancing higher education in Canada through equity, inclusion, disruptive technologies, and mental health across multimodal learning environments. Of course, I want to begin by acknowledging that SSHRC's offices here in Ottawa are situated on the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. And as we're meeting in a virtual environment and from various locations, I also want to acknowledge the ancestral and traditional territory of all First Nations, Inuit, and Métis peoples from coast to coast to coast.
In many ways, the themes being discussed at the symposium mirror the work we do at SHRC, and we support post-secondary based research and training in the social sciences and humanities, as many of you know, to build knowledge and understanding about people, about cultures, societies, and to drive the innovations that address the challenges of today and tomorrow. Social sciences and humanities research is really at the core of studying and documenting new phenomena, bringing forward historical and ethical perspectives, and contributing solutions as Canada secures its place in a post-pandemic world. And the disciplines we support provide the tools, the knowledge, the insights into the human condition needed to improve the well-being of Canadians and of societies around the world. So at SHRC, we focus on supporting research and research training within academia through partnerships with communities. In fact, it was in 2014, as part of our Imagining Canada's Future initiative, that we engaged researchers, sector leaders, and graduate students in exploring emerging ways of teaching and learning to meet the needs of labor markets and a rapidly evolving society. And that was one of 6 key global challenges identified from our foresight exercise that were deemed to impact Canada in significant ways in the coming decade, and one that needs the social sciences and humanities to build solutions and mitigate negative impacts. Depuis 2014, les changements mondiaux se sont considérablement accélérés. Pour prospérer dans ce monde en évolution rapide, il faut trouver de nouvelles façons de cultiver et d'appliquer les idées et les connaissances. Les sciences sociales et humaines ont une contribution particulièrement importante à apporter aux bouleversements sociaux majeurs provoqués par la pandémie de COVID-19 et les technologies émergentes et aux réalités de racisme et de la discrimination. L'enseignement et l'apprentissage n'ont pas été épargnés par les perturbations provoquées par la pandémie. Elle a exacerbé la discrimination et les problèmes de santé mentale des étudiantes et étudiants, des enseignantes et enseignants d'autres personnes. Nous avons soutenu de nombreux projets pour améliorer l'enseignement supérieur après la pandémie, notamment un projet dirigé par Nadia Nafi ici à Laval. Elle est la chercheure principale d'une initiative financée par le CRSH dont il est question aujourd'hui et qui vise à favoriser des pratiques pédagogiques de grande qualité, équitables et inclusives dans l'enseignement supérieur après une pandémie. Je tiens à remercier Nadia ainsi que son équipe de recherche et ses collaboratrices et collaborateurs de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique pour leur travail, leurs idées et leur engagement en faveur de la mobilisation de connaissances et de la communication dans le domaine de la recherche. Ce projet novateur débouche sur des approches pédagogiques innovantes et fait la différence à l'heure où nous adoptons de nouveaux modèles dans le domaine de l'éducation. Nadia connaît bien l'importance de la communication en matière de recherche. En 2017, elle a remporté l'un des 5 prix de concours J'ai une histoire à raconter du CRSH pour ses présentations, à la fois par vidéo puis en direct, How Canadian Youth Construe Their Role in Integration and Inclusion of Syrian Refugees. Le concours met les étudiantes et étudiants de niveau post-secondaire au défi de démontrer aux Canadiennes et Canadiens en un maximum de 3 minutes ou de 300 mots que la recherche en sciences humaines a un impact positif sur notre vie, sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre avenir. So I'm delighted to see your continued success, Nadia, and thank you again for inviting me to say a few words today. And I really look forward to following this important research as it continues to unfold. Thank you. Merci. Thank you so much, Ted, for your words and for your kind words. And yeah, all my training happened because of the storyteller competition. It was an amazing period. And I think it's very important for every PhD student, but even any like graduate student who needs to really disseminate the work that we have been doing. Alors, je passe maintenant la parole à Eugénie. Eugénie, la place est à la vôtre. Merci beaucoup, Nadia.
D'abord, merci beaucoup pour cette belle invitation à participer à cet important symposium. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, vous tous et toutes. Alors, la journée va permettre, Nadia l'a bien évoqué tout à l'heure, d'aborder des enjeux d'actualité qui interpellent toutes les organisations et bien sûr, y compris l'Université Laval. Et ce sont des enjeux qui devraient, à mon avis, également interpeller toute la société. Alors, les questions, c'est comment on peut transformer l'enseignement supérieur pour offrir une éducation de grande qualité en cette ère post-pandémique? Vaste question. Comment s'assurer d'offrir une éducation équitable, inclusive et diversifiée, mais tout en intégrant les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle? Et autre question, comment créer un environnement qui favorise une bonne santé mentale, et autant pour les personnes qui enseignent que celles qui apprennent et que celles qui font également de la recherche. Alors, je ne vous apprends rien, ce sont des défis majeurs, mais je pense également que ce sont plusieurs occasions à saisir, plusieurs opportunités également. Depuis plus d'une décennie, l'Université Laval développe des outils et une offre de services en technopédagogie pour justement guider les professeurs et les enseignants qui veulent intégrer des nouvelles technologies dans leurs cours. Notre souci collectif, c'est aussi depuis plusieurs années de nous adapter aux besoins de notre communauté étudiante, des étudiants qui sont, des besoins, c'est-à-dire des étudiants qui sont de plus en plus diversifiés. Et nos technopédagogues ont développé une expertise fine, une expertise qui a été très utile lorsqu'on a dû, au début de la pandémie, basculer l'ensemble de nos cours à distance. Et comme toutes les institutions d'enseignement et de recherche, on a été pris dans une course folle qui a précipité la recherche de solutions. Alors, on a essayé, apprivoiser et intégrer plusieurs nouvelles façons d'étudier, d'enseigner et de faire de la recherche. Et aujourd'hui, on a l'occasion de prendre un pas de recul et d'avoir un regard critique sur l'expérience que nous avons eue, que nous avons vécue. Et question justement de faire les bons choix pour l'avenir. Et il y a plusieurs personnes qui contribuent à cette réflexion à l'Université Laval, dont, bien sûr, la professeure Nadia Nafi, que je remercie encore. Et je pense que c'est ce lancement, ce livre blanc qui a été conçu par des équipes va être de très, très grande utilité avec les belles recommandations qui y sont faites pour pouvoir épauler les institutions d'enseignement supérieur dans cette prise en compte de cet objectif d'une éducation de haute qualité, équitable et inclusive. Alors, ensemble, on doit réfléchir aux façons de transformer notre campus pour offrir un milieu de vie animé, des interactions humaines significatives, tout en tirant profit des outils du numérique, de l'intelligence artificielle, qui ont un effet transformateur et irréversible sur notre société. Alors, les discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui, et je le disais, le livre blanc qui sera lancé tout à l'heure, vont nourrir très clairement notre réflexion et celle de plusieurs autres milieux d'enseignement et de recherche, j'en suis persuadée, parce que c'est ensemble que nous allons gagner à apprendre les uns des autres, à échanger sur nos expériences et sur nos moins bons coups, comme le mentionne d'ailleurs le livre blanc, pour tendre vers des meilleures pratiques. Chaque étudiante et étudiant mérite d'avoir des chances égales de réussir et de s'accomplir comme personne à travers son parcours universitaire. Mais pour atteindre cet idéal, nous devons d'abord reconnaître qu'il existe des barrières et, comme le dit très bien le thème de cette journée, de trouver les bonnes façons de les pulvériser. Alors, merci beaucoup à l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de ce symposium et je nous souhaite à tous et toutes des échanges très riches et porteurs de solutions. Merci. Merci beaucoup, Eugénie, pour votre mot. Je passe la parole à Dominique. Dominique, the floor is yours. Thank you so much, Nadia. And it's a bit weird for me to be the Anglophone part of the panel, so I might, after those many years at Shirk where I was a Francophone counterpart. But anyway, I'll switch from French to English, I guess, like I used to do when I worked for Shirk, if you don't mind.
And of course, I want to start by thanking everybody for the invitation to the panel, and also importantly to acknowledge that Concordia University is located on an unceded Indigenous lands, and that the Kanyen'kehá:ka Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather, well, at least where Concordia gathers today, as we're all in different places. Coming to this panel really gave me the opportunity to reflect back on the progress that we definitely made, but also the road ahead. And I'm taking a bit of a different angle in the sense that I jumped on the research agenda that you were proposing also in the title of this panel, and trying to link my previous mandate with what I'm the new mandate that I'm now doing in Concordia. And I want to acknowledge Ted's leadership, you know, and when we worked together at SHIRC in really pushing the system as far as it could go at the time, and really making the progress that we have made. And I think that the collaboration that we maintain really managed to push the ADI agenda in Ottawa. And it's part of the most important work that I had the opportunity to work on in my career. But as I was reflecting on the progress that we made thus far, as Eugenie was saying, also acknowledging the numerous barriers that persist, and sort of a question that comes to my mind is what are the crucial next steps in effectively integrating our commitments to equity, diversity, and inclusion, as well as well-being and mental health, as you mentioned, as you target in your panel. How do we integrate them in our daily practices and work for meaningful change, you know? And I think one of my biggest concern is always how do we move beyond performative allyship and confront the significant challenge at end that we have. And I think we really find ourselves caught in a cycle of making extremely important statements, but the capacity and the resources to sustain the actions that must stem from these statements are sometimes not sufficiently available. So when we want to embark in this transformative journey, I think we first and foremost must engage in self-reflection, interrogate our own practices and biases, and identify areas where ADI consideration, well-being, mental health have been overlooked or marginalized. And it's really that introspection that will bring a deeper understanding of the systemic barriers that will impede the progress that we're trying to make. So when I was thinking about the research agenda, I was trying to make a parallel in terms of research funding between, you know, what we always say, that innovation stems from unknown places, you know, that's what academia always say. And that's the environment that we provide to academia and researchers that really can bring that innovation. And it's impossible to plan exactly where it will appear. At the same time, when we worked on ADI as a criteria, which I think was a huge progress, we added it as a new requirement that adds up to everything else that we're already asking researchers, students, applicant to describe. You know, you need to describe your progress, your CV, your project, your research mobilization, and then you have your partnership, and then the training environment that appears somewhere in the criteria, and then you add the ADI that goes into all of that, and sometimes it's even a different section that you need to fill for that. So it really adds to the burden in some sort, and to the complexity of adding ADI. So I think it's sometimes the idea that I was trying to reflect on was that I guess it goes against the idea that it's the global training environment and the global innovation environment that we need to support and need to better integrate all of these criterias in how we assess research funding and how we support the environment.
This question is very dear to my heart at the moment, as I'm also responsible for graduate studies in the mandate that I have at Concordia. And reflecting on the progress and the work that we have done, we have sometimes treated the training environment as very separate. You know, scholarships and how we support graduate students is often in our institution a different stream from how we think the research and the researchers and providing the support to researchers. And I really think that your panel is an opportunity to bring both together and how to better think about when we fund research, when we try to assess research, and we try to distribute and award funding for research, shouldn't we focus a bit more on the training environment and how ADI, wellness, and mental health is considered in that assessment. I might finish, by saying that, the this research assessment system, I wouldn't go as far as saying it's broken, but it's facing more and more challenges. And I think that many of us know exactly, working as reviewer, the reviewer fatigue, the complexity of evaluating ideas, the barriers between discipline, the challenges for interdisciplinarity. And now you add that question of evaluation of ADI that I think is just an added complexity. We're not trained to evaluate these questions easily. So all of that, I think, brings a new reflection on the research agenda about how could we do better and different to support innovative environments that, of course, are inclusive, because it's So I will stop there. Yeah, thank you. Thank you so much, Dominique. What you're bringing is actually also came up with all the professors and faculty members and even CTL leaders who talked about this, and they said also that they had no training in that. So, whether in research or actually practicing, and we can have many ideas, but if we don't have the training to actually do it and go from, the abstract to the concrete, it would be very difficult. So having the DI by design, having all this training is very important. I will stop here because I can talk forever, and I want to give the floor to Lise. Alors, Lise, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et chers distingués invités. Je vais prendre quelques minutes pour souligner le leadership de Nadia Nafi dans l'organisation de ce symposium. Ce symposium est vraiment un petit exemple, et c'est très gros, mais très concret de ce que Nadia réalise au quotidien au sein de l'axe éducation et capacitation à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle du numérique, plus communément appelé OBVIA. Ça va être beaucoup plus court à dire. Je vais prendre quelques mots pour vous parler de l'Observatoire, mais en même temps, je voudrais m'attarder à ce que fait les chercheurs de cet axe sous le leadership de Nadia Nafi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OBVIA est un réseau de recherche financé par le FRQ qui a pour mission, au moyen d'une interrogation critique, d'identifier les enjeux sociétaux de l'IA et du numérique et de contribuer à des solutions qui placent les êtres vivants et la biosphère au centre de leur cycle de développement et d'utilisation. La communauté de recherche de l'OBVIA, en collaboration avec la société civile, les acteurs publics, l'industrie et les développeurs, veulent produire des connaissances qui se veulent ouvertes et soutiennent le renforcement des capacités individuelles et collectives. Et cette dimension-là de capacitation, dont l'axe a aussi le sous-thème, est vraiment primordiale dans cette transformation numérique, parce qu'on la voit arriver à vitesse grand V. Souvent, le domaine des sciences humaines et sociales et le secteur de la santé prennent un peu plus de temps de réflexion pour mettre en place, par exemple, des programmes de formation. Alors, c'est tout un ajustement qui est demandé aux chercheurs de composer avec cette vitesse-là, mais de ralentir, de prendre vraiment aussi le leadership pour ralentir cette course effrénée et de se poser les questions essentielles. Comment on voit cette transformation numérique? Quels sont les éléments qui nous apparaissent importants de préserver? Et je pense que l'axe éducation
prend ce temps d'arrêt, de dialogue, de discussion, de rencontre scientifique pour bien mesurer les enjeux et mettre les éléments d'importance. Et le livre blanc, dont nous sommes très, très fiers de soutenir cette réalisation-là, puis même de le promouvoir au sein du réseau de l'Observatoire, est un exemple concret qui a mobilisé beaucoup de chercheurs et beaucoup de partenaires autour de ça. L'Observatoire a aussi comme objectif de fédérer et soutenir les forces vives de la recherche interdisciplinaire et intersectorielle. Et ça, c'est pas une mince tâche de composer avec d'autres langages, d'autres méthodologies, même si cela fait des années que l'on prône la recherche interdisciplinaire, c'est quand même tout un défi de arrimer ces langages et ces méthodes scientifiques pour réfléchir sur ce qu'on est en train de développer comme élément commun parmi ces disciplines. Et ça, c'est un aspect à l'Observatoire qui est très, très, très important. On regarde comment cette recherche interdisciplinaire et intersectorielle se fait, tout en travaillant dans cette collaboration avec différentes parties prenantes, tout en préservant l'indépendance scientifique des chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, cette indépendance scientifique, elle est très, très, très difficile. Les chercheurs ont plusieurs chapeaux, sont parfois des entreprises en soi, et de préserver la valeur scientifique de leur travail est pour nous, à l'Observatoire, un enjeu fondamental que nous voulons préserver tout en travaillant dans cette collaboration-là qui nous semble majeure. Et l'Axe éducation et capacitation réalise, à mon sens, de façon admirable ce travail scientifique. Aussi, nous voulons identifier des thématiques prioritaires, et cette identification de thématiques prioritaires doivent être enracinées avec la société civile, parce que pour nous, ce volet-là est très important de faire émerger par la base les enjeux d'importance qui vont toucher les gens dans cette transformation numérique. Outre cette identification-là, il y a tout le travail de concertation par la suite qui doit être fait avec les parties prenantes. Autre élément majeur dont aussi l'Axe éducation réalise de façon admirable, c'est de soutenir et former la communauté étudiante, d'accompagner la relève dans le domaine des impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Et c'est tout un champ qu'on a ouvert. L'Observatoire a été créé en 2019. On parlait très peu des impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Avec les intelligences génératives, on a mis cela à l'avant-scène, on a sensibilisé. Quand je dis « on », ça exclut la personne qui parle, mais juste pour vous dire qu'il y a une sensibilisation très forte au sein de la société à l'égard des impacts sociétaux. Mais je tiens à souligner que depuis 2019, l'Observatoire a mis en réseau ces chercheurs-là qui travaillaient déjà sur les impacts sociétaux du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors, je suis très fière de voir qu'au Québec, on commence à bénéficier d'un corpus de connaissances dans ce domaine-là qui prend plusieurs thématiques, dont une thématique qui m'apparaît cruciale est le domaine de l'éducation. Je pourrais en parler un peu plus parce qu'il y a un travail fantastique qui se fait au sein des chercheurs. Autre chose, ce sont les collaborations de recherche qui sont importantes. Alors, on réalise des collaborations tant nationales qu'à l'international. Et l'exemple du symposium aujourd'hui, on voit toute la force de Nadia sur son leadership de rallier la communauté internationale. Je voyais dans le chat des bonjours du Liban, d'un peu partout. Alors, je salue ces amis-là. Et juste pour vous dire comment c'est important de continuer à consolider nos collaborations pour diffuser la recherche scientifique dans ce domaine-là. Et aussi, autre aspect, bien, il y a une gouvernance qui va s'avérer nécessaire dans la transformation numérique. Et il est important de réfléchir à cette gouvernance qui se veut responsable, respectueuse des droits humains, et les valeurs de l'équité, la diversité et l'inclusion doivent en faire partie, puis on n'a pas encore assez réfléchi à cette intégration-là, à mon sens. Et en terminant, il y a toute la dimension de valorisation, de partage, mobilisation et partage des connaissances. Puis le symposium est une belle illustration.
Donc, oui, à l'Observatoire, on cherche à mettre à l'avant-scène de la recherche sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique et aussi à démontrer de façon saillante la contribution que peut apporter les sciences humaines et sociales, et elle s'avère cruciale, à mon avis, dans cette transformation numérique afin de comprendre la nouvelle réalité sociale. Je pense qu'on n'a pas encore assez regardé les transformations sociales qui se mettent en place présentement, mais il faut réfléchir aux éléments qui nous semblent essentiels parce qu'il y a un monde qui s'installe, puis ce monde-là, pose la question dans quel monde voulons-nous vivre, et c'est pour ça que pour moi les valeurs d'inclusion, de respect, de diversité, de solidarité, d'équité qui permet de ne laisser personne derrière doivent être promues pour qu'on puisse mieux réfléchir à ce nouveau monde qui s'installe dans la révolution technologique. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Nadia, et tous les collègues qui t'ont entouré pour la réalisation de ce symposium qui est d'une importance cruciale. Merci beaucoup, Lise. Donc là, et merci pour tous les mots d'ouverture. Là, j'aimerais ouvrir un peu la place à des réactions des panélistes, des invités. So I'm opening for the guests before I ask my big question for comments, reactions to what was said till now, because it's very rich and there are so many ideas that I will share. Go ahead, Ted. I mean, just to say that the comments that were made by Lise, you know, around where we're moving and technological advance, you know, this has never been more important than it is now, especially given the alarm bells being raised by the very developers of AI and other digital technologies. C'est tellement important de discuter de manière plus profonde ces enjeux maintenant qui dans le passé, absolument. Et j'apprécie beaucoup les commentaires de Madame Langlois. Merci, Ted. D'autres commentaires, réactions? Oui, je peux juste rajouter, quand Lise discutait de ces questions-là, je me disais, on a à peine commencé à réfléchir aux questions de bien-être, de santé mentale, d'équité, et on a déjà on a un vent de révolution qui passe et qui vient transformer la façon dont on faisait les choses, dont on pensait, dont on travaille. La vitesse de transformation, je sais pas, c'est comme une lapalissade, là. Je veux dire, on se répète et ça sonne vraiment presque un cliché, mais là, c'est peut-être une des premières fois que je suis presque inquiète de voir la rapidité. Peut-être que j'ai vieilli. C'est la rapidité de la transformation et notre capacité de réaction et d'adaptation au changement est éprouvée. Mais pour continuer dans cette réflexion, je pense qu'il faut prendre ce pouvoir-là de ralentir cette course effrénée, et parce qu'il ne faut pas le subir. Et à mon avis, les activités que je vois à gauche et à droite par les chercheurs sont en train de ralentir la cadence, mais peut-être qu'on n'est pas assez fort collectivement parce qu'il y a l'industrie de la transformation numérique qui avance des fois beaucoup plus vite que les gouvernements, par exemple. Mais je pense qu'il faut prendre ce temps-là entre nous puis de dire on veut ralentir, on veut réfléchir. Puis ce que je vois, c'est que tant au Québec qu'au Canada, il y a vraiment une réflexion, une conscientisation aux impacts sociétaux par les développeurs d'intelligence artificielle, que je pense entre autres au Centre de recherche EMI dans l'Ouest, Mila ici au Québec, Vector. On voit que c'est les grands développeurs, nos grands leaders producteurs d'intelligence artificielle sont conscients. Alors, je pense qu'il faut saluer le fait qu'ils ont la sensibilité à la contribution que peuvent apporter les sciences humaines et sociales. Maintenant, c'est à nous à prendre la place puis à dire comment on doit faire parce qu'eux font leur travail au niveau de l'intelligence artificielle, ils le font très bien, puis ils essayent d'intégrer ces deux mondes-là qui sont les sciences naturelles et technologies avec les sciences humaines et sociales. Maintenant, c'est à nous à dire qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour maintenir la cohésion sociale, pour réfléchir plus profondément aux systèmes d'intelligence artificielle qui se mettent en place au sein de la société, puis de questionner l'utilité ou les façons de faire,
il y a vraiment un travail de tissage serré maintenant. Là, on est, à mon avis, à cette étape-ci, où il faut resserrer les liens encore plus forts. Et il y a une volonté, à mon avis, de toutes parts, mais il faut prendre cette place-là et démontrer par la recherche comment on peut contribuer dans cette réflexion importante. Et ce que vous avez amené, c'est super parce qu'on avait une question de Jonathan Mina qui posait actuellement cette question comme on parle de on veut absolument aller vers l'IA, mais est-ce qu'on doit prendre du recul et puis être plus critique? Je crois, Eugénie, vous voulez Simplement sur la même, par rapport aux commentaires des collègues, comme le disaient Lise et les collègues, l'importance des sciences humaines et sociales et de ce dialogue-là avec les producteurs de technologies d'IA. Mais le défi, c'est ce dialogue en amont du développement technologique, c'est-à-dire ne pas simplement s'attarder aux conséquences, aux impacts des nouvelles technologies. Une fois que la nouvelle technologie est créée, même vendue. Bon, alors, c'est comment, dans le développement même technologique, en amont, tenir compte des valeurs d'équité, d'inclusion, etc., des impacts que pourrait avoir le développement technologique. Et donc, compte tenu de la vitesse à laquelle tout ça se développe, c'est le défi. Alors, il faut trouver des façons et des lieux de discussion interdisciplinaires, intersectoriels avec les développeurs pour tout de suite intégrer dans leur capacité de développement et leur réflexion ces enjeux-là. Absolument. Je vais passer à ma question parce que vous abordez déjà plusieurs focus de la question que j'aimerais vous poser. Donc, je vais juste la poser et puis après, on pourrait continuer la discussion. Donc, la question que j'avais pour vous, c'était as leaders in your respective institutions, you are navigating a rapidly changing, exactement ce que vous avez dit, a changing landscape in higher education shaped heavily by disruptive technologies. Given that these technologies often advance faster than policies and practices can adapt, how do you see your institutions preemptively shaping the research agenda to ensure that the values of quality, equity, inclusion, and mental health, parce que mental health, we're talking more about EDI, less than mental health, and this is very important to talk about, and well-being in higher education are not just reactive consideration, exactly as you were saying, but integral parts of the innovation process itself. So, très rapidement en français, en tant que leaders dans vos institutions respectives, vous naviguez dans un paysage en rapide évolution dans l'enseignement supérieur, fortement façonné par les technologies disruptives. Étant donné que ces technologies progressent souvent plus rapidement que les politiques et les pratiques peuvent s'adapter, comme disaient nos panélistes, nos invités, comment voyez-vous vos institutions façonner de manière préemptive l'agenda de recherche pour garantir que les valeurs de qualité, d'équité, d'inclusion et surtout de santé mentale et bien-être en enseignement supérieur ne sont pas simplement des considérations réactives, mais des parties intégrantes du processus d'innovation lui-même? Et je vous redonne la parole. Donc, concrètement, là, des actions concrètes, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis, du fait maintenant, since we're together and coming from different institutions, how can we really collaborate concretely with concrete actions to move forward in what needs to be done? OK, well, je peux commencer. Question compliquée, pas facile à répondre, à mon avis, parce que nous sommes au début de la conversation, vraiment, ce point, comme Dominique a déjà mentionné. And I'll switch to English here, but just to say that, we're applying things now retroactively, because that's the only way we can do that, right? We didn't know, 30 years ago, we were going to be where we are now, so now we're reacting. But as we react and as we learn, we understand how to better apply. Some in the case of research funding, in the case of applying for research, we're learning how to better apply some of the requirements and some of the requests for information that we're now making mandatory within the application process. So as we do that, and as we learn, and as we receive the responses that we get, and as the peer reviewers start to provide their response to the information that they're being asked,
to respond to, then we can improve the process as we move along. But it's really, and it's a terrible answer because, you know, you asked for specific things we can do. But in fact, we have to listen and we have to learn and we have to accommodate as we move forward and make things work where they work. And just one last thing to say, and I don't think it's terribly helpful, is that beaucoup d'institutions ont embauché des gens qui travaillent avec les chercheurs pour développer ces formulaires pour remplir cette information sur les DI. C'est pas utile, à mon avis, parce que ça ne laisse pas les gens apprendre à intégrer tout ça dans le travail. Parce que I need to jump in. Okay. Pas Concordia, j'imagine. No, I agree. I so agree. You know, that's my, and of course, share some perspectives with you, but it's arriving in Concordia was for me also a sort of an awakening, is that ADI specialists everywhere, and ADI specialists on grants and ADI specialists in offices. Which I think is counterproductive, as the overall education that needs to happen to everyone. Everyone needs to become, if not an expert, needs to learn about those values and the importance and how it works. And because otherwise it's never going to be, it's not going to change. We stay at that performative allyship that I was talking about. So I can only, for me, that's one of the things, is to concrete action, is to training, is exactly what is your livre blanc sur l'éducation. Et c'est, oui, un programme de formation, un programme et pas seulement une case à cocher parce qu'on a suivi une formation en ligne ou qu'on est allé sur un Zoom pendant une demi-heure en gardant notre caméra fermée. Non, engagé dans une conversation qui démontre qu'on comprend et que chaque personne doit démontrer comment il l'intègre dans la façon de faire les choses, dans la façon dont on aide les chercheurs à préparer les demandes de subvention, dans la façon dont même dans un programme de financement interne à l'intérieur de l'université, tous nos programmes de financement interne sont remplis de barrières systémiques qui sont issues de ces 30 ans. Donc oui, mais tu as raison, on est au début de la conversation et de vouloir changer complètement, il n'y a pas beaucoup d'orientation sur dans quelle direction on devrait aller pour avoir un changement fondamental à ça. Peut-être si je peux ajouter de mon côté, c'est vraiment, comme le disaient les collègues, ce n'est pas une question de formulaire, c'est une question de culture. Et c'est l'ensemble de nos organisations d'enseignement supérieur, nos universités, ça doit devenir ces valeurs d'équité, diversité et inclusion, et la question de la santé mentale, ça doit percoler dans toutes nos activités. Alors, dans nos programmes, dans nos façons de faire de la recherche, la façon de concevoir nos espaces, pour que les gens, dans toute leur diversité, se sentent bien. Alors, et pour y arriver dans des grosses organisations comme les nôtres, et c'est la même chose pour d'autres organisations au-delà des universités, c'est de mettre les gens ensemble. Parce que, comme le dit un peu Dominique, on a des gens experts d'équité, diversité et inclusion. Il faut tabler sur leur expertise, mais il faut que ces gens-là soient intégrés et fassent partie qu'on appelle ça des comités ou des tables, mais pour nous assurer que tous les secteurs d'activité de nos organisations s'imprègnent de ces valeurs-là et trouvent des façons concrètes de pouvoir permettre justement des environnements d'études, de recherche et plus généralement de travail aussi, où il fait bon et où les gens sont en bonne santé mentale aussi, parce que le livre blanc le montre bien, le lien entre l'équité, la diversité, l'inclusion, la question de la santé mentale, il y a beaucoup de parallèles. Mais il faut vraiment, c'est la collaboration et le dialogue et éviter les silos au sein même de nos organisations qui, je pense, sont les moyens les plus en tout cas, positifs pour atteindre les objectifs d'application de ces valeurs. J'enchaînerai, Nadie. Oups, tu voulais dire? Non, je voulais absolument passer à te donner la parole pour dire ça, je crois,
de l'OVIA, du fait qu'on est de partout et puis on a cet espace d'échange. Je te laisse la parole, Lise. Oui, bien, en fait, moi, ce que je trouve intéressant quand on démarre une structure comme l'Observatoire, c'est de bénéficier de l'expertise, des bons coups, puis des erreurs, des apprentissages de toutes les institutions qui ont eu à travailler sur l'intégration de l'équité, diversité, inclusion, que ce soit en termes de critères, en termes de protection de la santé mentale, du bien-être d'autrui. Alors, je me disais en 2019, quand j'ai eu ce privilège-là de démarrer la structure, je me disais comment je veux intégrer ces éléments-là, tant au niveau des employés, mais en même temps d'être sensible à tout ça. Alors, la dimension de sollicitude ou en anglais de caring était vraiment un élément moteur, mais en même temps, il faut savoir que quand on veut on exprime cette dimension-là de sollicitude à l'égard de promouvoir l'équité, la diversité, l'inclusion puis le bien-être d'autrui, eh bien, il y a des enjeux de partout qui arrivent, de compétition qui met à mal cette valeur importante-là qu'on veut préserver au sein de nos organisations, de nos structures. Mais il faut poursuivre. À mon avis, il faut essayer de contrer encore plus fort à cette compétition effrénée. Il faut opposer une pensée plus forte de sollicitude pour mettre ça de l'avant. C'est pas facile, c'est pas gagné, mais je pense qu'on peut y arriver justement en créant des espaces de dialogue qui permet aux gens de se mettre ensemble. Je trouvais qu'à l'Observatoire, ça a permis de mettre cette parole-là en dialogue, cette parole scientifique entre les chercheurs, d'organiser ensemble des activités. Mais comme le disait Eugénie, ça prend une culture, ça prend des paramètres comme une collégialité, promouvoir la collégialité, puis aussi une certaine ouverture à l'inconnu. Parce que parfois, on fait des erreurs, puis il faut les accepter. Si on a voulu inclure certains critères d'une certaine façon, puis on voit que ça n'a pas marché, bien, il faut être un peu tolérant pour dire, bien, on recommence. Puis je trouve que c'est une valeur qui est très forte chez les gens qui sont en éducation, d'accepter qu'on peut se tromper en voulant faire le bien, c'est-à-dire en faisant la promotion, de certains critères, mais que là, ça a amené peut-être plus de nuisances qu'autre chose. Puis ben, on a appris de l'expérience, puis on va le refaire autrement. L'autre élément que je voulais souligner, là, je parlais plus d'un point de vue institutionnel, puis c'est un enjeu constant, mais il faut pousser ça très fort, c'est de faire de la place à cette recherche-là. Puis quand je regarde, tout à l'heure, Ted disait qu'il y a beaucoup de pression en termes de réaction, puis etc. Quand je regarde le travail des chercheurs en éducation, ils sont plus de 89 chercheurs au sein de l'Axe éducation. De toutes les 9 universités qui sont impliquées au sein de l'Observatoire. Puis vraiment, certains sont là ici, puis je voudrais les remercier du travail qu'ils font. Je trouve qu'ils sont proactifs. Quand je regarde le bilan des activités qu'ils ont fait, ils ont organisé plusieurs activités et réalisations. Ils sont très soucieux. Souvent, quand j'écoute ce qu'ils ont à dire, il y a cette notion-là dont je parlais tout à l'heure de caring, de sollicitude, pour justement protéger les plus vulnérables ou de concevoir des systèmes qui ne mettront personne derrière. Alors, ils ont toujours été à l'avant-garde des enjeux pressants que créaient, par exemple, les développements technologiques. Ils ont fait, je vais juste citer quelques-uns, ils ont fait un colloque sur l'approche responsable de l'IA et du numérique, du développement de l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, on voyait dans leur thématique qu'il y avait un équilibre entre capacitation et bien-être. Ça, c'était très important. C'était lors de l'ACFAS l'année dernière. Le symposium en IA et éducation et capacitation. Donc, ils ont toutes fait une réflexion sur les tendances. Beaucoup de webinaires sur les enjeux éthiques de l'IA en éducation. Puis dernièrement, ils ont participé activement sur les implications de ChatGPT, tous les modèles d'intelligence générative avec le ministère de l'Éducation. À ce que je vois au sein de l'Observatoire via l'Axe éducation, ils sont impliqués dans la cité. Ils sont impliqués, puis ils ne sont pas dans une posture attentiste. Puis
outre cette implication-là au niveau de la réflexion, ils sont aussi impliqués dans la contribution d'outils. Parce qu'il ne faut pas oublier que les développeurs en IA et les entreprises, l'industrie, il y en a qui veulent bien faire. Il y en a qui cherchent des réponses au moyen des outils. Et c'est là que la contribution scientifique est importante au niveau de la mobilisation, la vulgarisation des connaissances. Et cette contribution-là, moi, je la vois parmi les chercheurs de l'Observatoire, puis je me sens un devoir de faire la promotion de ce travail scientifique. Ils ont travaillé sur des tableaux de bord intelligents de réussite académique. Ils ont produit des guides éthiques, il y avait une dimension éthique qui était très, très, très importante. On voit aussi dans le panel aujourd'hui qui va avoir un panel qui va discuter de l'utilisation de l'IA générative pour promouvoir la qualité, l'équité, la santé mentale en enseignement supérieur. Alors, pour moi, c'est vraiment un axe qui est impliqué scientifiquement, mais aussi socialement. Puis, je crois que notre devoir comme institution, c'est vraiment d'amener ça le plus loin possible, surtout quand ça touche les valeurs telles qu'aujourd'hui d'équité, diversité et inclusion, puis de sollicitude pour toutes les souffrances que parfois la technologie peut apporter, parce que je pense qu'on vient juste de lever un petit voile sur les aspects de santé mentale et la technologie actuelle. Merci beaucoup, Lise. Écoutez, là, je remercie les 95 personnes qui sont avec nous. Et puis, je vois les questions rentrer, mais je n'ai pas eu le temps de... Mais je vous assure, je vais passer vos commentaires à nos invités. Là, on arrive à notre fin de cette première session, mais je veux juste comme partager quelques idées qui ont été écrites dans le chat. Tout d'abord, il nous a quittés notre cher Brian Alexander qui va venir sur le panel concernant l'IA générative. Et puis lui, il dit absolument, il a des réponses pour être proactif. Et puis, on a Marie-Lou Bourg qui a parlé du mouvement de l'éducation ouverte, des ressources éducatives libres qui peuvent être une solution innovante. Donc, on a vraiment beaucoup d'idées qui ont été partagées dans les questions-réponses et dans le chat que je vais pouvoir après transférer à nos panélistes. Écoutez, merci à toutes et à tous, à tous nos invités pour leur intervention passionnante et éclairante. Nous allons maintenant prendre une courte pause. Je vous invite à vous rejoindre à 10h pour le lancement très attendu de notre livre blanc. Avant qu'on se quitte, j'aimerais remercier bien sûr le CRSH, la Banque nationale, l'OVIA, le CRIFPE, le CRIRES, le Cryptique et l'Innovation Lab pour leur appui de cette journée. Merci encore et à tout à l'heure. Très rapidement en anglais, thank you to all our guests for their exciting and enlightening contributions. We will now be taking a short break. I invite you all to join us at 10 a.m. for the highly anticipated launch of our white paper. Before we leave, I want to make sure to thank SHIRK, the National Bank, CRIFPE, CRIRES, Cryptique, and the Innovation Lab for the support of today's event. Thank you again and see you shortly. Alors, on débute, il est 10h pile, on va se lancer dans le lancement de notre livre blanc. Donc, chers invités, amis, collègues, dear guests, friends and colleagues, je vous remercie tous et toutes de votre présence aujourd'hui pour le lancement de notre livre blanc, Élever, l'enseignement supérieur, une feuille de route de pointe pour la qualité, l'équité et l'inclusion en mettant l'accent sur la santé mentale des groupes étudiants et du corps enseignant dans des environnements d'apprentissage multimodaux. Vous trouverez le lien vers notre document dans le clavardage. So thank you all for joining us today to launch our white paper, Elevating Higher Education, a cutting-edge roadmap for quality, equity, and inclusion with a focus on student and instructor mental health in multimodal learning environments. You will find the link to our document in the chat. So you'll find two links, the English and the French version of our white paper. Notre rencontre est bilingue, comme vous avez remarqué, bien que le clavardage soit activé, veuillez s'il vous plaît poser vos questions dans le Q&R dans la langue choisie par chacun de nos panélistes et préciser le nom du panéliste à qui vous adressez votre question. Ceci facilitera la récupération des questions et le déroulement de la période de questions-réponses. So our meeting is bilingual.
Although the chat feature is enabled, please ask your questions in the Q&A in the languages chosen by each of our panelists and specify the name of the panelist to whom you are addressing your question. This will facilitate the retrieval of questions and the smooth conduct of the question and answer period. Notre rencontre est enregistrée et elle est diffusée en direct sur Facebook. So our meeting today, our lunch is broadcasted live on Facebook. Je vais commencer par de vous présenter. Je vais commencer par présenter notre projet qui a été soutenu financièrement par le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque nationale de l'Université Laval, et l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, l'OVIA, qui est lui-même financé par le Fonds de recherche du Québec. This white paper presents a comprehensive synthesis of definitions, practices, and recommendations to help instructors, course designers, and developers from a variety of disciplines, as well as policymakers, create and support high-quality, equitable, and inclusive learning and assessment experiences in hybrid, flexible, or 100% online modalities that are sensitive to the well-being and mental health of their students in the post-pandemic era. Pour atteindre l'objectif de recherche, nous avons d'abord mené une revue de littérature ciblée d'articles scientifiques et de documents professionnels qui se concentrent sur l'éducation de qualité, équitable et inclusive dans l'enseignement supérieur et sur le bien-être et la santé mentale des étudiantes et étudiants dans les modalités hybrides, flexibles ou 100% en ligne. Second, we conducted 90-minute virtual one-on-one interviews with 23 instructors from 11 post-secondary institutions and 5 two-hour focus groups with leaders of Center for Teaching and Learning from 16 post-secondary institutions in 5 countries. So we covered Canada, the United States, the United Kingdom, France, and Lebanon. Et troisièmement, nous avons exploré les sites web de chacun des 23 établissements d'enseignement postsecondaire à la recherche de leur définition de l'éducation de qualité, de l'éducation équitable, de l'éducation inclusive, du bien-être et de la santé mentale. Et puis, je suis hyper honorée aujourd'hui que 5 de mes co-chercheurs sont présents avec nous pour présenter les résultats de notre projet. Brian Betty, Professor of Instructor Technologies, hi Brian, in the Department of Equity, Leadership Studies and Instructional Technologies at San Francisco State University and pioneer of the HighFlex course design model for blended learning environments, will be presenting and discussing the definitions used in our work, shedding light on their strengths and weaknesses. Alain Germain-Rutherford, vice-rectrice aux affaires académiques de l'Université d'Ottawa et professeur titulaire à la Faculté d'éducation, va présenter et discuter une synthèse des pratiques actuelles pour soutenir une éducation de qualité, équitable et inclusive qui prend en compte la santé mentale des étudiants. Laura Weiner, Director of Teaching and Learning Services and Associate Professor in the Department of Education and Counseling Psychology at McGill University, will be presenting and discussing our recommendations to support a quality, equitable, and inclusive education that takes students' mental health into account. This presentation is aimed at instructors sharing insights and advice from peers in the field. Teresa Foucariel, Associate Director for Educational Development at Boise State's Center for Teaching and Learning, will also be presenting and discussing our recommendations, but her focus will be on providing insights from instructors and CTLs to educational institution leaders to help them understand how they can support a quality, equitable, and inclusive education that considers, of course, students' mental health. Et pour finir, mais pour bien clôturer notre présentation, Louise Davidson, conseillère stratégique en innovation pour la Faculté des arts et des sciences et directrice du laboratoire d'innovation de l'Université Concordia, lancera un appel à la réflexion et à l'action fondé sur les résultats de notre étude. Son message est destiné à toutes et à tous, soulignant l'importance de ce travail et la nécessité d'agir. Brian, the floor is yours. Okay, thank you, Nadia. And sorry, I just joined a few minutes ago. I get the opportunity to talk to you about the definitions in our report, and all in what, 5 minutes or so. And so I'm going to go through some of the highlights. Thankfully, this section of the report is not that long. There's just a few pages in each of these areas, and so you can take a look through the report on your own and easily find
the different aspects of the definitions that we found. And so we started with the definition for quality education. And as you might imagine, this is consistent for almost every area of the definitions, is that there's so much variety because many of these definitions are very highly contextualized. When we talk about quality, what do we even mean by quality? I mean, there's a definition out there by a Society of Quality that says, quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy given needs. Okay, can you get any more general than that? But there's a couple of important things, and this applies to the higher education environment as well. What are the outcomes that we're looking for? What are the levels of quality and aspects of quality that we're concerned with? And what are some of those other characteristics and features? And so in higher education, it depends upon who's asking the question, who's answering the question, what are the desired outcomes, right? So from the institutional sites, one of the things that we gathered was, we have a statement like this. Let me read this briefly to you. High quality education in its broadest sense, it's a multifaceted concept, right? Lots of different aspects to this. It involves a comprehensive approach to teaching and learning, aims to equip students with the knowledge, the skills, the competencies necessary to succeed in their personal and professional lives. At its core, high quality education involves a commitment to excellence in all aspects of the educational process, from curricular development and delivery to student support and engagement. There's a teaching aspect to this. There's a learning aspect to this, but there's also a student support aspect. And embedded within this is also a faculty support aspect, because all of those support elements feed into the teachers and the students being able to do what they're expected to do. And so there's so many different things. The faculty participants in particular, when we asked them, they were talking about this being multifaceted because it requires, from a faculty perspective, high content knowledge, expertise, prior practice and preparation, requires the mastery of pedagogical strategies, learn how to teach in the particular discipline, ongoing formative feedback, being able to grab that from students, and meaningful relationship. All of that goes into this aspect of what is a high quality education, right? And so putting students first, creating engaging experiences, collaborating with students, providing an inclusive and participatory journey, being available and responsive to students, and equipping students for the future. All of these are aspects of a high quality education that may be more or less emphasized in a particular area. One of the big takeaway from me was, it's important at an institution or in a department, or when you're talking about a group working on students, faculty support, to come up with your own working definition of quality, just like each of these areas, because your context is going to be different than anyone else's. And so what we put in the report here is a lot of different perspectives that will help you in shaping that on your own. I probably have time to talk about equitable education too before my time runs out, but this is one that's we've been working on for a while. There's a really interesting definition that we brought in from the UNESCO documentation that defines equity as ensuring fairness, where the education of all learners is having all learners as seen as having equal importance. So the different aspects of what students bring to the situation, right? It's not hindered by their personal or social circumstances, gender, ethnic origin, immigrant status, special education needs and giftedness, bullying, sexual orientation, socioeconomic status, migrant background, national minorities, and on and on and on. There are a lot of different aspects. Basically, what we're asking for is the students to be given equal opportunity. That means that some students need more support and some students need less support. Some students need support in lots of different areas. Some students need support in one particular area in general. When we were working on a previous report a couple of years ago, we had to come up with a working definition because there's not an agreed upon definition for equity in education, quite honestly. And so we came up with this definition, and it's in this report as well. Equity in higher education means all students are able to achieve equal learning outcomes as they're supported by institutions, faculty, and other systems to engage in the learning process. All students are able to receive financial, social, academic support and guidance they need to succeed in the institutional programs, enabling lifelong success as well. All students are given access to appropriate and effective learning opportunities, instructional resources, activities, interactions, evaluative assessment, which are differentiated according to the unique sets of characteristics and needs. I mean,
That's a great academic statement, right? It's it should encompass everything. At least when we came up with that, that's what our intention was. And so the same thing happens here with equity in education. Defining it specifically for your situation is going to be important. Equity in education impacts every other area. You don't have inclusive education without equity. You don't have quality education without equity. You don't support student mental health without equity. And I think it's probably the one of these that's probably going to go through everything else. And so if you're going to focus on one thing, get that set. What's your working definition for equity? And for each one of us, I think even as individual faculty members, many of us are teaching our own classes, we have to have our own conception of equity, right? That we can then compare with what our institution is saying, what the field is saying, what our colleagues are saying. But it comes down to really is how we are interacting individually with our students in our classes, as well as students overall. I think that's probably my time. Is there a clock? I guess there's more in the report, right? Yeah, this is great. We can come back later if you have still time to discuss further. And now I'm gonna give je donne la parole à Aline. Merci beaucoup Nadia et bonjour tout le monde. C'est vraiment un privilège d'être avec tout ce groupe et de pouvoir donc vous rapporter ici les différentes pratiques qui ont été proposées par les enseignants, les instructeurs qui ont été donc interviewés, qui ont pu dialoguer à travers les focus group pour cette recherche. Et je dois dire que les pratiques proposées donc par ces enseignants et ces enseignantes pour développer donc une éducation de qualité, équitable et inclusive reprennent beaucoup des commentaires qui ont été faits par nos panélistes au début donc de cette journée, parce que ces pratiques en fin de compte reposent beaucoup sur une approche beaucoup plus humaniste et holistique et qui met l'emphase d'abord sur une meilleure connaissance et surtout reconnaissance des réalités culturelles, des réalités linguistiques, des réalités sociales des étudiantes et des étudiants dans nos cours. Et donc là, je vais vous parler, évidemment, c'est une synthèse que je vous présente parce que les détails que vous verrez dans les pratiques proposées par ces enseignants et enseignantes interviewés sont vraiment très intéressants, mais que vous allez peut-être pouvoir reconnaître dans vos propres pratiques. Donc je vais vous parler peut-être de 6 points à mon avis qui sont importants. Et encore une fois, ce sont des points qui peut-être vous paraîtront connus, que vous avez déjà vous-même utilisés dans vos enseignements, mais il est important de les rendre encore plus visibles, il est important de les commenter encore plus, il est important de les rechercher encore plus. Et par exemple, une des pratiques qui ont été donc notées par nos participants à cette étude était une pratique de s'assurer donc dans la conception de son cours, de s'assurer de planifier des espaces et des mécanismes pour une interaction efficace. Un de nos invités ce matin nous parlait de l'importance du dialogue et amener donc justement une culture d'équité, une culture inclusive dans nos institutions passe par le dialogue. Eh bien, s'assurer que dans les conceptions de nos cours, on ait justement ces espaces pour le dialogue, pour l'interaction entre les étudiants et les étudiantes eux-mêmes, avec aussi évidemment les enseignants. Donc aménager des espaces pour qu'ils puissent interagir, pour qu'ils puissent partager les idées. Une autre question importante, c'est reconnaître que nos étudiants ne sont pas simplement des individus dans un espace d'enseignement et d'apprentissage, mais qu'ils sont eux-mêmes aussi citoyens d'un monde qui existe, et donc reconnaître que les événements qui se passent dans notre monde peuvent effectivement les affecter, et donc reconnaître l'existence dans ce monde, dans les vies de nos étudiants, permettent aussi donc à travers toujours le dialogue de mieux reconnaître les difficultés ou non de nos étudiants à certains moments dans leur apprentissage. Ce qui veut dire que
il faut être très attentif et très sensible à la situation personnelle de nos étudiantes et de nos étudiants. On le dit, ce sont des mots, pourtant il faut le mettre en action, il faut le reconnaître, il faut rendre visible cette notion donc d'attention et de sensibilité vers nos étudiants. Et donc, prendre le temps pour mieux connaître les caractéristiques de nos étudiantes et étudiants, prendre le temps pour mieux comprendre leurs connaissances préalables ou leur manque de connaissances, et aussi donc prendre le temps pour les amener aussi à mieux comprendre les cultures académiques, les cultures universitaires dans lesquelles ils interagissent. C'est aussi un élément important et une pratique donc qui a été reconnue comme importante par nos enseignants. Évidemment, assurer une plus grande accessibilité pour les cours, une plus grande accessibilité pour les ressources. Ce sont aussi des pratiques qui ont été reconnues comme importantes et donc privilégier par exemple les manuels et les matériaux d'enseignement et d'apprentissage accessibles en accès libre. C'est une des remarques qui a été faite aussi par une de nos intervenantes ce matin. Donc tous ces matériaux en accès libre sont importants pour assurer cette accessibilité aux cours et aux ressources et aussi pour minimiser donc les défis financiers auxquels font face nos étudiants, offrir des modalités beaucoup plus flexibles à nos étudiants pour qu'ils puissent choisir comment assister aux cours et donc toutes ces modalités, qu'elles soient hybrides, qu'elles soient high flex, qu'elles soient entièrement en ligne ou en présentiel, eh bien, pouvoir les présenter et les proposer à nos étudiants pour qu'ils puissent choisir la meilleure modalité pour leur situation personnelle est très importante pour assurer cette accessibilité à l'éducation. Utiliser évidemment des technologies abordables, des technologies accessibles, intuitives sont évidemment importantes. Un autre point qui a été mis de l'avant par les participants donc à notre étude, c'était d'explorer une plus grande variété d'approches et de stratégies pédagogiques pour assurer justement des apprentissages, des expériences d'apprentissage plus inclusives. Et donc, la nécessité d'établir dès le départ, dès le début, des canaux de communication entre les étudiants eux-mêmes, mais aussi avec l'enseignant, d'établir aussi des attentes très claires, donc une communication qui permet de mieux expliquer les attentes dans le cours, les attentes de l'enseignant, les attentes pour tous travaux, c'est aussi très, très important. Discuter aussi le pourquoi, les raisons pour lesquelles tel développement d'une compétence ou tel contenu d'une matière sont importants pour la discipline choisie. C'est aussi permettre donc de mieux établir donc cette communication. Les technologies aussi choisies, mais les technologies utilisées toujours à bon escient pour renforcer, pour amener cette valeur ajoutée, pour faciliter en fin de compte l'enseignement. Et l'apprentissage est aussi important et donc des pratiques qui ont été relevées aussi par nos enseignants. Encore une fois, ce que je vous raconte ici, ce n'est pas nouveau, vous l'avez déjà entendu, mais il faut se poser la question, est-ce qu'on réfléchit vraiment? Est-ce qu'on prend le temps vraiment? Est-ce qu'on amène vraiment cette flexibilité dans nos cours? Donc c'est toute cette réflexion beaucoup plus profonde qui est importante à apporter donc dans nos pratiques. Tout ce qui est aussi l'apprentissage expérientiel et donc apporter des expériences concrètes, tangibles pour faciliter l'apprentissage et surtout pour permettre de mieux situer l'apprentissage dans sa réalité socio-culturelle sont aussi des pratiques qui ont été relevées par nos participants et c'est important. Assurer au niveau des évaluations une évaluation beaucoup plus ciblée, donc équitable et inclusive dans l'apprentissage. Ça veut dire donc proposer beaucoup plus de flexibilité dans les types, dans les formats, dans le soutien aussi, dans les modalités des apprentissages que l'on amène. Encore une fois, ça peut paraître être des mots, mais posons-nous la question, combien de fois on y réfléchit? Est-ce qu'on amène vraiment cette flexibilité dans nos cours pour cette évaluation?
l'évaluation. Donc, encore une fois, des pratiques amenées comme très importantes pour aussi donc promouvoir une meilleure appropriation des apprentissages dans nos cours, engager aussi beaucoup plus les étudiants et les étudiantes dans de véritables projets authentiques, donc ces approches beaucoup plus basées sur les projets, mais des approches qui amènent l'étudiant comme vraiment des acteurs entièrement actifs et des acteurs pris dans leur totalité dans les travaux donc amenés dans les cours sont aussi donc des pratiques vraiment proposées par nos participants. Et nous, en tant qu'enseignants, constamment réfléchir sur nos approches, sur nos pratiques d'enseignement et donc nous poser vraiment comme des êtres réflexifs pour constamment remettre en question nos approches, nos enseignements, les outils que l'on amène et donc suivre un processus beaucoup plus itératif. Encore une fois, ce sont des pratiques qui ont été relevées comme importantes par nos participants. En fin de compte, si l'on regarde toutes ces pratiques qui, encore une fois, sont décrites beaucoup plus en détail dans le rapport, eh bien, toutes ces pratiques rapportées reflètent tout ce que l'on a trouvé aussi dans la littérature et donc cet exercice donc, de cette revue de la littérature dont a parlé Nadia au début, parce que quand on lit cette littérature, eh bien, on voit évidemment priorité à l'accessibilité des cours et à la mise en place de modalités d'apprentissage flexible. On voit aussi l'adoption de principes de conception universelle de l'apprentissage pour reconnaître la diversité donc, des étudiants. On propose aussi dans la littérature d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur découverte du monde universitaire. Je vous en parlais tout à l'heure. Comment amener nos étudiants donc, dans cette culture académique qui peut être très déroutante au début quand nos étudiants arrivent à l'université, et puis aussi de considérer tous les avantages des formats numériques. Une exploration, par exemple, de l'approche de l'annotation sociale, un principe qui peut paraître simple, mais qui permet tellement facilement, avec nos outils technologiques, d'amener les perspectives différentes des étudiants sur tout concept exploré donc, dans nos cours. Comment justement les formats numériques nous permettent de réduire la charge cognitive en mettant en évidence des informations importantes et en enlevant le superflu. Évidemment, je vous parlais des formats donc pour délivrer nos cours et high flex, hybride, synchrone, asynchrone, etc. Et surtout, repenser l'assurance qualité des programmes et de l'évaluation, donc nos processus d'assurance qualité, pour qu'ils soient complètement centrés sur les apprenantes et les apprenants, centrés sur nos définitions et sur nos réalités donc d'équité et d'inclusivité, sur la flexibilité. Voilà. Ce que le rapport donc propose, présenté de façon très synthétique ici, et donc je vous invite à le lire en détail. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ali. Donc, c'est ça, en quelques mots, voici les pratiques qui ont été amenées par nos participants et participantes et puis leaders. Là, on va switcher en anglais. So we're switching to English with the recommendations. So first from instructors to instructors, and then from instructors, CTLs to educational leaders, leaders of education institutions. So the floor is yours, Laura. Thank you, Nadia, and I'm delighted to be with you here today to share the recommendations that instructors have for their colleagues. And listening to Eileen, it's very clear that the report is extremely rich. There are a lot of messages that we can extract. So I would encourage everybody here to follow up with their own reading to see what strikes them as the most important messages. So I'm going to share what struck me. And in my experience, no one has more credibility with instructors than their colleagues. And this is because the messages that they have to share come from their lived experience of regular and direct contact with students, often the same students at the same institution, and also the experience that instructors have of the impact that the pedagogical decisions they take have on their student learning and the well-being.
That said, for many instructors, I certainly hear this a lot, that the focus on healthy learning environments is relatively recent, and they don't always see the connections between their teaching and the impacts that teaching decisions have on mental health, their students and their own. And I think this is something that has come very much to the fore. Many instructors also feel ill-equipped to support students if and when they become aware of particular struggles. So as important as we all recognize that this is, it's new territory for many people. The instructors we interviewed had 4 main areas of recommendations, and I'm going to summarize them very loosely. So I would encourage you again to go back and look at the source document. So about their own practice, the main message was you're not alone. The challenge of introducing new pedagogical tools and approaches may seem daunting. It is totally possible to learn. Instructors can learn. But to do this effectively, instructors encourage their peers to draw on their local resources, their own institutional support centers, resources that are available online, and also on the scholarly communities. Look at the literature, look at what experts are saying, and look at experts and look at to people in your own institution who may be from a different disciplinary background. There's still a lot to learn. And too many of us think that others know everything and will lose face if we ask, or that no one else is facing the same challenges. And we just have to not be afraid to ask. Working with your colleagues to deepen individual and collective knowledge around EDI questions and student well-being can really help talk through and develop a community that can support each other as we move forward. And also make sure to seek out a diversity of perspectives. It's not as helpful to just speak to people who are only like you. I mean, the value of diversity extends to our own educational process. The second point that instructors addressed was about the course design. And we all know that it's about alignment, right? What makes good course design is aligning your learning outcomes with your assessment, with your instructional strategies, with the content. But there's another aspect of alignment that has come to fore. And it's alignment of the teaching that we're doing with who our students are and the context that you're teaching in. So we know that assessment typically creates the most stress for students and instructors. And when assessments are aligned with learning outcomes, then the stress is reduced and it provides a bit of a roadmap for students. But if we learned anything from COVID, it's that what is happening outside the classroom and where students are both physically and emotionally matters. So in the same way that alignment applies in the more traditional sense, it's also very important to align our instruction to include diversity of content, diversity of instructional strategies and assessments, but also thinking about the diversity of our students who are in our classrooms and the diversity of the approaches that we're taking, the diversity of the challenges that our students are facing. It can seem like a lot more work. People say, I don't have time. I barely have enough time to design my course once. Now, it sounds like what you're telling me to do is design my course multiple times. Actually, what you're doing is just shifting the work. You're front-loading the work. So the more work that you put into the preparation, actually, you'll need fewer adjustments during a course. If flexibility is built into the course design, it helps the accessibility, as I mentioned, and also adapting to any contextual challenges that arise, whether it's individual, one student gets sick, or a complete campus shutdown, which, just as an aside, post-COVID, we had one of the campuses at McGill, much of it was shut down because of problems with asbestos in buildings. So, and we were better placed than we would have been pre-COVID
to adapt to that and respond. So disruptions come in many forms. The final message in this area is remember that design is an ongoing process. Your courses should be in constant evolution, and reflection is an integral part of good teaching. So it's a loop. It's not that you're done at the end of term. It's that the end of term is a time to close the loop and think about what is important for the next offering. When it comes to technology, it's about intentionality. And technology is often the largest cause of stress, starting with the basic question of, will it work? We've all, so far, everybody's internet connections have held pretty well, but we all know that that can change. So we're always concerned about that. COVID forced us to use tools because we had to. And many of us surprised ourselves with how well we could learn. We also discovered affordances that we didn't imagine or appreciate fully at the time that we want to keep, that we want to make sure we still build on. That means we have the opportunity and the obligation to be both selective and intentional, choosing to use technology when it will bring value to the learning and teaching experience, not just going back to, oh, phew, that's over, now I don't have to think about this anymore. Choosing tools, whether old or new, because of what they allow you and your students to do better, more easily, differently, or at all that you couldn't do before, really enriches the teaching and learning experience for students. Sometimes you also have to be sensitive to unintended impacts and barriers created. We can get very enthusiastic and get swept up in it, and we don't always realize what the unintended consequences are. Students, how we relate to our students is something that has changed dramatically through the course of the pandemic and post-pandemic, with this focus on student well-being, mental well-being, which was there before, but it really came to the fore, and also an increased sensitivity to instructor well-being as well. So the advice there is to really be authentic and be respectful. Your students are people with complex lives and emotions, and you're also a person with complex life and emotions. You need to be healthy physically and mentally to be at your best, and students need to be healthy physically and mentally to be able to learn best. So while it is extremely important to respect teacher-student boundaries, and that can open up a whole other areas, it's important to recognize and to act on the fact that within that space, it is possible to be caring and fair. Just because you care about your students as human beings doesn't mean that you don't hold them to high academic standards, doesn't mean that you just, oh, I'm just going to give everybody an A because they all worked very hard and had a tough time. But it's being human and humane. If we focus on, and a lot of people have talked about, equity and equality, we need to focus on treating people equitably, not equally. That way we can create teaching and learning experiences that promote learning in a healthy way. And as I said, it doesn't mean compromising the integrity and the value of the learning experience. But if students feel safe, that they are being treated honestly and authentically, and as individuals rather than impersonally, they are more likely to thrive, as are we all. This, in turn, makes the role of the instructor more rewarding and less stressful. So it's a virtuous circle, as they say, a virtuous cycle as opposed to a vicious cycle. And it's also one of the things that comes up, and it comes up a lot when we're communicating an email, is the importance of tone, the importance of how you say things and not just what you say. So it's about managing expectations, but if you manage those expectations with clear and respectful communication, it really does set the stage for productive learning experiences. So in conclusion, our colleagues can be our partners in learning how to support our students and ourselves
in creating high quality, inclusive, and equitable education. And as I said, I would encourage you all to consult the report in English or French or both to draw your own messages from them. Thank you, Nadia. Thank you so much, Laura. Teresa, the floor is yours. Thank you so much. It's my pleasure to discuss the recommendations from instructors and CTLs to educational institution leaders to support equality, equitable, and inclusive education. So we have a lot of recommendations, as Laura said in the earlier section, and we have organized them by kind of institutional level things, as well as how institutions can think about supporting specifically instructors and students. Like Laura, I've looked through them and picked out my own main themes, which I'll talk about, but encourage you to look through it for your own read as well. So first at the campus level, what we heard from our focus group participants is a need to foster collaboration, promote an inclusive learning environment, and evaluate technology. And for that last point, and related to the conversation that happened in the panel earlier today, it's really important to evaluate the technology on a regular basis to ensure it's meeting the needs of all learners. So some big ideas there, but really about making sure people are talking with each other and that it's a common idea for the campus. And similarly, under the area of policies, it's very important to have a strong vision for what a high quality education, equitable education that considers student mental health looks like on a campus, as well as what that action is. And related to the action, there was a lot that we heard around time and resources allocated to this work. And in particular, important to prioritize the needs and experience of students when making decisions related to university policies and practices. So really encouraging institutional leaders to set a vision and then show that they value that vision by allocating time and resources towards it. For student support at the institutional level, the main theme was to provide standardized support for students, both in terms of the structures and the technologies that they need and the skills that they'll need to navigate an ever-expanding global context for work. Again, a theme that came out in our earlier panel discussion today. And I thought one of the quotes here was particularly clarifying of this point. One of our focus group participants said, rather than trying to put in place an intervention that helps a student with a particular disability, with a learning accommodation for a particular course, we're trying to design our approaches to assessment and student support more broadly so that you've almost designed out some of those particular problems. And I think that speaks to what Laura was saying in the earlier set of recommendations, that if you're kind of front loading that work, then you're spending less time dealing with individual issues as they arise. But in this case, kind of thinking about that on institutional rather than course scale. And then toward equitable and inclusive instructors, which is where most of the recommendations are, not surprising given the audience of our focus groups. This area was similar to what we found with policies in that many of the recommendations focused on time and resources, with the addition here of recognition of the work that's involved to create these kinds of courses. As Laura said, that's a lot of work for the instructors. One quote here was a good reminder for me as an educational developer that works to support faculty in creating these kind of courses. One participant said, people need time. We teach 3 courses a semester, and you can't throw 3 new preps at somebody and expect them to do all 3 of them if you don't give them the time to intentionally build those courses. People would be willing, they just need the time and cognitive space. So I think that's a really important reminder as institutional leaders are thinking about moving forward and goals related to this. Are they really giving their instructors the time and space and recognition to do that kind of work? Towards transformative CTLs, of course, I was most interested in this areas as a CTL associate director. 2 main recommendations. One is to really engage CTLs in the decision-making process of thinking about how to make this kind of campus happen. I think throughout the pandemic, CTLs, people really saw the resource there of the expertise around teaching and learning and the facilitation of that kind of development.
And also that CTLs can enhance the credibility of these kinds of initiatives because they bring evidence-based practices, help bring instructors together in the way that Laura was talking about, learning from each other. So really using centers for teaching and learning and their analogous offices across institutions as a way to support this work. And finally, this idea of a focus on systemic well-being that Laura mentioned as well. This is about recognizing the need for and prioritizing mental health for students and instructors. People can't do this work, and nor will the work make an impact if we don't also recognize the need for mental health. So those are some of the big ideas that came out of the recommendations for institution. What I'm really excited about is that there's such a variety of recommendations that came from our focus group that there's really any kind of institution or instructor or center can use the recommendations to start making steps forward in this area. So I think people will find something that will speak to them and be appropriate for their context in order to move this work forward. Thank you so much, Teresa. So, pour finir, un dernier mot à Louise. Là, maintenant qu'on a tout ça, toutes les recommandations, on bouge vers quoi? Merci, Nadia. Quelle aventure quand même, hein? On a passé à travers un peu tout ce qui se passe dans le territoire de l'éducation supérieure. Donc, j'aimerais, pour préparer mes notes, je me suis engagée dans un exercice de pensée, thought experience, pour arriver avec 6 points de réflexion que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, la question numéro 1, c'est comment est-ce qu'on peut garder un baromètre de l'état des lieux en matière d'EDI et de santé mentale dans nos établissements postsecondaires? Souvent, j'aime dire, et si seulement l'université savait ce que l'université fait? Autrement dit, on n'a pas tout à fait le portrait de tracer pour répertorier toutes nos initiatives actuelles, coordonner les efforts, travailler dans la complémentarité plutôt que dans la répétition. Si on avait au moins ce premier niveau d'analyse environnementale, on pourrait aussi se demander si ce qu'on fait est suffisant. Est-ce qu'on rejoint nos objectifs? Est-ce qu'on a des objectifs? Quels sont nos objectifs? Si ce n'est pas suffisant, il faudrait aussi se demander qu'est-ce qui est idéal. Se demander aussi qu'est-ce qu'on n'a jamais fait, mais qui serait possible de faire. Je donne un exemple comme ça, tout anodin, à savoir établir un contact personnel avec les étudiants dès leur arrivée sur le campus. Est-ce que c'est suffisant de rencontrer le personnel? Quoi d'autre est-ce qu'on pourrait faire? Deuxième réflexion, comment adopter une approche systémique d'EDI santé mentale pour améliorer le bien-être des étudiants? Ça, c'est vraiment la question. Comment est-ce qu'on peut humaniser l'expérience universitaire? Laurent en parlait tout à l'heure, Aline en a parlé aussi. Nous avons tous survécu à une expérience très souvent très, très dure. Il faut faire la différence entre la rigueur académique et l'expérience déshumanisante. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, à se demander qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer cette expérience-là. Et se sortir aussi de notre formation à nous. L'amélioration de la qualité de l'enseignement n'est pas suffisante. Il faut aussi penser à tous les services sur le campus, l'expérience hors campus, en ligne, hybride, l'apprentissage expérientiel, l'apprentissage tout au long de la vie, les activités extracurriculaires, les salles de classe, mais aussi les espaces d'apprentissage et les partenariats de qualité. À cet égard, je fais une remarque. Souvent, les étudiants qui sont en fin de parcours vivent des stress plus grands que dans tout leur parcours parce qu'ils ne se sentent pas employables. Comment est-ce qu'on peut faire pour explorer des partenariats pertinents pour essayer de connecter ces étudiants-là déjà là avec le marché du travail? Troisième point de réflexion. Comment peut-on accroître la collaboration entre les personnes qui enseignent, le personnel de soutien, l'administration pour relever les défis auxquels on est confronté? Donc, quand je parle de collaboration, j'aime tracer une image. Imaginez-vous un grand repas servi sur une table. Il y a une belle grande table, il y a une belle grande nappe, des assiettes, des ustensiles, mais à l'arrivée de chaque partie prenante, il y a un nouveau plat qui apparaît. Donc, tout le monde peut manger quelque chose qu'il aime, tout le monde peut se servir, mais tout le monde n'a pas besoin de manger tout. Ça implique que personne qui peut être dans un état de latence. On a besoin de la contribution de chacun. Personne ne peut rester passif et personne ne peut rester derrière. Donc, comment est-ce qu'on unit nos forces pour créer une meilleure variété? Quatrième point de réflexion, comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos membres facultaires et notre personnel? La santé mentale et le bien-être des personnes qui enseignent et le personnel ne doivent pas être négligés. Laurent l'a très bien parlé tout à l'heure, parce que ça influe sur notre capacité d'être capable de donner une expérience d'apprentissage qui est très favorable aux étudiants.
On sait que le stress a un énorme impact sur notre organisme. On devient fatigué, on devient patient, on n'est pas capable de passer aux détails. On pense que tout est un détail, mais finalement, une réponse attendue par une personne, c'est sa vie qui est en attente. Nos nouveaux profs aussi payent souvent très cher le manque de clarté pour obtenir une permanence en travaillant nuit et jour et en abusant de leur propre santé pour arriver avec une permanence et puis être épuisé en premier sabbatique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Avec bien entendu des attentes plus claires sur ce qui vient. Les employés seniors aussi sont souvent négligés dans le système qui accorde moins d'importance aux fondements traditionnels qui autrefois étaient la source de vie de nos universités. Donc, à réfléchir encore une fois. La question aussi de nos employés, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux les reconnaître et les garder, parce que souvent dans certains secteurs, on les perd très rapidement. Je pense entre autres dans les services de la paie, etc. Ça ralentit tout notre travail. Donc, ensuite de ça, comment est-ce qu'on peut faire, point numéro 5 de réflexion, pour relier les points? En anglais, connect the dots. Il faut mettre la structure d'apprentissage, de l'expérience d'apprentissage, de l'expérience campus, les services à faire en exergue. Mais tout d'abord, il faut savoir de quoi le système est fait et comment reconnaître nos faiblesses et les efforts qui viennent de partout. Ensuite, il faut conscientiser les étudiants et les informer de ce qui existe. Souvent, ils ne savent pas. Ils arrivent en fin de parcours, année numéro 4 ou fin de parcours du doctorat, puis ils apprennent qu'il y a un service qui existe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être plus clair et puis mieux mettre en exergue notre offre de service? Il faut aussi contribuer à bâtir la résilience des étudiants et les préparer à ce qui vient, aux exigences du marché du travail et aussi à la rigueur de la vie pendant et après les études. On parle de santé mentale, oui, c'est très important. L'EDI, c'est très important, mais il faut aussi penser aux compétences permettant d'avoir du succès sur le marché du travail. Aider les étudiants à devenir des innovateurs confiants, c'est mon travail de tous les jours. Ça implique de développer la pensée critique, stratégique, créativité, collaboration, etc., mais aussi la tolérance face à l'erreur, la prise de risque et de savoir que souvent, c'est incertain. Il faut être capable d'être calme et de garder une certaine composition par rapport à ce qui est incertain. 6e point de réflexion, très, très rapidement, comment s'engager dans une réflexion autour des pratiques institutionnelles pour s'assurer d'adapter, faire évoluer les politiques, les initiatives et les systèmes de soutien. Ça implique de garder un canal de communication avec le leadership senior pour suggérer des initiatives susceptibles d'amener des changements significatifs et des progrès pour l'amélioration de la qualité d'éducation. Je reviens sur ma période du début. Et si seulement l'université savait ce que l'université fait, souvent c'est une question de passer le commentaire, de garder tout le monde au courant de ce qui se passe. Et ces gens-là qui sont à la tête de nos universités sont des humains. Ils doivent savoir ils ne peuvent pas deviner ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut vraiment trouver des meilleurs canaux de communication pour partager tout ça. Et à la fin de tout ça, il faut quand même avoir certaines ressources financières qui sont quand même réservées pour soutenir les besoins en ressources humaines. Si on embauche un employé qui est capable de prendre soin de 30 étudiants ou de 120 étudiants ou d'offrir X nombre de services, c'est un avantage pour l'université. Donc, il faut éviter de faire crouler cette personne-là dans une paperasse et puis une espèce d'administration qui va la mettre dans des rendez-vous, dans des rencontres à 100% du temps et puis mettre cette personne-là pour qu'elle soit en train d'offrir des services à nos étudiants. Donc, voilà, j'ai fait le tour de plusieurs questions. Merci Nadia pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup à Louise. On arrive à la fin de notre lancement de ce matin. Donc, un grand merci à mes co-chercheurs pour leur passion, leur contribution exceptionnelle à ce travail. A big thank you to my co-researchers for their passion and exceptional contribution to this work. Also, thank you for responding to the questions while we were presenting. Ça c'était super important que mes panélistes, mes co-chercheurs étaient en train de répondre en même temps. Donc, ça, c'était vraiment très, très efficace. We're going to take a short break and come back at 11 a.m. for the Innovative Initiatives and Field Experiences in Higher Ed panel, which promises to be engaging. It will be happening in English. So, pas de bilingue. Ça va être vraiment in English. See you soon for more of our discussions. Thank you so much. Bye. Okay, it's 11 a.m. EST, so in our time zone. Hi, everyone, and welcome back. Thank you all for joining us for our first panel, because before we had the lunch and before that we had the opening word. So the first panel to discuss innovative initiatives and field experiences in higher education to promote quality, equity, inclusion,
and mental health in multimodal learning environments. I'm thrilled to welcome brilliant panelists who were also key co-researchers or contributors to our research project. So Jordan Struer, Assistant Provost for Educational Resources and Innovation at the Lebanese American University. David Hornsby, Vice Provost and Associate Vice President, Academic at Carleton University. Moira Fisher-Batcher-Smith, Vice Principal Learning and Teaching at University of Glasgow. And Sarah Wilson-Methurst, who she is a higher education consultant and researcher. And I'm also very happy to co-moderate this panel with Anne-Louise Davidson. She's a Faculty of Arts and Science Strategic Advisor, Innovation and Director of the Innovation Lab at Concordia University. So a kind reminder, although the chat feature is enabled, please ask your questions in the Q&A and specify the name of the panelists to whom you are addressing your questions so they can answer you. This will facilitate the whole retrieval of the questions. And I'm gonna move the whole thing to Anne-Louise. Anne-Louise, the floor is yours. You're gonna take the lead now. Thank you, Nadia. So here is the first question to our panelists. Could each of you share your personal perspective and involvement in fostering innovation in higher education, specifically in terms of promoting quality, equity, inclusion, and mental health within hybrid, flexible, or totally online learning environments? We would love to hear about the initiatives that you've been part of at your institutions and the impact that you've seen from these efforts, and give concrete actions that help address the complexity and interconnection of these goals. So we're starting with Jordan. Excellent. There it is. Little bit sticky on the unmute button. Wonderful. Thank you so much. So again, I'm Jordan Struer from the Lebanese American University. And in particular, what's lovely about the position that I hold there is that I am responsible for our Centers for Innovative Learning. And that is the center that was born through our Strategic Plan 3 and is featuring prominently in our latest strategic plan that went into effect this last year, Strategic Plan 4. And the beauty of that is that the center then can really has a sort of established history that allows us to work across the landscape at LAU, in particular liaising with the Dean of Students and of course also with our faculty and their approach to pedagogy and in particular online pedagogies. And I think what's nice about that relationship that we have at the center across our different units at the university is that the Dean of Students might not understand what faculty are doing in their classrooms, especially online classrooms. They become hidden, they become, something that happens in that virtual space and nobody really knows what's going on. But through the center and by being able to bring them into some of our seminars and trainings, they are understanding what faculty are doing and faculty are understanding what talents they have for mental health referrals, for referrals to counseling, for accommodating learners with different needs, for even learning about what percentage of students in our population might have different learning needs or learning styles. So I think that's the beauty of the job I'm in is I get to bring together multiple units across campus. And I think that's critical to the higher education landscape in addressing all of these big issues. Thank you. Over to David. Thanks very much, Anne-Louise, and thanks, Nadia, for organizing this great event. I know that others have expressed their appreciation to you for convening this important work. Allow me to also echo that. It has been such a privilege to be part of this project. Greetings, everybody, from smoky Ottawa. I'm saying smoky because we're currently inundated with smoke clouds from forest fires nearby. Never a fun experience, so sending my thoughts out to those who are affected by this. This is a really important question from the perspective of thinking about the notion of equity, diversity, and inclusion in our learning spaces and quality. We can think about this at numerous different levels, and I've sort of characterized three in this particular moment. There's the structural level, so thinking about our policies and our systems and how do they foster
equity, diversity, and inclusion within our learning spaces, I've been thinking about the pedagogical, right? The how we teach question is as important in the notion of extending equity, diversity, and inclusion and addressing those things. And then, of course, the content of our learning experiences. What is it that we're teaching? And how do we make space for a broader set of ideas and worldviews that then take into account equity, diversity, and inclusion? And here at Carleton, but I know that these sorts of things are taking place at other institutions around the world. But here at Carleton, we've been thinking about equity, diversity, and inclusion in our learning environments at those three levels. You know, some of the more recent things coming out of the pandemic in particular that we've learned is that, you know, we need to integrate a more compassionate approach in our grading systems. We pretend that grading is this deeply objective experience. It isn't at all. It's highly subjective, and biases and you know, other sort of more nefarious impacts against EDI can be sort of introduced into those contexts. So we've set up a compassionate grading type of policy and approach that seeks to forefront equity, diversity, and inclusion. But, you know, we've also thought too at the structural level, right, around how our courses are structured. We want to think very carefully around how do we transform our courses to be more inclusive, not just from a pedagogical perspective. So the types of pedagogical strategies that we're encouraging, experiential learning, active learning, all of these types of approaches that decenter the instructor as the sort of the fount of all information and knowledge are actually about contributing to equity, diversity, and inclusion. And we know it works for student learning as well. I mean, here's a double win. At Carleton, we've been engaging in also thinking around the notion of reconciliation. In Canada, how we engage with our Indigenous communities and Indigenous knowledges has been really important. We've created a program called the Indigenous Learning Bundles program, where my colleague, who's Kahente Horn-Miller, who just won a 3M Teaching Award for this work, has been leading around integrating Indigenous knowledges into different disciplinary frames. And we have a whole series of Indigenous learning bundles that speak to Indigenous knowledges within biology, within environmental sciences, within sociology and social work, you name it, we're sort of thinking about it on that score. So if we think about EDI on those different structural levels, the pedagogical, how we teach matters, and creating strategies that empower our students, when we think about the policies and systems that we have in place at the university to make space for EDI, it's important there. And then the content piece. Those are some examples of how we've approached it at Carleton. Thank you, David. Over to you, Maura. Thank you. So this is a huge question. And one of the great things about having a panel is that we each approach the question slightly differently. So I'm going to come at this from a slightly different angle, but I really want to build on particular what David just said there. So my approach is to think, well, academic colleagues, not just academic colleagues, but they're usually the drivers of change around their own courses, are really generally very inquisitive people who like to experiment with new things. And in terms of their own research, they're constantly looking to push boundaries and approach things with a critical mindset. And so I think there's so much innovative potential there, but often what puts them off doing the same thing with respect to their teaching is that they don't actually want to experiment on their students in case they get that wrong. And they often become frustrated if they try things and it doesn't seem to work. They get negative feedback or whatever. And the other aspect is our systems and our processes can often be a bit of a barrier. Now, that might just be my university where we get that feedback, but from what I can tell, it's not just my university. So I think part of my job is to try and align things so that we have frameworks, just as David's described, you know, make it clear, what do we mean by that compassionate assessment framework? What is assessment really for? Actually, how do we really engage with assessment as part of the learning process rather than just that kind of hurdle at the end? So I think there's a combination of that framework and guidance, that work to try and change our systems and processes to make it easier for people to innovate and develop their practice. But I think the other ingredient for me is working with students. So we've created a central fund that supports innovation, and where we've worked with students to create new resources, so for example, EDI resources in life sciences, or new strategies for assessment in geography that have used technology, and the students have said this would work really well for us,
then that's really made a big difference, because the students have been massive advocates of change. It's really encouraged colleagues to try the things they were interested in. And then I think the other thing I'd say is, in terms of the question about hybrid, flexible and online, and I think we'll come back to this later, I think we really need to think about learning hours for students. So we often think about all the content that we want to give students and the opportunities, but actually we need to think, if you have a 10 credit course, for us at Glasgow, that's 100 learning hours. How much are we asking them to engage with before they even come into a class? And if we give them too much, it creates a barrier for students who have got lives outside of university that are also really demanding. So I think for me, it's a combination of harnessing that perspective, that infrastructure and guidance that allows staff, that gives them permission to experiment, but safety to do so in a way that's not harmful for students. And then bringing that together with our academic developers who can create those exemplars and case studies that give further confidence to embed that kind of practice. These are the things that we're trying to support that would really, we think, foster and embed innovation. Thank you, Maura. Over to you, Sarah. Thank you very much, and thank you for inviting me. And I come at this from a perspective of having been a head of learning and teaching excellence in a UK university, and also recently as a consultant working in different environments, including very much widening participation contexts where the average age of the learner is 35. And I'm sort of looking at this, emphasising sort of mental health and well-being angle in terms of promoting that in multimodal learning environments. And in doing so, I'm acknowledging concepts sorry, a little bit like David, I'm looking at the sort of the micro, meso and sort of macro level in terms of what we're doing. So we're taking that kind of social analysis framework, but also looking at the work of Antonovsky and salutogenesis and things about stress resource coping theory. So I think we're thinking about well-being and health and ideas from models in population health systems as well. But also the work I've been doing with a colleague at Durham about the characteristics of expertise for online teaching, and also work such as the Student Mental Health Research Network based out of King's College, and work that colleagues have been doing there. So looking at the macro, starting with the macro and the institutional approach and the community approach, the UK, they've produced a university mental health charter, and that's really looking within the institution actually, and also extending out into the wider community in terms of thinking about creating the conditions in which health and well-being can flourish. And this charter tries to create an evidence-informed framework which universities have been using to signpost, the conditions under which students will, and staff. It's really important to acknowledge that staff will flourish. So it identifies the conditions that will create health as opposed to risk factors for individuals, and it really emphasises the curriculum as the only guaranteed point of contact for students and with academics. There will be other services, but that's the guaranteed point of contact, and it's really important to think about that when we're thinking about designing multimodal learning environments in which all students can flourish. And if we think about the meso level, the curriculum level, there's guidance around enhancing student mental health through curriculum and pedagogy. And one important concept there can be transition pedagogies. How do we support students, not only in terms of transitioning in, but transitioning through and out, and perhaps in and out of work placements and other situations. The importance there is also thinking about what can we do to support students and make the experience comprehensive to them, manageable and meaningful. And that's about participation and them as co-creators in that experience. And then finally, at the micro level, examples of things like came out of the University of Derby in the UK, which is the practical recipes for student success. And there's practical things that are easy to implement. They're in the assignment brief template that we used at Bucks University, a fit to submit checklist. So it's really giving information to students up front, ease of access to key information that then they can use to, immediately to see what's expected of them, to remove some of the hidden curriculum impediments to their progress and other things. So yeah, so I think those three levels
but with a mental health and well-being focus is my sort of response to that initial question. Thank you, Sarah. So the next question to our panelists is, building on your personal and institutional experiences, could you discuss the systemic changes you believe are necessary at the higher education level to more effectively promote quality, equity, inclusion, and mental health in hybrid, flexible, and totally online learning environments? What major challenges, trends, and opportunities do you see at this systemic level? And we can start with Sarah. Yes, okay. So at the systemic level, I think I've talked about the mental health charter, and I think the challenges come in various ways, but they include the assumptions, beliefs, and values about people hold about the system of education as it currently exists. And those can be things around competitive rather than collaborative, what behaviours and actions are rewarded. And I think the trends will be an increase, an ongoing demand for flexibility and things that we've learned through the pandemic. And I think the opportunity comes from recognising what actions need to be focused at the individual level. And we've heard about, students need support, but also what needs to be directed towards the population level of students and indeed staff in their development. And there's models which if you think, I'm going to sort of draw a diagram in the end, if you think about the unit of intervention in terms of populations and individuals, and then you think of focus of interventions in terms of support and outcome improvement, obviously individual support is really, really important, and there'll be students with specific learning needs and preferences, and I'm thinking about things like dyslexia, dyspraxia, and other things that would be important to implement in the curriculum. I think if you're getting lots of individual requests for support and that's hitting the same kind of problem, then you need to think about integrated support models which are going to hit specific populations of students and provide them with that support. So I'm thinking here about where, and this might also include staff, so it might include staff who are new to teaching and new to online pedagogy, but it might also include groups of students such as disabled, mature, commuter, Black, Asian, minority, ethnic, and so on. I think then if you're thinking about outcome improvement, it's around thinking about when students come into contact with whoever they come into contact, remembering that the curriculum and staff are the guaranteed point of contact for students. It's thinking about supporting staff with clear role descriptions and expectations and development, and providing clear kind of learning contracts between students and staff on what the expectations are. And then finally, I think at the outcome level and outcome improvement level with populations of students, this is where we might be using data to inform what's going on and see if there are rewarding gaps with particular groups of students. So are our disabled students underperforming in an unexplained way relative to the rest of the population? Are mature students underperforming, and so on? And looking at those and seeing if we then need to continue to enhance what we're doing. Thank you, Sarah. I'll hand it over to Moira. In reverse order. Okay, I'll use what Sarah's just said as my jumping off platform there then, actually, because I think the end of the first question and the beginning of the second question, I think, has really set the kind of macro context really clearly. And I think Sarah's points about supporting staff and thinking about curriculum is where I'd kind of maybe like to come in. So I think that a lot of our universities have grown up in a way that has been about the academic structure and organisation. It's been about faculties, it's been about services, and we've looked at students as fairly large groups with standard services that we try to provide, and all with very good intentions. But I think what we've not always managed to do is look at what we do from the perspective of the programme, and that might sound like I'm going really narrow here, but I think it's really clear that students, when they come to university, think very much about their programme and their experience on their programme and whether they feel they belong in that programme or in that school or in that academic area. And so I think that this one of the systemic considerations, and there are so many I could have picked, but I think one of them is really rethinking how do we build our support and our approaches around that degree programme and that degree programme experience. And that could extend to include the learning related activities, but that's a unit of analysis that makes sense to a student, whereas such a lot of what we do is about how we organise our institutions and not how the student experiences the institution.
So I think there's something around that programmatic perspective, and that feeds then into how we think about assessment. Just going back to that, when we talk to students, the thing that most worries them and troubles them is assessment every time. And we could make so many changes, but actually, if we don't look at assessment from a programmatic perspective, if we don't make it, clear and consistent how they submit their assessments, if we don't think about sequencing of deadlines, if we don't think about our over-reliance on high-stakes assessment, for example, then an awful lot of the other things we've been talking about, mental health charters and so on, actually won't make the impact that they could and should have. They're not implementing changes at the level of the individual student's experience. And I think it's so important to think about that from the point of view of scaffolding, so that students have that opportunity to build up experiences, recognizing that some come in later years. As Sarah has already said, some are mature students, they need a totally different type of support. But unless we think about that programme engagement and where they're coming into that and their experience through it, the rest of what we're trying to do doesn't really touch the individual student experience in the way that I think we're wanting it to have. So for me, it's that marriage between those broader commitments and cultural changes within the sector, and how we embed that within a programme in a meaningful way, that a student actually experiences that support the whole way through, that, and in practice within the context of learning and assessment, that I think is absolutely fundamental. Thank you, Maura. Over to David. Thanks very much. And I really want to build off of what my colleagues have said thus far, and really reflect on this question from two levels. One is sort of the broader higher education context globally, and then one more reflecting on the Canadian environment. And because I know it's a little different here than it is elsewhere. The global reflection, I think, is thinking more precisely around how we construct our learning environments, in particular the pathways, the degree pathways, and how flexible those learning experiences are. Across the world, the degree looks very similar, right? You have either 3 or 4 years at the undergraduate level. You're meant to sort of follow a clear pathway, and it looks ultimately the same, right? You come in and take a set of courses, Sage on Stage models for the most part, and students are meant to sort of survive and come out of that after having experienced a set of exams and assessment models. I think we have to rethink the whole degree. I think we need to think about the way in which we structure it. Students now are coming with, really legitimate life issues and life experiences that are not being accounted for in our degree programs. We organize our degree programs along disciplines as if they're distinct and separate from each other. We need to think about broad problems, grand challenges, domain degrees that bring together interdisciplinary thinking, because this is the type of person that we need as a citizen, regardless of where we are, somebody who can think across disciplines and who can solve grand challenges. And we need to account that people have complicated lives. What was it? On average at Carleton, our students work 15 hours a week on average. I know when, I was based in South Africa, that was also a similar situation in the South African dynamic, in the UK as well. So we have to take the student context and the student experience into account. We need to integrate more flexibility. It doesn't mean we diminish quality, but we need to find ways of allowing our students to access the learning environments and the learning experiences in different ways. We can't just rely on the Sage on Stage model anymore. We can't just rely on the disciplinary degree anymore. And so that's, opportunities there for synchronous and asynchronous types of experiences, recognizing outside of the classroom learning opportunities, work integrated learning, all these sorts of things which we talk about, but seem to exist at the margins of our degrees for whatever reason. And that, I think, requires, from an EDI perspective, we really have to give some deep consideration. Coming to the Canadian level, one of the biggest challenges and opportunities, I would say, for integrating EDI into our environments is data, disaggregated demographic data. We are terrible at this in Canada. It is embarrassing, actually, at how bad we are. Places like the UK, the United States, South Africa, other spaces are miles and years ahead of us in terms of understanding student experience from a disaggregated demographic perspective.
for whatever reason in Canada, we like to believe that we're non-racial, that we don't, multiculturalism exists and is separate from our learning spaces. We have to start getting serious at the institutional level, but more at the provincial and at the national level at understanding how student experiences from a disaggregated demographic context factor into student success, factor into engagement, and how inclusive our universities are being as a result. And this requires having honest conversations. Again, we need in Canada to start having honest conversations about race and ethnicity in our university sector. And I think, there's an openness, there's a willingness to be there. The truth and reconciliation process in Canada really opened the door. The Black Lives Matter movement has really pushed that debate forward. The roads must fall, decolonization pushes have also forefronted these types of ideas, but we now need to take it to the next step and embed it and integrate it. So I'd say across Canada, we need to start treating data more seriously and having honest conversations around it. Thank you, David. Over to Jordan. Excellent. Wow, so many great thoughts going on here. With regards to so the conversation has brought me to one place, and the question itself had me already over in another place. So I'm going to try to cover both and reconcile along the way. So in the question is the word systemic, and so I think to affect systemic change in the higher education landscape, the administrative buy-in is a super important element there. So if we, think of the landscape as administrators, faculty, staff, and students, I think having the administration saying, yes, we value this, and now figure out how that value is going to manifest in all the other groups. And then, through their support of various policies and programs and so on, it can. So one thing we're looking at with our students, just getting students used to the idea of more inclusive educational spaces, is opening a sort of specialized tutoring hub that's aimed at students that are differently abled. So we do have some students in wheelchairs, we have students that are visually impaired, which I realize for everybody in other places around the world is not like new and exciting, but in Lebanon and in our private university context, unfortunately, historically, we have not been as good at accommodating differences. And that's largely because they don't manifest up through the school system in Lebanon. So that's why, fortunately, now we're seeing changes in the school system, which is why we're able to see changes come about in the university level. And that's what's a beautiful thing, is having the administrative buy-in and saying, yes, this is something we value. This is part of our mission. We're going to embrace this, and we're going to do it through policies where students are engaged in this change so that it becomes normalized for them, where, the staff are understanding how their role in accommodation, and so are the faculty. But now switching over to what David really brilliantly sort of touched on here is this balance between tailoring the experience and making it really, or the structure. And then, of course, how do you do that when you need to scale that experience? And I love the idea of these totally flexible programs, but also at the same, for students that are maybe neurodivergent or different mental health, that's terrifying. Having that many choices and thinking that you're going to tailor your degree, that sounds terrifying. Whereas this structure for the degree program, but a tailoring of the experience that goes along with it might be more valuable to some of those learners. So getting that right is really hard. And because we haven't had a large number of students with different needs at LAU, we've really given a very nice experience to these students, because everything is hand tailored. Oh, you need this? Okay, just ask and we will accommodate, and ask and we will accommodate. And that's great. But sadly, right, that also means that students that aren't as good at asking get left behind. So we've had this perfectly tailored system, but we need to now move to a more structured, scalable systems to ensure that everybody is included, whether they ask for it or not. They're going to benefit or know that that resource is there for them. So getting all of these balances right as you construct the policies and the procedures and the programs is, I think, a real trick we have to look at. And of course, goes back to my main point, that it's all facilitated when you have the administrative buy-in, so the resources can be put there. Thank you, Jordan.
this is also inspiring and so very full of ideas. I wish I hope that we can continue the conversations also after. The last question is, as we look towards the future in higher education, how can institutions best prepare for these shifts? We wanted to move, as we said in the first session, from being reactive to being proactive. And what seems to be suggested here is that we want to move away from the petri dish to the university can be your friend and you can stay here. And it's a comfortable place to be. So how do we, what's the roadmap? How do we move ahead? How do we prepare for what's going on? And I suppose we can start with anybody who wants to talk. We can start, maybe we can start with David. You talked about compassionate marking, and some of the reactions were about this. We want to know a little bit more what this is. I have a sense of what it is, but what do you mean by it? And is everybody ready for this? Do you address you preach to the converted? Do you address the kicking and screaming? What's your process? Yeah, I tried to type a response to the question in the chat. Clearly at Carleton we approach it from a policy level, right? So that and we've taken sort of a page out of the book from McGill, from Concordia, from York, others who have very similar types of models already embedded within their academic regulations. That permit students, for example, if they've had a bad term or if they really messed up on a particular course, to declare a satisfactory or unsatisfactory. So that one course doesn't mess them up. We know from student success literatures, right, that particularly at the first year, that, if a student gets a D or an F or has to withdraw from a course, that they're much more likely to not graduate, right? Or to withdraw entirely from university. So if we can de-stress and take out that sort of intensity of having to pass everything with an A, allow a student to declare a satisfactory or an unsatisfactory that doesn't necessarily mess up their transcript, that's an important way. That's a compassionate approach to grading, right? But we know that the notion of compassionate grading is broader, right? How can we factor in unspecified, or was it specified grading practices, I think is the name of the approach, where you can indicate as an instructor up front, if you want to get an A, this is what you got to do. If you want to B, this is what you got to do, C, D, etc. And actually allow the student to choose what sort of grade category they want to aim and pitch for. Doesn't mean it's guaranteed. If they say they want an A and they're going to hand in X number of X number of assignments, it doesn't mean that they're guaranteed that A, but they're pitching towards that. You understand how they want to approach it. And that's an empowerment to the student, right? That's a compassionate type of approach. Of course, we can also think of it as from the flexibility level, right? How strict are we going to be about deadlines? Can we create, opportunities for students if they've encountered a personal crisis or issue that they can find, they can still complete, find pathways to complete the course in a way that they feel happy with. So it's a broad concept, and it's defined uniquely at each institution, but that's certainly, I would say, a part of the future. We have elements that we do already in our institutions, but can we bring it together in a coherent package that then students understand more broadly, and again, empowering them to see their future. But if I could just also reflect on this question very briefly from maybe a bit more of a meta level. I think when we're thinking about the future and how do we address, our broader relationship to EDI, I think we have to start coming back to a critical question, and that is, what are universities for? And we don't spend a lot of time talking about the social compact anymore. We just think that what we do is intrinsic and that people value us intrinsically. I don't think that is the case. Certainly, at least in Canada, there's significant pressures. I know in the UK, there's significant pressures through the research assessment exercise, the knowledge, the teaching excellence framework, et cetera, that really challenge this notion of the intrinsic value. So I think we have to start getting explicit again about answering the question, what are universities for? And what we contribute to social transformation in society. And that's an important way of coming at and making sure the relevance of EDI and universities is made explicit. Thank you, David.
Does anybody else want to interject? Yeah, could I maybe pick up? I missed a little bit of what David said at the start because I was trying to answer a question, and I'm not very good at typing an answer to one question and picking it. But the point where you were finishing, David, I absolutely agree with you. And one of the things I think that universities need to, and it's not easy, but need to do, is a lot of awareness raising. There's a framework that says if we want to make change, there needs to be awareness, commitment, and competence. And I can't remember the author, so I'm very sorry for not citing that properly, but I find it really helpful. You know, we might be really committed to making changes. We might also be quite competent, but actually if our colleagues don't have that awareness, it's very difficult. But I don't think it's just our colleagues. I think at a sector level, it's very difficult to get universities to speak with one voice to governments, for example. But all of what we're discussing is kind of only really a pipe dream if there isn't clarity about funding for education. Because, you know, we know what funding we have, and we know what the pressures are, and we know what we can deliver within that financial envelope. All the other things, whether that's kind of, you know, shorter courses or upskilling or all of these other things, we need continuity of funding and long-term policy commitments to these things if universities are then going to be able to turn these large organisations and shift our prioritisation, our funding allocations, and all of the other things that follow. Otherwise, all we do is we put more and more pressure on our colleagues to make what looks like incremental adaptations to new streams of funding, when actually they're not incremental, they're sizable changes in people's workload and in their time, and actually potentially also in their learners. So I think there's something about being realistic about the funding environments that we work in, the aspirations of our governments and our policymakers, and actually the fact that they are, certainly in the UK, they're not sitting with the luxurious position of being able to allocate additional funding to all of the different parts of the economy that need it. There's a rationalisation process going on there. And it follows through from school. You know, we can't just make changes in universities. It's got to come through schools, universities, and their own. And I think there are quite a lot of, and I'm not saying this to be negative at all, I'm just saying this to kind of help us think about what are the different lines of communication that we need to have. But there are many compelling reasons to not change what we do. You know, if we think about accrediting bodies, they often like to see us do things that are familiar to them and become a little bit nervous about change. Interdisciplinary degrees, are they doing enough about the core discipline? You know, there's lots of things like that. Parents, I don't know about you, but during the pandemic, there were lots of parents saying, what's all this online learning? That's not high quality. You know, so there's so many stakeholders that we actually need to work with. Quality bodies and others to shift that perception of what is good quality learning experience. Someone made the point, flexibility doesn't mean weaker quality, but flexibility, offering that institutionally, is a massive investment. It's a huge, huge investment. So I think that these are the kinds of conversations we need to have in our universities. And there's another thing, which is that for our colleagues to change, they've got to feel that there's, I don't like the expression burning platform because it's, but you know what I mean? There's got to be an imperative for them to do that. They're busy, they've got their students, they've got their practice. There's not always a lot of capacity to change. So I think we've got to really be confident that there's that right institutional framework before we ask of our colleagues more change or more adaptation without that certainty that we can actually support that and resource that in the longer term. And that really is a sector level dialogue, in my opinion, that will differ depending on where we're situated and has to be understood in the context, as David says, of the other instruments that are operating within our sectors. But I think these are really fundamental. All it takes is a shift in government to say we're funding this activity and not this activity, and we turn. But we also can't do that on an annual basis. So I think that the quality of that dialogue is absolutely imperative for absolutely everything else that we've been discussing today. Can I follow on from that? Because there were some great points there. The original question was about best preparing, and I think just picking up the point about data, I think we need to use data well. We need to be evidence informed. We need to be aware of how different student groups are progressing and how well they're progressing, and any unexplained awarding gaps. I think so. That's really important, and again, you know, in a compassionate way. And I think you all talked about the best prepare for these shifts, these trends. I think the demand for flexibility, demand for multimodal, different pathways and formats will continue. And I think the debate about quality is really, really important, a really important point there, Maura. And I think
there has been in some quarters, I think there's been a conflation of online with COVID, and so people think that online is bad because it's taken me back to an experience I really didn't enjoy, and some of those experiences we did our best, didn't we? But they weren't designed, they weren't designed as online experiences. They were in-person teaching shifted online. And I think that in terms of preparation, I think the focus, because of this, the centrality of the student experiences with the curriculum and with staff, I think really that preparation needs to include supporting staff and new forms of staff development that look at the challenges that staff face when understanding online pedagogy, and the pros and cons of in-person and online, and what each are good for, and each have their strengths and their weaknesses, and not saying one is better or the other, but each has their place in a well-designed curriculum. And some of my own sort of research is indicating that there is some strong antipathy to online teaching and a strong preference for in-person, and there is a little bit vice versa, but mainly favouring in-person because of mental models and assumptions, beliefs that underpin, what people think about what teaching looks like and their own kind of preferences. And we know from there's fairly good evidence in the literature that in-person teaching does favour white male and neurotypical learners. It favours, it doesn't, and there are instances where other learners will really benefit from those in-person experiences, no pun intended by imperfect. But what we're arguing is teachers can't be inclusive and effective if they're supportive of students, if they're just privileging one kind of learning experience over another, and that we need to use both well in the future. And that we also then need to support staff in their, unpacking some of their assumptions and beliefs in a supportive, compassionate way, and then thinking about, what would work best for particular learners in particular circumstances. So I think taking that learning, so that I think is part of the preparation that we need to do, is working with staff in that compassionate way, and in that developmental way, and acknowledging obviously that they are experts in their field, and that's something that is so important, and this is what students are coming to learn about. Thank you, Sarah. Jordan, did you have anything to add? Excellent. I have lots to add because it's been such a nice, rich conversation. Thank you, everybody. In particular, I liked, Moira, what you were saying. We're stuck with governments, right? Our governments make rules. In Lebanon, for example, our government does not recognize online degrees. So we've had to make all kinds of impressive maneuvers in order to offer our online programs. So government has a large influence on what the universities are doing, and it does feel very much it's the government telling the university rather than the university telling the government in many cases. So that idea of sort of forming as a unified voice across universities is just lovely. Also accreditation, right? The accreditation process, it has another sort of dictatorial effect on not necessarily what we teach, but how we teach, how we structure our educational environments. And it's sort of a symbiotic evolution. So we're never sure if it's accreditation leading education or education leading accreditation, but it's sort of the symbiotic evolution, which is not necessarily actually explicitly thought about or advocated for the way David was proposing. And then of course we can't leave out of the discussion ranking, right? We all go around chasing rankings, and that has also, or at least we do, especially in this part of the world, chasing rankings, and that how we do it, and maybe why we do it. So there are those sort of things to think about, and I like the idea very much of universities and the cross-university dialogue. So rather than how are we going to run our own university, but how can we as universities come back to that fundamental question of what is it we do, why, and how do we want to do it going forward? So lots of elements there, and I think my connection is a little choppy, so I'm really sorry for that.
No need to be sorry. We understand the context, and we understand that this is beyond your control. So thank you for participating and for your contribution here. We are approaching the end, and I don't want to neglect the fact that there are some interesting questions emerging from our participants. Mathieu Pulve talked about students play the game of grades in part because universities play the game of rankings, and that's a comment that I think is important that we remember. Is like, what do we do with these rankings? And the whole idea of ranking and marks, and am I first on my class or my last on my class? Is my university the best? And what do I do with my education is really key. There was a question for Maura, and Selma was asking a hard point to take into account all the personal life work students may have outside their studies. And this is a growing issue. David mentioned the amount of hours students work at Carleton. On average, 15 hours is huge. Given that some people don't work. So that means that some people work full time. So how do you ask them for the right amount of homework versus trying to make more work during the same time of the course? And I guess this calls back to, a step back, and maybe we can hear some panelists talk about, like, what is our social contract here? Like, what exactly do we need to do as a university when the life and the schedule of students have shifted? We no longer have the liberty to have students who have a lot of time to think and tinker and stay on campus and spend endless amounts of hours doing homework because of their busy schedule. So what do we, like, how do we put in that judgment call? You want me to start with what I tried to respond in the question? But my multitasking is poor, so I'll give it a second go. I mean, my starting point would have to be our quality framework. So there are certain thresholds and expectations set out in our national quality framework that would say something about the total hours that students would do for the number of credits they're being assessed for. So that's helpful because that gives us a benchmark. But I think it's easy to forget, because we know our subjects and we've been in academia for a long time, how long it takes a student to write an essay, how long it takes a student to read a paper. And if our reading list includes, 3 monographs, 16 papers, and they're expected to read them all, that's probably going to take them some way beyond the expected hours for the course. So I think some of it is just about going back to first principles and saying, how many hours is a student expected to study, and then where can we build in flexibility? So, usually the contact time that they have with us, for example, will be a fixed number of hours during their lectures, seminars, tutorials, or labs, or whatever, and the rest is private study. So within that, I think there is flexibility. But I would say the other thing is really, really listening to our student representatives. So we have, you will all be the same, we have around 2,000 students who are parents. We have others who are carers. So they're understanding, sometimes leaving the assignment submission timeline open for 24 hours is better because they can start and finish it, they can submit at different times of the day. Our exams, we can move, when we move them online, let's have a window open so that they can take those caring responsibilities on whilst completing their work. So things like that, it's the students who are absolutely influencing how we think about things because their world is so different, certainly to the experience I had. So for me, it's that conversation and that conversation in the context of our quality frameworks. Thank you, Maura. David had an intervention. Yeah, I really want to build off of Moira's point and sort of come back to thinking, more broadly. We have to reinforce what our degrees and our courses are for, and say, make it really explicit to our students that when we ask them to do something for an assessment, that there is a purpose to it, and that purpose is of relevance to their lives. And I was really struck just in my own reflections about when I was teaching in South Africa. I was teaching a class, Introductory to International Relations, 500 students, first term, first semester, right? So this is like, I'm getting them fresh. They were wanting to come in and try and understand the international system. My first year teaching it, I completely bombed out because I thought, I needed to be a sage on stage, that they needed to write perfect essays, and that, they should understand intrinsically the importance of what they were there for. The feedback I got was, no, like, we need to understand what this is about. Why should we care about international relations? Because we're going to dedicate time to it. And if it isn't clear why we
why we should care, we're not going to dedicate time to it. And I think that's something that sort of moves across context. So thinking and being really explicit about why it is we're asking students to do particular assignments and assessments, and being really, trying to tie it into the broader picture of relevance to either societal problems, to understanding, positions and processes, to everything from, chemical reactions and why we should care that chemical reactions matter, because, well, I'm looking outside and there's a pretty big chemical reaction happening in terms of the smog hanging over Ottawa, and why it's important that we understand that. So it comes back to, I think, being really clear about what it is that we're asking our students to do and why it's of relevance to them. Thank you, David. We have reached 11:50. I think that this was all the time we had. Nadia, are we very tight for lunch, or can we allow one more intervention? Let's do very quickly, Jordan and Sarah, and then I will finish with my thank you. Go ahead, Jordan. Amazing, thank you. So this is sort of tangentially related, but it was a nice trick that we discovered by accident with my students, and it ties into the time management, working students, and virtual learning. So I partnered my class in Beirut, Lebanon, with students in Boise, Idaho. That's a 10-hour time difference. And one of the comments we got back, or actually from several student groups we got back, were, "This was amazing. My group in Lebanon could be working while I was sleeping, and my group in Idaho could be working while I was sleeping, and we could finish the project without ever having to pull an all-nighter or work too hard." So sometimes, you can exploit virtual exchange and time differences to make everything work out great. Thank you, Jordan. Sarah? Yeah, just a quick final point, just picking up something that David said. I think activity-led and activity-based learning can address some of the challenges, the why, why we're doing this, presenting, meaningful learning experiences. But I think in doing that, we also need to make sure that we are sensitive to students with different demands on their time. And I think some of the things that Jordan mentioned there, being able to engage in different elements asynchronously and having that kind of structure and framework can be really valuable. But yeah, it's just endorsing those points, and activity-led approaches can work really well. Thank you so much. So a big, huge thank you to our panelists for your everything that you've shared. It's so valuable. Thank you, Anne-Louise, for facilitating this discussion. So now we're taking a longer break, and we're coming back at 1 p.m. to continue the discussion with another also brilliant panelist, but the coming panel will be totally in French. So have a great lunch, everyone. And thank you again for the panelists. Thank you, Anne-Louise, and see you at 1 p.m. Bye. Parfait. On est toutes et tous là présents. C'est parfait. Donc, je vais me lancer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre deuxième table ronde qui va être consacrée aussi aux initiatives innovantes et aux entreprises et aux expériences de terrain dans l'enseignement supérieur en vue de promouvoir la qualité, l'équité, l'inclusion et la santé mentale dans les environnements d'apprentissage multimodaux. J'ai mon Facebook Live qui est juste à côté, alors je vais juste l'éteindre ici. Donc, je suis ravie d'accueillir les brillantes et brillants panélistes pour en discuter, bien sûr, comme on avait dit, de notre thématique d'aujourd'hui. Tout d'abord, Aline Germain-Rutherford, qui est vice-rectrice aux affaires académiques de l'Université d'Ottawa. Kamel Vigie, qui est adjoint au vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, direction du Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, l'Université Laval. Julie Lane, professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, qui est directrice de l'Observatoire sur le bien-être et la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Dani Rukavina, qui est directeur de pédagogie et responsable des accréditations académiques à l'American Business School of Paris en France. Et Sophie Brière, professeure à la faculté des sciences de l'administration, directrice de l'Institut Équité, Diversité et Inclusion Intersectionnalité est responsable du programme de formation maîtrise sur mesure en équité, diversité et inclusion à l'Université Laval.
Bien que la fonction de clavardage soit activée, ça c'est un petit rappel, veuillez s'il vous plaît poser vos questions dans la section questions et réponses en précisant le nom du panéliste et de la panéliste à qui vous vous adressez. Cela facilitera la récupération des questions et le bon déroulement de la période de questions-réponses. Et puis un autre petit rappel, notre webinaire, il est enregistré et puis il est live sur Facebook. Donc, je vais me lancer avec ma première question à mes panélistes. La première question est, pourrez-vous partager, s'il vous plaît, votre perspective personnelle et votre implication dans la promotion de l'innovation dans l'enseignement supérieur, spécifiquement en termes de promotion de la qualité, de l'équité, de l'inclusion, de la santé mentale, dans les environnements d'apprentissage hybride, flexible ou totalement en ligne? Ce que nous aimerons entendre, c'est que parler des initiatives dont vous avez fait partie au sein de vos institutions et de l'impact que vous avez observé de ces efforts avec des actions concrètes qui ont aidé à aborder la complexité et l'interconnexion de ces objectifs. Alors, je vais commencer à donner la parole à Aline. Merci, merci Nadia pour d'abord cette question qui est large, qui est complexe, mais qui est importante absolument. Je suis donc, oui, à l'Université d'Ottawa et à l'Université d'Ottawa, même si on parlait beaucoup évidemment de ces questions donc d'inclusion, de diversité, je crois que dans les faits, nous avions encore beaucoup à faire. Et durant la pandémie, comme beaucoup d'institutions, nous avons commencé, en fin de compte, à aller chercher des données, à mieux comprendre ce qui se passait pour nos étudiants, mais aussi pour nos enseignants, avec tout d'un coup donc cet enseignement en ligne qui était vraiment pour nous quelque chose de nouveau. On avait avant la pandémie, on avait 2% de nos cours en ligne. Et donc, ces recherches et ces études que l'on a fait de façon longitudinale, hein, vraiment, dès le début de la COVID, nous ont permis d'abord de mieux comprendre comment les étudiants se ressentaient dans cet environnement plus en ligne, d'abord en ligne, puis après plus hybride et puis aussi high flex, puisqu'on a aussi fait beaucoup d'enseignements high flex, mais aussi les enseignants. Et on a compris justement le malaise, l'inconfort, non seulement parce que ce sont de nouveaux environnements, en fin de compte, pour enseigner et apprendre, de nouvelles technologies, de nouveaux outils, mais aussi un malaise au niveau de son identité, de son identité professionnelle pour les enseignants, qui, en fin de compte, n'étaient plus enseignants simplement, mais devaient travailler avec des équipes de techniciens, des équipes de développeurs, de concepteurs, pour mettre tout ça en ligne. Donc, ça a changé un petit peu leur perception d'identité professionnelle, mais aussi pour nos étudiants qui voulaient quand même toujours se sentir engagés, mais se sentaient moins engagés, etc. Et donc, on a appris énormément avec ces études et on s'est rendu compte qu'il y avait un fort malaise, qu'il y avait beaucoup plus de problèmes de santé mentale et un grand problème de mieux-être. Si bien que l'université a décidé donc sur différentes initiatives d'être beaucoup plus concret dans ces systèmes de soutien pour les étudiants et pour les enseignants. C'est pour ça, par exemple, déjà en 2021, l'université a signé officiellement la charte de l'Okanagan. Cette charte, c'est une charte internationale pour les universités et les collèges qui font la promotion de la santé. Et pour l'Université d'Ottawa, c'était un pas important parce que la signature de cette charte voulait dire que l'université affirmait qu'elle s'engageait à intégrer la santé et le mieux-être dans tous les aspects de sa culture universitaire et dans tous ses secteurs. Et donc, elle s'engageait à prendre des mesures et à établir des collaborations pour promouvoir la santé à l'échelle locale, mais aussi donc à l'échelle globale dans nos interactions avec nos partenaires internationaux, etc. Cela aussi a permis de créer
ce qu'on appelle le hub santé mentale et mieux-être à l'université, et dont vous allez, je crois, avoir le lien dans le chat. Un hub qui regarde la santé mentale et le mieux-être, non pas simplement au niveau de sa perception, la perception de soi et le malaise de la santé mentale, mais aussi santé mentale au niveau de l'environnement. Et donc, par exemple, dans ce hub, il y a aussi des initiatives pour avoir une meilleure nutrition, par exemple. Et donc, il y a un partenariat avec les fermes locales pour donner accès aux enseignants et aux professeurs à des produits frais, des produits biologiques, etc. Donc, ça, c'est un aspect. Il y a aussi tout un espace sur le mieux-être où quand justement on sent que ça va pas très bien, eh bien, il y a un espace à l'université où on rejoint d'autres personnes, où il y a des activités, où il y a des activités de relaxation, des activités de création, etc. Et puis, il y a évidemment tout un espace pour la santé mentale elle-même, avec donc un accès à des ressources, une thérapie personnelle, la thérapie TAO, c'est-à-dire thérapie en ligne, etc. Donc ça a été quelque chose d'assez important pour vraiment concrètement se dire que oui, nous voulons faire quelque chose pour la santé mentale des étudiants, mais aussi des enseignants. Et ça, c'était nouveau parce que on parlait toujours de santé mentale pour nos enseignants et pour nos étudiants, et on oubliait aussi le stress énorme de nos enseignants. Et puis la dernière initiative là qui vient de se faire, ça a été donc la création d'un poste de vice-provost équité, diversité et excellence en matière d'inclusion. C'est nouveau à l'université. Un poste, notre vice-provost, donc équité, diversité, excellence en matière d'inclusion, a commencé il y a quelques jours, mais c'est là aussi pour montrer l'engagement et surtout pour reprendre ce que disaient certains de nos invités à la première session ce matin, pour s'assurer que ce ne soit pas simplement des gestes isolés, mais des gestes qui participent à toute la création d'une culture d'inclusion et d'équité à l'université. Donc, le rôle de ce nouveau vice-provost est énorme, énorme responsabilité, mais je crois encore une fois que c'est un bel engagement au niveau de l'université. Merci beaucoup, Aline. La première réaction, c'est qu'il faut absolument lui faire passer notre livre blanc comme une base là. De qu'est-ce qui est déjà fait. Et puis, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Super, super. Et puis quand tu parles de malaise et puis d'identité de l'enseignant, je me rappelle dans nos rencontres avec nos participants, il y avait toute le malaise aussi d'identité quand on parlait des enseignants qui devaient devenir comme des thérapeutes là, et puis ils ne pouvaient pas savoir comment réagir à la question de la santé mentale des étudiants. Il y a plein de choses. Et puis là, je vais passer la parole à Kamel. Bonjour, merci beaucoup Nadia, merci de m'avoir invité dans cet espace pour lequel je ne sais pas si j'ai la légitimité d'être là ou de parler de choses. C'est toujours l'ambiguïté de ne pas savoir comment intervenir. Est-ce que j'interviens comme un professeur ou j'interviens comme un ancien directeur de département ou j'interviens comme un titulaire de la chaire de recherche sur la gestion des diversités ou j'interviens comme nouvellement adjoint au vice-recteur responsable du bureau. Et sincèrement, je ne sais pas comment intervenir, donc je vais aller spontanément. Je pars parce qu'il y a les autres questions, parce on va directement dans les actions, mais je pense avant les actions, il fallait faire les constats. Et puis, je pense Aline a fait un petit constat par rapport à la Covid. Mais on peut faire un constat qui était avant la Covid, maintenant, avant parce qu'il y avait des problèmes de santé mentale, d'itinérance, d'isolement des étudiantes et des étudiants notamment, de certains étudiantes, heureusement, étudiants. Donc le constat était là. Et puis beaucoup de choses se sont faites, si je parle de l'université Laval avant, que j'ai connue, mais beaucoup de choses ne sont pas encore faites, Nadia. Et puis j'ai presque envie de parler autant des choses qui ne sont pas faites que des choses qui sont faites. Là, je vais mettre le chapeau du nouveau directeur du bureau de l'équité, diversité, inclusion pour être correct au départ.
Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, ma collègue Sophie, on parlera, on a porté les mêmes couleurs aujourd'hui pour porter les couleurs d'université. Donc, ma collègue Sophie en parlera tout à l'heure. Il y a eu comme, par exemple, une formation obligatoire sur les biais inconscients, justement pour un petit peu sensibiliser la communauté. Au départ, c'était pour le personnel, hein, Sophie, mais maintenant, c'est même pour la communauté étudiante. J'y ai participé, moi, personnellement, par petite intervention afin de sensibiliser justement la communauté étudiante justement sur ces questions-là, mais aussi de sensibiliser le personnel et le personnel enseignant, parce qu'on a beaucoup de problématiques. Je ne vais pas dire beaucoup, parce que beaucoup, on ne sait pas c'est combien. On a des problématiques et des enjeux en termes de discrimination, en termes de racisme même, pour lesquels il va falloir faire quelque chose. Je ne parle pas du personnel ici, je parle de la communauté étudiante. À l'Université Laval aussi, comme vous le savez peut-être, mais il y a une lutte contre les problématiques d'harcèlement psychologique et sexuel depuis longtemps. On a un centre de lutte contre ça. On a fait la campagne il y a 3 ans sans oui, c'est non. Je ne sais pas si vous vous en avez entendu parler aussi, parce qu'il y a eu peut-être des cas et des plaintes de signalement d'agression sexuelle même sur le campus. Il y a eu aussi différentes mesures d'accommodement pour la communauté étudiante par le centre d'aide aux étudiants. J'ai envoyé le lien. Je ne sais pas si le collègue, je l'ai envoyé au technicien, je ne sais pas s'il l'a déjà partagé ou pas. Je pense que c'est une excellente chose, surtout pour les personnes dites de la diversité, on va dire, c'est-à-dire des personnes avec des problématiques en situation de handicap, ou des personnes en situation de problématiques de santé mentale, où ils ont trouvé quand même ce programme-là. Que j'invite tout le monde qui nous écoute, qui sont en université, de contribuer directement, indirectement à soutenir ce programme-là. À l'université aussi, il y a depuis peu un service de conseil à la vie spirituelle et religieuse, c'est-à-dire pour les personnes qui ont besoin justement d'accompagnement pour exercer leurs droits, également de le faire dans des conditions sans se sentir coupable de le faire, ou d'être accompagné pour des accommodements possibles, que ce soit pour les examens ou des fois pour la remise des travaux, etc. Depuis peu aussi, il y a eu, vous avez certainement à l'Université Laval entendu parler de ça, la création du Cercle des Premiers Peuples. C'est un cercle justement qui est là, c'est un espace au fait culturellement sécuritaire qui aide les étudiantes et les étudiants issus des premiers peuples justement à venir partager, ce qui aide directement et encore là indirectement à continuer déjà son cheminement et à réussir son cheminement. Donc, il y a un éparpillement, il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour et par les étudiantes et étudiants. Le par est aussi important que pour le pour. Hein. Je reviendrai si on a un problème, parce que l'inclusion, c'est aussi ça, c'est que les étudiantes et étudiants contribuent justement à mettre en place les actions. D'ailleurs, on les retrouve on a un comité institutionnel en EDI, elles sont présentes là-dedans. En fait, toutes les activités EDI, les étudiantes, là, on va mettre en place des groupes. Par exemple, de lutte contre le racisme ou des luttes contre l'homophobie, les étudiantes et étudiants vont être concernés. Je ne parle pas juste des travaux de recherche, des travaux de recherche, mais je parle également des actions EDI qu'on met en place. Maintenant, ce que je sais, je vais finir avec ça, Nadia, je ne veux pas prendre beaucoup de place, c'est que il ne faut pas se voiler la face. On a vraiment des enjeux. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Surtout, je voudrais souhaiter parler pour des étudiantes et étudiants qui viennent de l'international, les étudiants qui sont au 2e ou 3e cycle, les problèmes dans les travaux d'équipe, les équipes ne sont pas toujours inclusives et qu'il n'y a pas toujours des pratiques aux mains des professeurs et professeurs pour justement cela. Il y a une problématique réelle au niveau de l'accès au stage pour les étudiants et étudiantes venant de l'international, qui des fois sont obligés d'arrêter leur parcours ou d'aller en faisant un essai pour le faire. Il y a une problématique même de pauvreté et d'itinérance sur le campus pour les personnes
parce qu'elles sont des étudiants pauvres, n'ayant pas de bourse. Pourquoi elles n'ont pas de bourse? Parce qu'il y a un problème systémique pour l'accès aux bourses pour les étudiants de deuxième, troisième cycle. Donc, il y a plusieurs problématiques. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Flamel. Oui, absolument. Notre deuxième question va se concentrer sur tous les différents enjeux. Merci pour le partage. Julie, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation, la richesse des échanges depuis ce matin. Je le disais un petit peu plus tôt à Nadia, je connais peu de gens présents aujourd'hui, mais je vois une parenté dans les préoccupations et dans nos travaux. Alors, merci beaucoup pour cette belle invitation. Je vais vous parler à partir de mon rôle de directrice du nouvel observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur au Québec. Donc, face aux nombreux enjeux de santé mentale des personnes étudiantes en enseignement supérieur qui ont été exacerbés dans le cadre de la pandémie, on en a parlé là, amplement tout au long de la journée, le ministère de l'enseignement supérieur ici au Québec a lancé il y a quelques années un plan d'action en santé mentale étudiante en enseignement supérieur. C'est un plan qui contribue à insuffler un beau vent de diversification d'initiatives susceptibles de contribuer aux enjeux de santé mentale des personnes étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, le nouvel observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur s'inscrit dans le cadre de ce plan d'action-là. Donc, il est financé par les fonds de recherche du Québec. Il mobilise près de 170 personnes, chercheurs et étudiantes qui unissent leurs forces pour atteindre 4 objectifs principaux que je me permets de vous nommer. Bien naturellement, on va développer des connaissances scientifiques sur la santé mentale des personnes étudiantes, mais aussi sur les pratiques prometteuses en santé mentale. Au Québec, on est très créatif. On développe plusieurs initiatives et programmes, dont dans nos établissements d'enseignement supérieur. Malheureusement, on les évalue pas toujours. Donc, l'Observatoire aura une responsabilité à soutenir les milieux dans l'évaluation de ces initiatives-là. Il y a aussi vraiment un objectif qui est en droite ligne avec ce que Kamel présentait précédemment. Dans une optique pour et par les personnes étudiantes, il y a un objectif de mobilisation, de formation des personnes étudiantes qui sont même intégrées au cœur de la gouvernance de l'Observatoire. L'Observatoire comporte 25 axes structurants. Et pour chaque axe, on a une personne professeur-chercheur qui est responsable et une personne étudiante qui est co-responsable aussi de cet axe-là. Donc, pour faire en sorte que les actions soient ancrées, arrimées à leurs besoins, à leurs préoccupations, dans l'optique éventuellement qu'ils s'engagent davantage dans ce qu'on leur propose. Bien naturellement, il y a un objectif de visuel des pratiques promoteuses en promotion, sensibilisation, intervention en santé mentale dans l'optique d'en favoriser le partage dans l'ensemble des établissements. Puis il y a aussi une couleur particulière au niveau de la mobilisation des connaissances par la mise en place d'une panoplie d'activités pour faire en sorte que l'Observatoire soit aussi obsédé de générer des données de recherche que d'en favoriser l'utilisation puis d'accompagner les établissements dans un changement de culture. Ça a été nommé ce matin. Nos cultures sont vraiment teintées par la performance, on doit essayer d'aller injecter un petit peu plus de bienveillance. Alors, je le disais, 25 axes, dont plusieurs rejoignent des préoccupations qui ont été nommées depuis ce matin. Je donne un exemple, puis je vais m'arrêter là pour ce premier tour de parole. Donc, l'axe utilisation des modalités numériques en santé mentale. Je sais que ça vous intéresse particulièrement. Donc, particulièrement depuis la pandémie, il y a une multiplication de ce type de modalités en santé mentale. On parle ici d'applications mobiles, d'intervention par clavardage, de modules de formation en lien avec la santé mentale. Ces modalités permettent de parfois pulvériser les barrières à l'accès à certains soins ou de rejoindre certaines personnes étudiantes qui sont plus réfractaires aux services classiques. Toutefois, ces innovations doivent faire l'objet d'évaluation afin de s'assurer qu'elles contribuent réellement à la santé mentale des personnes étudiantes, d'où l'importance de l'observatoire et des personnes qui unissent leurs forces autour de cet observatoire. Alors voilà pour ce premier tour de parole.
Merci beaucoup, Julie. Et puis, il y a tellement de points que vous amenez qui sont hyper importants. Et puis, une des choses que vous en parlez, et puis c'est revenu beaucoup dans la collecte de données, puis que dans nos entrevues avec les professeurs et puis même les leaders des centres, c'est comme quand on parle de pratique, on parle du concept, mais on veut des pratiques. Et puis, quand on parle des pratiques, on veut des preuves, comme que ça marche vraiment. Comme quand vous parlez de l'évaluation, on veut savoir, OK, on va mettre en place, on va prendre tout l'effort pour apprendre et puis commencer à intégrer ces différentes pratiques, mais on veut s'assurer que ce qu'on fait là va aboutir au résultat espéré. Donc, il y a tellement d'éléments que vous amenez qui sont sortis aussi de nos participants. Merci, Julie. Je passe la parole à Dany. Bonjour de Paris. Je suis ravi de faire partie de cette table ronde. Je vais commencer avec quelques mots sur l'American Business School de Paris pour donner un petit peu un contexte. On fait partie du groupe IGS. C'est une université privée avec des campus à Paris, Lyon et Toulouse. Mais l'American Business School est sa spécificité, c'est tous les cours sont en anglais et nos programmes sont calqués sur le système américain ainsi que la pédagogie. L'autre particularité, c'est un petit peu notre point fort sur lequel on est très fiers. On a une population très internationale avec un peu plus de 70 nationalités dans nos étudiants. Et en fait, la pandémie a mis le doigt où notre point fort était en quelque sorte est devenu notre point faible. Parce qu'en termes d'accès à la technologie, nos populations avaient des besoins très différents. Ce n'était pas du tout homogène. Donc, on a des populations comme les étudiants indiens, libanais, les Américains qui font le semestre à l'étranger chez nous, les Français, et après des populations moins importantes en termes de nombre. Et leur accès à la technologie n'est pas le même. Leur usage de la technologie n'est pas le même. Et comment réconcilier cette problématique-là avec en même temps le fait que la plupart de nos enseignants sont vacataires, adjunct professors. Et du coup, c'est un autre élément très compliqué parce que le revirement vers les usages de technologies, des nouveaux learning platforms, etc., ça a nécessité beaucoup d'investissement de leur part et puis peut-être la même chose à d'autres établissements. Et du coup, pour nous, dans l'équipe pédagogique, on s'est dit comment pallier à cette problématique. Donc, on est revenu actuellement sur une préférence pour le présentiel, parce que c'est la façon la plus simple de donner tout le monde accès à la technologie sur le campus. Donc, c'est un premier lieu. Ensuite, on a des cours hybrides en live streaming, notamment avec toutes les grèves qu'on a eues à Paris dernièrement. Et bien sûr, on a aussi des cours en ligne. Donc, quelle est la problématique? On a passé de la stress de trouver des solutions technologiques à la fatigue de toutes ces technologies et tous ces nouveaux équipements, des nouvelles plateformes, etc. Et d'autant plus, quand les professeurs sont vacataires, ça fait beaucoup, peut-être voire beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Ils ont pris goût à le fait que peut-être ils peuvent donner des cours en ligne. Et donc, du coup, maintenant, on essaie d'instaurer un dialogue avec les professeurs en disant, tiens, vous voulez faire un cours en ligne, excellent. Parlons-en un petit peu des objectifs pédagogiques, les learning outcomes, et de revoir avec eux les modalités d'évaluation, de parler des techniques, des outils, des activités, des meilleures pratiques qu'on sait que sont utilisées dans d'autres établissements ou chez nous. Et peut-être la deuxième technique qu'on essaie d'utiliser, c'est de les amener à modeler l'usage technologique qu'on souhaite que nos étudiants le fassent aussi. Et je pourrais peut-être parler un petit peu de mon expérience dans le cours de théâtre et l'improvisation pour le business. J'ai décidé de modeler l'usage de ChatGPT.
et de montrer que ça peut être partie intégrante d'un cours sans qu'en ayant peur, etc. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, j'ai donné au ChatGPT des consignes pour créer des scènes dramatiques. Genre, un fils, un père discutent, le père dévoile un secret. La même chose pour la mère, mais pour un registre tragique pour le père et fils. Et ensuite, quelque chose de comique chez la mère et fille. Mais d'abord, en cours, les étudiants font la scène eux-mêmes sans savoir quel était le résultat de ChatGPT. Ensuite, on fait une lecture des scènes qui étaient faites par ChatGPT. Et du coup, on commence à parler sur qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qui était meilleur dans l'improvisation qu'ils ont fait au préalable, qu'est-ce qu'ils ont à piocher, qu'est-ce qui est utile et pourquoi dans le travail de ChatGPT. Et ça a ressorti que le battement d'une scène, les beats of a scene, étaient mieux ciblés dans le ChatGPT, mais malgré le fait que c'était assez banal comme histoire. Mais ça donnait une sorte de structure intéressante et c'est une façon de dire, tiens, on peut utiliser cette technologie, on peut l'utiliser pour s'interroger, ça apporte quoi? Quelle est la partie humaine réellement où on montre quelle est la différence par rapport à l'intelligence artificielle? Et puis, le dernier aspect, on a amené une réflexion. Comme on a privilégié le travail en groupe, on s'est dit, tiens, comment faire ressortir quel est le bienfait, quel est le bénéfice quand on est retourné en présentiel et le travail en groupe, qu'est-ce que ça apporte? Comment le soft skills, l'intelligence émotionnelle peut être valorisé plus pour qu'il y ait un sens que ce retour en présentiel est valable. Et puis peut-être dernier point qu'on a en tête, c'est comment amener le professeur d'être souple en disant on peut passer de présentiel, hybride et cours en ligne sur le même semestre et que ça ne minimiser la résistance, c'est un petit peu le défi pour nous. Merci beaucoup, Dani. Et puis, ce que vous amenez la question du présentiel et puis pourquoi être en présentiel, c'est une des choses que aussi à l'Université Laval, on réfléchissait pourquoi. OK, le campus, ça va servir à quoi présentement? Et puis, comment rendre l'expérience, venir au campus, que ça vaut vraiment la peine. Maintenant qu'on a appris à être en ligne et puis à être de partout, à n'importe quel moment, que ça soit la communauté étudiante ou bien les enseignants, quand ils viennent sur le campus, c'est parce qu'il y a vraiment une raison importante pourquoi les filles, elles viennent. Donc, ça, c'est toute une réflexion qui est en train de se faire aussi chez nous. On revient à l'Université Laval avec Sophie. Oui, bien, merci beaucoup. Je vais essayer de peut-être parler plus d'une étude de cas là, en lien avec les thèmes aujourd'hui, enseignement à distance, inclusion, étudiants, santé mentale. C'est pas évident de trouver quelque chose qui fait le tour de ça, mais Kamel a parlé de ce qu'on fait à l'université en général, je ne reviendrai pas là-dessus. Nous, on a développé là, une maîtrise sur mesure en équité, diversité, inclusion dans le cadre d'un chantier d'avenir il y a 2 ans environ. Puis, on a décidé d'emblée de la faire à distance. Pour nous, on n'a même pas pensé la faire en salle. C'était avant la pandémie là, qu'on était là-dedans. Fait que c'est pas la pandémie, mais en tout cas, on a été chanceux de l'avoir fait à distance. Fait que nous, on trouvait que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent l'enseignement à distance, est-ce qu'on va trop loin, tout ça, mais pour nous, en EDI, c'était vraiment une façon de démocratiser là, et de rendre accessibles nos contenus et nos cours. Donc, les gens pouvaient suivre peu importe où les personnes étaient en région au Québec. On a commencé à avoir des étudiants à l'international, mais ça a été plus difficile avec le décalage horaire et tout ça parce qu'il y avait des séances en ligne aussi. Donc, nos cours sont complètement à distance, mais il y a des séances en ligne là, à des heures fixes, donc c'était un peu plus difficile. Comme nos gens travaillent en majorité, ben, c'était le soir les cours, donc ça posait un peu de problème pour les gens en Europe, mais bon, on est en ajustement par rapport à ça. Mais en tout cas, ça a été vraiment apprécié, nous, de le faire comme ça. Moi, alors, je me disais, les gens n'ont pas à choisir leur lieu pour avoir accès à notre maîtrise. Donc, et puis pour les gens qui travaillent aussi, c'était très facilitant
de pouvoir faire les cours avec les enfants pas loin. Les enfants pouvaient parfois arriver ou dans les séances en classe. Donc, on sait qu'en inclusion, tout l'aspect famille-travail pour des gens Camille parlait des personnes immigrantes qui n'ont pas de réseau de soutien ou tout ça, ou des personnes en situation de handicap, toujours avoir à se déplacer, tout ça. Donc, c'était très facilité. En fait, pour nous, c'est un choix qu'on a fait, puis je pense que ça a été un bon choix. Par contre, ça a des défis. On a dû relever des défis là, en termes de pédagogie inclusive. Nous, c'est clair que c'est une thématique au cœur aussi de notre maîtrise. Donc, comment on s'adapte à cette diversité d'étudiantes-là avec une diversité de moyens. Donc, on sait qu'il y a des gens, suivre un cours en ligne pendant 3 heures, c'est très difficile pour ces personnes-là. Il y en a qui doivent lire, il y en a qui doivent écouter, ça doit être écrit en plus gros caractères, ça doit... Donc, on a essayé de relever là, ces défis-là. On ne peut pas faire ça comme si on ne tenait pas compte de ça. Puis on sait, là, en pédagogie inclusive, là, à l'Université Laval, là, moi, j'ai été très surprise de voir qu'il y a à peu près 25 catégories d'étudiants et étudiantes maintenant. Hein, Kamel parlait des étudiants étrangers, étrangères, mais là, c'est avec permis, pas de permis, avec des enfants, premier peuple, en situation de handicap, handicap visible, invisible. En tout cas, c'est vraiment, on a plus un ou une étudiante devant nous, là, homogène. Là. Je pense qu'on le sait, mais c'est encore de plus en plus vrai. Donc, on doit adapter nos méthodes pédagogiques et tout ça. Donc, ça c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On s'est rendu compte, pour faire un peu un lien avec santé mentale, là, on s'est rendu compte que nous, on était dans un chantier d'avenir pour des besoins très immédiats. Hein. On sait que le DI, c'est là. Hein. On veut former des gens dans des organisations pour aider les organisations à relever là, les défis en EDI. Sauf que le rythme était beaucoup trop intense. Là. Les gens voulaient finir en une année. On avait pensé que, vu que le besoin était là, qu'on devait faire ça en un an et demi. Et là, on a vraiment, je dirais, frappé, là, pas un mur, mais quand même, il a fallu être très, très vigilant et vigilante là, au rythme qui était trop grand, trop imposant. Puis les gens qui travaillent à travers des études, là, ça, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là côté santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui sont venus déborder rapidement. Puis nous, en EDI aussi, on a des gens qui sont en transition de genre, en situation de handicap, qui arrivent au Québec, qui ont encore des enjeux pour apprendre le français. Donc, ça faisait beaucoup. Alors, ce qu'on est en train de faire en termes de réflexion pour tenir compte de ça, c'est plutôt que d'avoir une seule maîtrise, là, il y a un programme court maintenant qui est disponible. On est en train d'aller vers un DESS et pour essayer d'avoir des produits un peu plus modulables aussi pour suivre le rythme des gens, pour pas que les gens soient découragés, parce qu'il y a des projets dans le milieu aussi, là. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est de donner des bourses de soutien à nos étudiants et étudiantes qui sont loin, qui sont à distance, qui sont des fois qui ont à se déplacer pour réaliser leurs projets, qui sont en transition de genre, qui ont des fois juste une personne à situation de handicap. Moi, j'ai une étudiante qui doit justement se déplacer de son travail à la maison et tout ça. En tout cas, on essaie de tenir compte de ça aussi pour soutenir cette santé mentale. Puis je terminerai en disant aussi qu'en EDI, là, c'est pas des dossiers faciles. Hein? Donc, on est avec une clientèle étudiante qui ont des gros défis actuellement, beaucoup de pression pour travailler sur les discriminations. Ils reçoivent beaucoup de témoignages de personnes en difficulté, tout ça. Donc, il fallait tenir compte de ça. Alors, on s'est dit, on n'est pas pour faire une maîtrise en inclusion, puis avoir nos gens qui sont en arrêt de travail là, parce qu'ils sont fatigués. Donc, on a vraiment travaillé dans cette optique-là à essayer de tenir compte là, de ces enjeux-là, tant au point de vue, je dirais, d'accompagnement individuel que de pédagogie là, qu'on souhaite la plus inclusive et la plus, entre guillemets, bienveillante là, pour nos étudiants et étudiantes. Donc, je m'arrêterai là peut-être pour ce petit témoignage de ce cas de programme. Mais je vais vous demander de continuer avec la deuxième question, qui est continue, ce que vous avez déjà commencé. Encore une fois, comme là, on a commencé à parler, puis Kamel l'a mentionné, puis les autres panélistes aussi ont mentionné toute la question du changement systémique qu'on a besoin de faire au niveau de l'enseignement supérieur pour promouvoir efficacement la qualité, l'équité, l'inclusion et surtout la santé mentale dans les environnements d'apprentissage hybride, flexible ou totalement en ligne. Et puis, on a commencé à discuter des différents défis. Donc, si on peut aller encore plus loin concernant les défis, les tendances et puis les opportunités aussi. Dani a commencé à parler du chat GPT qu'on va discuter tantôt avec les autres panélistes dans les autres panels. Mais quelles pourraient aussi être des opportunités au niveau systémique qu'on pourrait en bénéficier?
C'est sûr que ça demande, je sais pas, là, c'est une grande question comme tout à l'heure, là, mais c'est sûr que ça demande une transformation de toute notre organisation, de toute notre université. Tu sais, on ne peut pas dire juste, OK, on va travailler avec quelques professeurs sur la pédagogie inclusive ou on va travailler avec un groupe d'étudiants. Tout à l'heure, Kamel parlait aussi, maintenant, on a une formation obligatoire sur les biens conscients, les comportements inclusifs, obligatoires entre guillemets, là, c'est non contraignant, mais on incite notre personnel, mais beaucoup les étudiants et étudiantes maintenant qui sont mis à contribution avec nous sur ces enjeux-là, parce qu'on s'est rendu compte que les enjeux d'inclusion, c'est pas juste le personnel, c'est beaucoup les étudiants, mais les étudiants entre eux et elles aussi. Beaucoup de, comme Kamel le mentionnait, là, dans la formation dans des équipes. Moi, j'ai des étudiantes qui, avec des noms africains, quand on est sur des forums, mettent leur nom pour former une équipe, personne ne leur répond. Là. Même chose, personne en situation de handicap, parce que la personne va avoir la capacité de travail. Moi, je veux aller vite, je veux avoir des bonnes notes, je veux être performante. Donc, on est beaucoup dans un environnement de performance universitaire, beaucoup, que ce soit pour les étudiants et étudiantes, pour les professeurs, pour le personnel. Donc, je pense qu'il faut un peu tout ça qu'il faut revoir. On ne peut pas juste nous, dans la maîtrise, on a été confrontés beaucoup aussi à tout l'aspect multidisciplinaire. Hein? On veut beaucoup là, faire du multidisciplinaire, du numérique, de l'enseignement à distance, mais quand vient le temps de travailler sur ces chantiers-là, même l'inclusion, c'est la même chose. On vient beaucoup à nos facultés, nos départements, un peu en compétition les uns avec les autres aussi. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace de dialogue aussi. Je dirais, nous, à l'Université Laval, pour l'enseignement à distance, le numérique et tout ça, il y a beaucoup de dichotomies, là, c'est bon, c'est pas bon, puis on est un peu là-dedans, mais je pense que c'est plutôt d'essayer d'avoir des espaces de dialogue pour trouver des solutions convergentes là, à ça. Puis, comme vous disiez, Nadia, on ne peut plus revenir en arrière, moi, je pense, à dire qu'il faut tout revenir en classe maintenant dans une façon traditionnelle. Fait que je pense qu'il faut vraiment innover là, en termes de pédagogie, tout le monde ensemble, les étudiants, les professeurs, des nouveaux programmes, puis évaluer le rythme des changements aussi. Des fois, on part des choses, puis après ça, il faut suivre beaucoup là, comment les étudiants et étudiantes réagissent, comment les profs se sentent outillés aussi. On a eu des profs qui ont eu besoin davantage là, en termes, parce que c'est pas tout le monde hein, qui est en technologie et en numérique à la fine pointe. Là. Donc, moi, je pense, en tout cas, puis par rapport à ChatGPT, ça, c'est mon opinion, mais je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, je pense. Donc, c'est à nous de trouver des formules d'apprentissage et tout ça qui amènent les étudiants peut-être à non seulement réciter quelque chose, mais à créer, à faire des analyses, à travailler en équipe, travailler sur des problématiques terrain où là, il n'y a pas encore de logiciel pour nous donner des réponses parfaites, je pense. Donc, voilà. En tout cas, ça serait peut-être un petit peu comme ça que je lancerais la discussion. Merci beaucoup, Sophie. Dani, les enjeux, vous avez parlé de la fatigue et puis on l'a aussi noté à travers toutes les discussions qu'on a eues. On croyait qu'après la COVID, les personnes vont être plus engagées avec la techno maintenant qu'on a l'habitude de travailler avec les technos. Et puis moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient, please, ne me parle plus de techno. Oui, Donc, oui, autre oui. enjeu aussi que tu as remarqué, et puis vraiment un changement systémique qu'on doit apporter. Je pense que le mot qui résume un petit peu l'enjeu qui va nous tomber dessus, c'est le customization, le fait de rendre plus spécifique un parcours aux étudiants. Et pour moi, ça a du sens parce que si on a des internationaux, ils viennent avec des points forts et des points faibles très différents. Et donc, les cadences des évaluations, le nombre d'unités valeurs qu'il peut entreprendre, tout ça, ça peut varier. Et du coup, si on estime que ces technologies comme le ChatGPT pourraient amener à alléger certaines charges de travail en termes de peut-être le contenu, on pourrait envisager de faire des axes sur des choses où justement le travail en équipe est valable et plus intéressante, où la confrontation des opinions, des points de vue devient quelque chose d'engageant, une richesse réellement pour les apprenants. Donc pour moi, c'est plus comment moduler ça, peut-être sortir de l'idée de semestre, de faire plus des high flex, de faire quelque chose et pourquoi pas introduire peut-être une population qui n'ont pas le même besoin. Par exemple, quelqu'un qui a une cinquantaine d'années qui souhaite simplement faire un cours ou une thématique
pendant un semestre ou pendant une année, pourquoi pas d'avoir cette possibilité que cette personne fait partie du cursus pour la période que c'est pertinent pour cette personne. Merci beaucoup, Dani. Je vais changer un peu le rôle, la suite, et puis je vais donner la parole à Aline, parce qu'Aline va devoir nous quitter un peu plus rapidement. À toi la parole, Aline. Merci beaucoup, Nadia, et désolée, oui. Je voudrais dire que dans la recherche donc, qui a été faite et donc, qui est présentée dans le rapport, pour cette question d'une éducation de qualité, mais équitable, inclusive, etc., la recherche montre bien qu'il y a un manque de consensus dans la compréhension, en fin de compte, des termes et des concepts, et ça, c'est important, sans parler aussi d'une résistance, mais la résistance, c'est parce que justement, il y a une incompréhension de la vision et des termes et de qu'est-ce qu'on entend par un environnement et un apprentissage inclusif, équitable, etc. Et donc, je dois dire que moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai voulu m'attaquer à l'Université d'Ottawa, parce que sinon, je me disais, on va continuer à travailler en silo avec des compréhensions différentes, donc avec des initiatives qui, quelquefois, vont se contredire, etc. Et donc, j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années à remettre, comment dire, à aller chercher avec tout un processus de consensus à travers les différents acteurs de notre communauté à l'Université d'Ottawa et à identifier des valeurs communes sur qu'est-ce qu'on entend justement par une éducation de qualité, inclusive, équitable, etc. Et donc ce travail de consultation pendant 2 ans qui ont fait ressortir des concepts, etc., on a réussi en fin de compte à le résumer sous forme de valeurs et de principes. Et donc maintenant, c'est un travail qui est en train de se terminer. La semaine prochaine, je le présente au Sénat. Ça a déjà été approuvé au niveau exécutif du Sénat, etc. Puis je le présente au Sénat pour l'adoption finale. Mais ce cadre, c'est donc un cadre de valeurs et de principes pour une éducation de qualité, équitable et inclusive, etc. Et donc, c'est certains mots, mais ces valeurs, maintenant, elles sont reconnues, elles sont entendues parce que ça a été fait par un processus de consensuel. Ça n'a pas du tout été top-down, mais au contraire, c'est venu donc des perceptions et des compréhensions donc des différents acteurs à l'université. Et je crois que ce cadre, une fois qu'il sera donc adopté, va nous permettre vraiment de continuer à avoir des actions, mais quand même des actions où on va parler le même langage, où on va avoir la même vision. Et je crois que ça va permettre donc d'avoir ces complémentarités dont certains d'entre nous parlons. Donc ça, c'est un premier point, je crois, qui est important. Le deuxième point, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'université de l'avenir, enfin l'université d'aujourd'hui quand même, mais de demain? Je crois que nos universités doivent de plus en plus se dire qu'elles font partie d'un écosystème. Nous ne sommes plus des institutions séparées, hein. Nous faisons partie d'un écosystème et d'un écosystème où tout ce qui est partenariat communautaire, donc tout ce qui est justement l'engagement et les initiatives de nos partenaires communautaires, tout ce qui est nos partenaires aussi professionnels, tout ce qui est nos partenaires dans la communauté internationale, etc., tout ça sont des partenaires importants qui font partie de l'institution et qui nous permettent donc de former nos citoyens, nos futurs citoyens, et aussi des adultes qui viennent maintenant de milieux très, très différents, hein. Sophie parlait justement de la diversité de nos étudiants, mais je crois que plus on se dit qu'on fait partie de cet écosystème, plus on accepte le fait que oui, nous avons des étudiants, des apprenants qui sont tellement différents et qui viennent de milieux tellement différents. Et donc, il faut que l'université se positionne comme étant un des éléments de l'écosystème et travaille avec les autres partenaires de l'écosystème. Une fois qu'on aura bien compris ça, je crois qu'on pourra aller vers des directions aussi plus concrètement, vers des directions précises pour préparer nos étudiants
à cette société du futur. Voilà. Merci beaucoup, Aline, absolument. Je donne la parole très rapidement à Julie. Donc, afin de contribuer là, à ces changements systémiques en enseignement supérieur, je pense qu'il faut aller au-delà de notre réflexe premier qui est de sensibiliser et former les personnes étudiantes. Il faut agir à tous les niveaux, dont au plan structurel par des politiques, mais aussi former, sensibiliser nos collègues professeurs, chercheurs à contribuer à ce changement de culture. Les former à l'évaluation équitable et inclusive, à se préoccuper de leur propre santé mentale, à celle des personnes étudiantes, demande du temps et du courage parce que c'est un terrain qui peut être glissant parfois. Donc, dans le cadre de mes fonctions, depuis plusieurs années, j'anime des ateliers où on propose aux assemblées professorales un atelier qui tourne autour de la bienveillance comme vecteur de réussite, de bien-être et de performance dans plusieurs établissements. C'est un atelier qui sensibilise aux enjeux de santé mentale en enseignement supérieur, aux enjeux de mobbing académique et de l'intimidation entre professeurs-chercheurs, qui insiste aussi l'importance de la bienveillance en le définissant, en disant que ce n'est pas de la complaisance, puis amenant les gens à être bienveillants envers soi, envers leurs collègues, envers les personnes étudiantes. C'est un atelier qui suscite de belles réactions. Mais certaines rares réactions nous invitent à réaliser que le changement de culture n'est pas gagné, car la culture de performance, elle est fortement enracinée dans des valeurs très profondes. Donc, je vais terminer en vous partageant une réaction d'un professeur, une réaction lors d'un atelier. C'est une réaction qui m'habite puis qui est un moteur de mon travail quotidien. Donc, ce professeur-là, devant ses collègues, avec beaucoup de confiance, se nommait « Nous sommes des professeurs-chercheurs, nous incarnons l'excellence. Notre unique préoccupation et celle de nos étudiants doit être nos recherches et le travail. Ces nouvelles générations en quête de meilleur équilibre, eh bien, elles sont médiocres. Donc, ce professeur n'est pas à blâmer car il est le produit d'une culture fortement enracinée, mais nous devons unir nos forces pour insuffler ce vent de changement puis contribuer à un changement de culture. Merci beaucoup, Julie. Juste pour reprendre ce que David Horspeed disait tantôt, la question de qui est notre université aujourd'hui et puis son rôle. Aline qui dit qu'il faut qu'on fasse partie de l'écosystème. Maintenant, Julie, tu parles aussi de toute la question de la sensibilisation et de la culture. Kamel, comme notre vice-recteur, je te donne la dernière parole pour clôturer là. D'après toi, là, où est-ce qu'on s'en va? Juste peut-être prendre 2 minutes avant de conclure sur les barrières systémiques. Je veux quand même revenir à la question des étudiants et étudiantes de l'international pour plusieurs raisons, à cause de la transition démographique qu'on vit, à cause de l'enjeu de l'EDI, à cause de plusieurs facteurs. Je n'ai pas le temps de les énumérer ici, mais aussi parce que c'est aussi le poumon de la recherche de l'université. C'est qu'on le veuille ou non, ces étudiants-là et étudiantes-là, c'est elles qui animent la recherche dans les labos, dans les centres, dans les chaires, etc. Et je trouve que des fois, c'est indécent quasiment, je m'excuse, je resterai une personne engagée, mais c'est indécent des fois qu'il y ait encore des barrières systémiques pour accéder à des bourses, qu'il y ait des barrières systémiques pour accéder à juste à avoir un stage. Je parlais tout à l'heure, j'ai fait une étude avec le ministère de l'Immigration il y a 2 ans et demi maintenant, sur justement la rétention des personnes venant de l'international, des étudiants, des diplômés de l'international, de l'Université Laval, dans la région de Québec. Et donc, on a analysé tout leur parcours et un petit peu ce qu'ils ont fait. Et on voit encore que, contrairement à des étudiants, on va dire, avec le privilège, etc. Donc, ces étudiantes et étudiants-là ne bénéficient pas forcément de chances d'avoir des stages, de recrutement comme auxiliaire de recherche et professionnel de recherche. Et dans la continuité de ce que disait tout à l'heure Julie, moi j'ai entendu un professeur dans le département dire il faut limiter l'accès aux étudiantes qui viennent de l'Afrique parce que quand on les recrute après pour nos projets de recherche, ça ne marche pas. C'est la question de l'excellence encore qui revient, Julie, il faut être excellent et du coup,
on n'est pas dans une logique d'équité, on est vraiment d'une logique, et quand on le veut, le corps professoral en général, il est dans une logique de compétition, pour publier, etc. Donc, la lecture inclusive, elle est dans son angle mort des fois. Bref, donc ça, c'est des choses qui peuvent changer d'une manière importante. Je disais l'accès au stage et les barrières systémiques. C'est sûr, quand on vient dans les facultés ou dans les départements et on enlève des ressources qui avant aidaient à recruter des personnes qui s'occupaient des stages, ben forcément, on n'aura pas des possibilités pour les étudiantes de l'international d'avoir des stages parce qu'elles n'ont pas le réseau pour rechercher des stages et parce qu'elles n'ont pas grandi ici, parce qu'elles ne connaissent pas des personnes ici. On est encore dans des barrières systémiques. Moi, je suis positif. Je trouve que déjà, il y a de plus en plus des espaces pour discuter de ça. Là, je prends mon autre chapeau et je trouve qu'il y a des espaces pour discuter de ça et que, je dis notre parole, la parole monte un petit peu. Et là, je joins tous les collègues qui en ont parlé. C'est très important d'inclure, je pense, Julie, aussi que tu parlais de ça tout à l'heure, c'est inclure les étudiantes et les étudiants dans cette quête de déconstruire les barrières systémiques autour de ça pour qu'il y ait une représentation des étudiantes et étudiants dans tous les comités. Elles le sont déjà, mais je dois avouer quelque chose, souvent c'est une présence passive. On ne les entend même pas parler, ils ne se donnent même pas cette chance de prendre la place. Il faut qu'on aille les chercher et il faut qu'ils contribuent aux décisions et qu'elles contribuent aux décisions. Donc oui, les barrières systémiques, je pense qu'elles existent encore. Mais encore là, c'est à nous de revoir un petit peu cette idée de l'excellence. Moi, je suis allergique à ce terme, hein. Je m'excuse de le dire, même si je fais partie maintenant même si l'université le clame haut et fort, parce que je ne sais pas ce que c'est l'excellence. Et puis, je trouve que ce n'est pas un terme forcément qui est propice à une culture d'inclusion. Donc, voilà, j'étais pressé parce que le temps file. J'arrête. Écoutez, merci beaucoup. Je sais que la discussion vient de commencer et qu'il y a tellement on a toujours, comme on est serré avec le temps, mais c'est super qu'on a déjà amené tous ces différents points qui vont être super utiles à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Donc, un grand merci à vous pour votre analyse enrichissante. Là, on va prendre une très courte pause de 6 minutes et puis à 14 heures, on va reprendre avec le prochain panel qui focus sur les perspectives de l'utilisation de l'IA générative pour promouvoir la qualité, l'équité et la santé mentale, bien sûr en enseignement supérieur. On va discuter des potentiels enjeux et leviers, mais notre prochain panel va être totalement en anglais. Donc, encore une fois, un grand merci et puis merci. So I'm gonna start my intro and then I'm gonna give the facilitation to the leadership to Laura. So hi everyone and welcome back to our very church day. Thank you for joining us for our third panel to discuss generative AI to promote quality, equity, and mental health in higher education. I'm thrilled to welcome extraordinary and forward-thinking panelist, Jordan Srour. She's Assistant Provost for Education Resources and Innovation at the Lebanese American University. Alec Kouros, he is Professor of Education Technology and Media and Media and Director of the Center for Teaching and Learning at the University of Regina. Brian Alexander, he is a Senior Scholar at Georgetown University, internationally known futurist, researcher, writer, speaker, consultant working in the field of higher education future. Trish Uhl, she's Head of Learning Enablement and Innovation at Edward Johns, prompt engineer and learning executive leading and building generative AI apps with team of learning engineers and human capital. And Valerie Irvin, she's Professor of Education Technology at the University of Victoria and President of OTESA, the Open Technology in Education Society and Scholarship Association. And of course, the amazing and my co-researcher, Laura Weiner, she is the Director of Teaching and Learning Services and Associate Professor in the Department of Education and Counseling Psychology at McGill University, who will be facilitating the discussion. A small reminder, we have the chat feature that is enabled, but please use the Q&A for your questions and specify the name of the panelist to whom you are addressing your questions so they can actually see your questions and respond to them more easily. Our webinar is live on Facebook and the link is shared on LinkedIn and on Twitter. So
Laura, I give you the floor. Thank you very much, Nadia. And I'm going to get right to questioning because we have some we have a short amount of time, some very interesting speakers and some very important questions. So I'm going to start by challenging each of you to share with us in 3 minutes. Yes, Brian, you're right. Get ready. Your journey and experiences with generative AI and/or, I guess, your thoughts on the potentials, challenges, and drivers of using generative AI in higher education. We'll start with Jordan. Excellent. Thank you so much. And thank you all for amazing organization. The super on-time starts are super impressive, given that we're coming from all over the world to do this. So well done. So my personal journey includes my research side, which is really focused on the design and application of machine learning models to novel settings. So I look at building machine learning tools for fields even as archaeology or construction engineering. I really love the idea that the same fundamental machine learning models can apply across so many different fields, and we can do that creatively. So that's my sort of personal forays into AI, is really from the perspective of machine learning. But of course, I, like anyone else, have been experimenting with ChatGPT and DALL-E and Elicit and Tome AI and all kinds of other AI tools that are out there to facilitate work in higher education. So that's my personal journey. Being the assistant provost for educational resources and innovation, I am also the head of our Center for Innovative Learning. And so my university journey with AI includes mediating a lot of different opinions, from those screaming, we should ban it all, to those saying we should use it for everything, and everything in between. So that's my university journey relative to AI. I think in terms of the drivers, challenges, and potentials of AI, well, I think the drivers are kind of just obvious in facilitating what we as modern human beings think of as work. And so in higher education, for faculty, that means, writing and grading exams. And for students, that means writing papers. So I think that's the main driver. It makes our life easier, perhaps. And the main challenges, of course, are policy to regulate use. And also, I think to me, this is more important and more germane to this session, is ensuring equitable access. It is the wave of the future, and we know already that the digital divide is great. So I think really thinking through equitable access. And then, of course, the potentials. I think that the potential comes in facilitating the learning process for a variety of different learning types. And I think we'll get more into that across the panel. So I'd like to hear from my colleagues. Thank you very much, Jordan. Next, I'll turn to Alec. Well, thank you. It's great to be here, and thanks for all of the organization, as Jordan says. And I probably could just ditto everything that Jordan said in her last piece here. Very similar to my experience. My personal experience in this is just my curiosity around ed tech. I've been passionate around ed tech my entire career, and this obviously is something big. I was looking at my earlier videos back from early 92 and 93, talking about the internet as being this big thing. And I feel like this is all over again. And what a ride that was. And so if it's anything like that, then I think we'll continue on well. Also, I'm the director of a CTL, Center for Teaching and Learning. And obviously, I'm getting a lot of what Jordan's getting, opposite sides. A lot of people who are really fearful. I've heard, thank God I'm retiring a lot in the last little while. And some people very, very excited about what's ahead. And so in almost every survey I've done in a presentation, if you look at the distribution, it's people right across, like in terms of their skills, in terms of their there's understanding and knowledge, their skills, but as well as in terms of their outlook for what's ahead. People are really scared that this is sort of the end of the world, taking that approach and literally the end of the world.
versus this is just a new horizon for education. And I tend to be on that side, you know, cautiously optimistic, but there's a lot ahead of us too. And obviously the equity piece is going to be a big issue. I'm also a teacher educator, so thinking about the literacy gaps that are coming from the K-12 sector, we've already had that K-12, we already had that COVID issue in terms of literacy gaps. But you know, we're wondering what curriculum writers will do, what teachers will do in terms of better understanding literacy and what's needed to forge ahead through a sort of a formal education process. So I don't want to be much longer, so I'll pass it on. Thank you very much. Next, it's Brian. It's your turn. Excellent. Thank you very much. It's a pleasure to address all of you. This is a nicer connection than the one I'm enjoying with Canada today, which is breathing smoke from Nova Scotia and from Quebec. And thank you for all the comments. So really quickly, my own journey involves teaching workshops on AI and aid. So I've stunned people with the idea that AI could be used to help create content in various ways. I've also created scenarios based on AI in my previous book, Academia Next. I've been looking hard at generative AI in education. Right now, for the past 6 months, I've been doing a lot of work, Future Trends Forum sessions. That's my program, my video program. We've done a bunch of these, which have become very popular on YouTube. I've been giving speeches on AI, and I'm about to fire up a new project. So I think in terms of the challenges, one of the challenges we have is the sheer complexity and rapidity of the content. Alec mentioned a good point about the different knowledge levels that faculty and staff have, but this is incredibly challenging and complex and moving very, very quickly. Second has to do with the impacts that AI has in the world within which universities are embedded. Think about the impact, for example, of fake news, disinformation, deepfakes on everything from popular culture to politics. And then, of course, the challenge of the labor market, questions about unemployment or underemployment as a result of this. Beyond that, there are numerous engagement points for higher education to connect with AI. The classroom, obviously, but also academic research, obviously the library, thinking about student life and so on. And that the complexity of that ramifies the different institutional types, universities versus colleges and so on. And then there's also the difficulty of transferring AI use cases across the complex global post-secondary ecosystem. Someone at the University of Barcelona has a really clever idea for using AI in a French class. How is a professor in Tokyo or a professor in Ottawa going to pick this up? And on top of that, within AI itself, there are a lot of major serious potential changes over the next 6 months that can make or break this in different ways. For example, the big projects that we know about, ChatGPT, Bard, Bing, all use enormous data sets. I mean, truly staggering amounts of data. And on top of that, a lot of computation. There's been some interesting developments which let us do pretty good work with much smaller data sets and with different kinds of computation. So there's this interesting choice. Are we going to actually see a range of data set sizes, or are we going to stick to the giant ones? And if it's the latter, then there's this interesting question to what extent we're dependent on capital-intensive industries, or businesses like Microsoft. There's the other challenge of will educators and people in creative industries and cultural heritage industries open up our own type. Imagine, for example, an open source tool created by a bunch of academic computer scientists that they run over a bunch of documents from, say, HathiTrust or the Internet Archive and produce something very different. This may or may not happen. Jordan mentioned policy issues, and the policy issues are very deep, and we run into the usual problems of trying to implement policy with digital technology, that the legislators themselves are often way behind the curve. And overall, there's a major lag. Plus, there's the possibility of a cultural turn, that there's a lot of resentment and dislike and anxiety directed at Silicon Valley. And you can see that in pop culture, the depiction of tech bros as villains, but you see it in journalism and you see it in the popular press as well. So it may be, for all this so-called hype and enthusiasm around AI, there's also a huge amount of terror and dislike. So it's interesting to see how that's going to shake out over the next 6 months. I mean, I could imagine, for example, a terrible disaster, a plane crash, which people blame on AI,
AI, leading to a cultural turn against it. And maybe it doesn't happen, or it gets regulated out of existence, or maybe we decide to love the bomb after all and get along with it. So my point is to try to think about how to use this in academia, its impacts in academia. We had to get to that point. We have to pass through a huge dark forest with many, many branching paths. Thank you, Brian. Next, I'll turn it over to Trish. Well, thanks, Laura, for having me follow Brian. I'm going to take us down the twisty, dark forest path, because I agree with you there for sure. So hi, everybody. It's a pleasure to be here. I sit a little bit differently in sort of this ecosystem and sort of the value stream. So I work primarily in industry with ties back into higher education. So a lot of the graduates, of course, that are coming out of higher education and coming into industry, how do we in workforce learning and performance bridge that gap, right? How do we take the graduates and help them be successful in the work environment, in organizational life? And so when I'm looking at this and looking at it from the perspective of higher education, academia overall, education, and then coming into organizations in the workplace and in work life, I'm looking at even more of the macroeconomic factors that are at play that are happening globally. And so what do I mean by that, specific to generative AI in this particular case? So I've also been working in artificial intelligence as it applies to adult learning for a number of years, pretty close to a decade now. As far as my specific journey with generative AI, it started about the time that generative AI started. It was like, wow, this is going to be an amazing tool. How do we automate and augment? And I mean that in that order, right? We need to be looking at, as educators, we need to be looking at as facilitators, as trainers, as instructional designers, learning experience designers. We need to look at automation first and how it is that we deconstruct our roles, the activities, the tasks that we do, and then augmentation second, because that's how fluid and fast these tools are moving in being able to take on tasks, right, at a task completion level. So when I'm thinking about the macroeconomic factors in this, I'm thinking about how fast the technology is evolving, mostly because the costs are coming down, right? So one of the big factors is that the cost is coming down. So just some numbers for some folks that like to have some numbers. So ARC Invest here in the United States has done some research on this, and that is if a tool like ChatGPT had been developed back in 2015, it would have cost about $800 million. So 2015, it would have cost about $800 million, but it wasn't created in 2015. The GPT, the generative pre-trained transformer model that's behind ChatGPT was created in 2020 at a cost of about $5 million, right? So we would have gone from 800 million in 2015 to 5 million in 2020 to today. How much would it cost to create that model today in 2023? It would cost about $500,000 US in order to create ChatGPT today. And ARC Invest has actually forecasted that to be able to create a large language model and to fine tune it in the same way that ChatGPT is, by the year 2030, will cost less than $30 US. And so one of the things that Brian was really touching on is, you know, we have this, we have many forks that are kind of happening in the path where it's not just Silicon Valley who necessarily has access to being able to spin up these large language models. What does it mean? And as an American, like if there's an Oprah moment where it's a large language model for everybody, and you get one, and you get one, and you get one, and everybody gets their own private large language model, and that these models wind up being small enough to be able to have them on our smartphones. So we can look at like the, like Google just announced at the Google I/O conference, Project Tailwind, and Project Tailwind is exactly that. It's being able to take a large language model, put it on somebody's smartphone, and have it actually fine-tuned to be able to relate to that person specifically based on the data and the information that's on their phone. So what happens when it is that we're not looking at, as a species, right, we're all focused on kind of ChatGPT, or have been. That's been, you know, the generative AI moment, or has inspired that generative AI moment. But as we have these different options for many different reasons that become available, how does that really begin to change how it is that we have this experience and this journey in generative AI? And then what are the impacts back to our workforce? What are the impacts back to academia?
what are the impacts that are back to education? So some of my thoughts there, and I am in excellent company. Thank you so much for having me today. Thank you. And now for this section, I'm going to give the last word to Valerie. Wonderful. Thank you so much. I'm also going to give a couple of links. I think they only go to the host and panelists, so I'll ask that they be reposted for everyone's chat. So I've been teaching online and open since 1998, so I've seen all of these different hype cycles. And yes, this is something different. And I think there are two sides of how you can approach it. There is a side that it's helping a cause that a lot of us in education have cared about, and that's how we handle assessment. And coming from having a background in test theory and some psychometric assessment courses, it's really challenging seeing how grades are used in higher ed campuses and knowing that any instructor-made assessment has a reliability of 0.4, which means, you know, a scale of 0 to 1, which throw it out, right? But we've built an entire sector on it. And the error there tends to be biased against, you know, the more vulnerable people. So how do we undo that? There's been a movement towards ungrading, you know, pass fail, relational learning is becoming important consideration. So when ChatGPT comes on the scene and just undoes all the the practice that people have been leaning on, but really it's a pillar they've been leaning on that really isn't supported, and I'm not sure it's healthy. It's interesting, I've got a daughter in second year university, and she just messaged me, I think it was yesterday, that she got a paper back. You know, she wrote it herself, but the instructor said over half the class used ChatGPT. My questions there are like, how do they know? Because they weren't transparent with how do they know. And we also know that it's not reliable there either. So it becomes all of this noise that we have in the machine that is tearing down the relationships, tearing down the assessment. Sorry, there's some truck outside. And I think questioning that is an important and healthy thing. So, and I do think we're ill prepared in higher ed. Like we've been looking the other way, and I'm going to drop a link. I've worked over the last couple of years with our BC government on creating a digital learning strategy. And it has been a gift, you know, to have a government go, yeah, we need one. And it's like a strategic plan that's being pushed down to all post-sec. Because I can tell you most post-secondary don't have a digital learning strategy. So I actually think some of these things are positive forces that are going to force us to do some of the planning work and have some of the discussions and hopefully invest in the expertise that we do need. I also will put in, so if you can forward those links onwards, I'll put in one other link as well to a recording of a talk hosted by the computer science. If you scroll down, there's one that I was a panelist on there too. Great discussion on that one. And some of the people are talking about, should computer science be regulated? And my father was an engineer, right? Civil structural engineer. He had to be regulated, right? He had to learn, you know, and update to keep his license. And yet computer science, you know, they're releasing apps on mental health that, you know, are trialing AI on, you know, people with suicidal ideation. And it does make me want to start talking about like, who's in charge? What are we doing? How are we doing it? And that's a bigger piece, but thanks for listening. Thank you. I'm kind of reeling from this range of ideas, which has been great. And I'm going to ask each of you now to think of how in detail how generative AI could specifically improve different aspects of higher education, the ones that we're focusing on today: quality, equity and inclusion, and mental health. And you'll again each have 3 minutes. Could you provide concrete examples or propose a scenario on how generative AI can impact one of these areas? And I will start again with Jordan. Excellent, thank you. So
I have a few too many windows up here. I need an AI manager for all the windows I have now with all those great links from Valerie. Thank you so much for those links. It's really lovely. So yeah, how can AI improve each aspect in higher ed? And I have notes on all of them, but I don't want to take all the time on the panel. So I think I'll focus on the equity and inclusion angle. And I think that there we really see sort of two thoughts, or I have two thoughts on this. And that's with regards to the technology itself, and I like to believe it is more augmented rather than artificial intelligence. So augmented intelligence in sort of human machine meld, I think is where we can really help with the equity and inclusion. And by that, I mean sort of for people that might have different abilities, having the AI fill in sort of the quote unquote missing parts, for example. And one use case, to be very specific, that I've seen recently, we have a faculty member who's visually impaired. And it's pretty cool because, right, he's spent his entire life having images that then are, through a screen reader, he's told what those images are. And now he can type text and an image can be generated for him. And why is this important? Because he's a professor. And up until now, he commented, he came to our Center for Innovative Learning and he said, I've been designing presentations that are really boring for the students because I don't care about images. I just put text on slides. I don't need to see a pretty picture to feel engaged in a lecture. And somehow I guess the students do. So now he has a technology through DALL-E. He can type in a text, a phrase or whatever, and an image comes up. He can stick it in a PowerPoint. Then he comes by our Center for Innovative Learning. We can look at it, say, yeah, that looks like something that might work or resonate here. And now we have a sort of human machine meld that is enabling this person to, you know, resonate better or engage with the students more. So I think that's a lovely way that we can look at that. But then also we have to be really cognizant, again, coming back to this idea of the digital divide and everything. And then also the fact that many of the augmented intelligent tools that our students would use off the shelf, I hope that they would be learning skills to design their own, but let's be honest, the vast majority of learners are going to use off the shelf tools. We really need to be cognizant as we create policies regarding that use. And I think the best strategy there is to ensure that a diverse committee, a diverse panel, a diverse group of people reflecting on what we value in our communities, in our selves as human beings, will allow for the policy to be sufficiently flexible to achieve that. So we at LAU are currently going down the road of drafting an AI policy for the university. And I've gone to great lengths to either make my life insanely difficult or hopefully generate an amazing policy, because we have at this point about 16 people on the committee trying to make sure that every voice is heard, students, faculty, everybody. I want to hear everybody's voice, at least initially. And I trust that, you know, eventually there'll be a sort of weed out point where we'll find those that actually, you know, work rather than just talk. My hopes. My colleagues, what do you say? Thank you very much. I'm going to ask Alec to share his thoughts with us now. Yeah, so I'm going to probably discuss some of the mainstream hopes I'm seeing, but at the same time, you know, seeing the New York Times article earlier, I think at the beginning of May, around how large language models could help to read brain activity, and thinking about that sort of, you know, reading our minds possibility, especially when it comes to, say, nonverbal learners, for instance. There's great potential there. But in thinking and hearing from my colleagues and from others about what students are doing already, I've heard examples like there was, you know, a student who came across a really quite dense syllabus. And they didn't have a clue. And I read the same syllabus too. And I can see that sometimes these syllabi get a little bit dense, and we kind of add and add and add, and they may not have learning outcomes and a number of other things. And I think that just
comes from, from years of teaching and a focus on research and so on. And it happens, but students are uploading their, these syllabi to something like askyourpdf.com and just asking questions like, how do I finish the first essay? How do I accomplish this? Summarize this course for me, provide me with some learning objectives or outcomes. And, this goes back to the early days of AI with Papert and Minsky and others who touted the idea of personalized learning as being probably one of the most important potentials of AI. And I think that's where we should really spend some time on in terms of understanding how we think differently about using assessment techniques, especially personalized feedback. I've heard of students who run their essays through ChatGPT against the rubric that's provided by a student and saying, well, I've got 85, and telling the professor, I've got 85 of this on this test. Take a look, you run it by your own rubric, and with a fair bit of accuracy. And the potential and possibilities are amazing there to think that I can write an essay legitimately, run it across a rubric, get personalized feedback as to how to improve it on the rubric, and do that while you may not get that personalized attention from an instructor because obviously they're busy and there's only so much time. So personalized learning and tutoring, research assistant, personalized feedback and assignments, student or exam preparation, there's budget and financing, mental health, language learning. There's a ton of things that we can look at from the what I would suggest are quite simple achievements through AI that we can improve the classroom experience and learning experience for all students. I'll stop there. Thank you very much. Brian, over to you. I just want to say what my colleagues said, but if I could add a little bit more. One is, I think, if I can focus on the quality issue. Under research, we know that AI can do a couple of things. One is that it can help us find new content connections between different parts of a scholarly corpus. In fact, in Toronto, there was a Chan Zuckerberg Foundation project. I was working on that for several years. We can also think about using AI to help us in some research that involves huge data sets. Thinking, for example, about climate change, where AI is great at producing models and developing connections between many, many different parts. I'm thinking on the teaching side, there's quite a bit of opportunity for improving quality. And the general theme here, I think, is that when we look at the art programs that came out a year ago, and we look at the text programs, that they provide, among other things, writing and art assistance. They provide ways of helping us create more. And some would say these are actually democratizing. I know my daughter thinks so because she views me as a horrendous artist. And so she much prefers me to use DALL-E or to use Midjourney to produce images. And I think we've already seen this. My favorite example, the most boring possible example, came from a CNN report about the realtors using ChatGPT to produce copy. But think about it on the student side, where students have all kinds of challenges with creating writing. Writer's block, bad habits, or bad experiences in writing, and of course, tackling the subject for the first time. So this can help them create drafts, and it can help them be more creative. The other thing is, and this is something that Alec was pointing out that I don't think is fully appreciated yet, is that you can easily prompt ChatGPT into serving as a kind of tutor. It can give you the assessment exercises that Alec described. I've successfully used it many times to work as a kind of role-playing game runner or simulator, where I've had it coach me in teaching practices. I had a simulated classroom with multiple students and to assess my work and figure out how I did. So all of that's available for students. On the faculty side, we also have the writing and image creativity part, I think actually appears there in many ways when it comes to making assignments, making class documents of other kinds, and of course with the different parts of paperwork that we don't find quite as exciting. Just this morning, I had to give a keynote speech on the future of the World Wide Web, and I quickly asked Slides GPT to generate a PowerPoint presentation, and it did. It took 60 seconds. And I used that in part because it gave me a nice consensus model, a very central, inoffensive model of what people were thinking, and I could bounce off of that.
Faculty can also use text generators to do some assessment. And I think above all, the experience of trying to think through what it means to have Midjourney or ChatGPT or Bard in a classroom, I think it defamiliarizes faculty in terms of thinking about assessment. Why do we assign essays? What do we hope to accomplish with these exercises? And in fact, help us defamiliarize and rethink class design in general. There are all kinds of problems, but the prompt here was to speak to quality, and I think those are a few of the ways we can do that to improve higher education quality. Thank you, Brian. Trish? It's really funny because then when I think about and when I watch what's happening along the lines with higher education and around the generative AI, especially around things like the essay assignments, and I think to myself, like, we dream in the workplace of people being able to fast track and boost their productivity by being able to what we would call in academia cheat and what we would call in the workplace as being productive and highly efficient, right? Like, we're trying to get operational excellence. So we don't want people to work independently and individually. We want people to be able to work in teams, right? So we want them to be able to collaborate. So that whole genius that was discussed about the students kind of getting together and creating their own rubrics in order to be able to rate their work product, their essays against like what other past students have done, like we would honor that in the workplace. Like we would think that's the best thing ever. And that they would, so then the next evolution of that is not only building the rubric in order to rate the essay that you've constructed, but now then to train the model in the context window to be able to create your future essays for you in your style, in the style of your voice. Like, and again, going back to like, Brian, what you just said, like, so what is the purpose of the assignment of the essay? Like, what are we trying to accomplish on the higher education side, on the academic side? But in the workplace, we would want that to happen so that we can accelerate the work and we can move towards, more of the higher quality faster, right? So there are ways of being able to get gains like that. I also think about for students and for facilitators, for teachers, cognitive load, right? So I think all of the things that we've been talking about and the different use cases and examples are about we can decrease the cognitive load. And I come from a family of educators. Like I have seen what summers are like in a household of teaching. I have lived through those experiences of trying to do the enormity of work when work is not happening, when teachers are outside of the classroom. I also think about I was working on we had some technology during the height of the pandemic where here in the United States, we were trying to work with the National Science Foundation to help teachers in elementary school to be able to be faster. And what we found out was that we were solving the wrong problems. Before they could even get to any kind of instructional integrity in this world that we were in this virtual world that we suddenly found ourselves in, they had other much more foundational problems that they were trying to solve, like at the time, how to contact parents. They found that school systems didn't have access to parent phone numbers or email addresses to be able to get in touch with parents. Just basic things like classroom management and assignment management, like how do you keep the kids on track when they're not in your classroom every day? And so I guess that's what I'm thinking about with these generative AI tools as well. In this age of AI, there's all this great stuff that we could do. Are we also returning to the basics of how it is that we can just remove sort of the friction in sort of those mundane, everyday kind of activities that are just, taking people's energy, whether it's the faculty or it's the students or both. I also think in many of the comments, like 2023 is the year that content authentication and assessments break. And Valerie, you brought this up, and maybe that's a good thing. And what I mean by that is we're not going to see in the next Tom Cruise movie, in the next Mission Impossible, he's not going to be grabbing the bad guy and trying to do a retina scan. He's not going to be trying to do a voice scan because all of that now is moot since we can clone voices with AI and we can clone other personally identifying information with digital avatars and all the rest of it. So in this particular case, how are we thinking about not just the kids that are circumventing kind of the traditional or entrenched system in order to be able to complete like essay assignments, but we use assessment a lot as an example for job candidates, right? Assessing the quality of the fit of a potential job candidate coming into the workplace.
And if people can now, you know, we're seeing all the numbers in generative AI, how much smarter those models are becoming on all these different assessment instruments, whether you're talking about passing the bar exam or you're talking about, you know, some of the licensing requirements around professional, you know, professional services and professions. Like, you know, forget people cheating because they were opening a book. Now you're opening a model, or you're opening multiple models that you're able to then optimize for being able to show up much better on these types of assessments that we're using for placement or gap analysis, or, you know, all of those types of things. On the positive side, on the equity side, I think what's interesting to me is the ability now to be able to create media. So using text to image, using even text to video, to be able to create images, as an example, that we didn't necessarily have access to before. So what I mean by that is we haven't had representative media in many cases that we could use in our training materials, in our teaching materials. We just didn't have access to that. Now we can go ahead and create that. So on the positive side of that, we can create that kind of media so that there is equity as far as like representation. We can teach the kids, we can teach the students, we can teach the faculty how to use the tools in order to be able to do that. But then on the other side of that is, how does that then displace true representation of actual photos of people of color, as an example, actual photos of Indigenous people, actual photos of, you know, are we displacing the human models who would otherwise, and we are, who would otherwise be used in those kinds of campaigns in order to generate those types of media? So I think it's been said before so far in all of this, the technology in and of itself is neutral. It's the applications and the implications. So how are we using it? How does it apply to a particular use case? And in any of those, how does it impact quality? How does it impact equity? And how is it impacting mental health? A last thing on that is I've been just stunned by what it is that they've been able to do at Khan Academy with Khan-Migo and all the different applications that they've got. So I've been now part of that pilot group, both on the student side and on the faculty side, to see how it is that they're using generative AI broadly across the different activities and tasks that students and faculty complete. And I would highly suggest for those who are looking for something that gets into some specific details that are perhaps outside of the scope of what we're trying to achieve today, that Saul Khan's TED Talk, recent TED Talk from maybe just a couple of weeks ago, is really an excellent source of being able to see some of the practical use cases on both the student and the faculty side. Thank you very much, Trish. Valerie, your thoughts? Yeah, I'm going to share something. Aras Bozkurt from Anadolu University in Turkey, editor of Asian Journal of Distance Ed, I think it is, got, I think, almost 40 of us together to do speculative methods. Think of a very short story that's positive, think of one that's negative, and published all of them. And I put the link in for Vivian to push out to the chat. Thank you. And I encourage you, if you want to have some nice reading, it's some of it's very scary and some of it's very positive, and I'm going to focus on the positive right now. Page 88, I called it The Kids Are All Right, Life Hacks for Oppressive Pedagogy, because I think we are oppressing learners. What used to just be a midterm final exam, now we have 2% for this, 5% for that, so much, and we also have that. And I think now that we have the LMS and more and more people are using it, they're like, oh, well, maybe I'll add one more link, one more resource. And so I think one learning designer at our institution compared a online and a in-person section of a course and found that the online was 3 times the work. So I think we're hurting our students. I think we don't have any mechanism to track actual workload. The course evaluations might be, was this work, this course heavier or lighter? Well, it's relative. I think we actually need to know exactly how many minutes. And I think AI could help with that. I think we could, and if anyone wants to build the business with me, I think we could actually use these tools to both have the learners go in and have it scan the LMS, how many hours of reading, video, audio to watch,
and how many assignments, what's the estimate of how much time this is, and they can drop the class quickly because they're walking in, taking 5, assuming we are having duty of care, and we're not. So then they implode partway through the years, and some people turn to suicide. Like, this is a real thing. There was a university in the UK, the parents sued the school because their assessment method wasn't accommodating her needs, and they won. So universities now have to face that they can be liable. That's the precedence for how they handle things. And as far as I'm concerned, we are all liable right now. Every institution's liable for the overwork that we're putting on them. And I think that this app could also be on the administrative side, scan every LMS and spit out, oh, you know what, faculty of so-and-so, you have 120 hours a week for your average student in your faculty. Fix it. Kids are dying. And so this app idea, this little positive story, is that it scans it, produces summaries, Cole's notes of all the work for them, because it's impossible to go through it all. There is no time. And to produce first drafts of work for them to work and edit. And guess what? They have time again. They can be healthy. They can be happy. They can be, go exercise. But the system we created is, when we talk ethics, we are not ethical right now. Maybe this tool, as complex as it is, could get us to a place where we can be more ethical in our practice. Thank you very much. You've given a huge range of options of what we have to look forward to, and I've been busily trying to keep track of the links because there's a lot to follow up on. I want to be very conscious of time, but I still want to give each of you 1 minute for, if you want the people who are here to take one thing away from this session, what is it that you would like them to take away? So I'm challenging each of you, 1 minute. Jordan, go. Okay, so I apologize because again, digital divide, really big in my world. I just completely, all routers, all servers, all electricity shut down and popped back up for me here. So I kind of lost the last bit of what Valerie was saying, which sucks because it was interesting. I think just based off of what I heard Valerie say, and I agree, I think that one of the biggest things we have to be afraid of is being totally reactionary to this technology. And that means also, as we go to make sure that what students are doing is authentically their work, and maybe we have more of it done in the classroom, we have to make sure that we go back and rethink our pedagogies in the classroom as well. Are those inclusive? Are those accommodating? Because goodness knows they weren't always, and they haven't always been. And so I think we need to really focus on making sure that whatever space a student is allowed to operate in is inclusive and allows them to do that to the maximum of their potential. And if for some of them that means using these tools, then I think we have to learn to embrace that. Thank you, Jordan. Alec. So I created a while back, I created an image just using Midjourney around AI in education. And it gave me this really gray looking, horrible robot in a classroom, very dystopianist. And I thought that, that's one possible future for all of this, is this very dystopian future. On the other side of the thing, we see those who are these techno-optimists and probably techno-utopianists, who, if you look at Langdon Winter's early work back in '86, he defined myth information as the almost religious conviction that a widespread adoption of computers and communication systems, along with easy access to electronic information, will automatically produce a better world for human living. And so I don't want to go down that road either, but I think it's, for me, I'm a techno-progressive, and I believe that these technological developments can be empowering and emancipatory, but at the same time, they have to be regulated by legitimate and accountable authorities to ensure that the actual costs, risks, and benefits are fairly shared by all. And I think that's as important as in society in general as it is in the academy. So that's where I sit on a lot of this. Thank you, Alec. Brian, over to you. I think, well, first of all, thank you, Alec, for mentioning
Langdon Winter. I mean, we've got this myth that from the 80s until 2012 or so, that there was this uniform chorus of utopian dreams about technology. And it's really important to remember there have been technology criticism since the transistor. And it's often been very wide and deep criticism, especially in higher education. I think one thing to take away, if I could reiterate a previous point, is to not just think about this in terms of a single classroom and an instructor and a handful of students, but instead to think about this as a very, very complex systems problem that, you know, on the one hand, we have this changing world of work now, which we have to prepare our students for. There are people trying to analyze now, is there any technological unemployment happening this year because of ChatGPT and because of images? You know, there's arguments right now about possibly joining the writer's strike in Hollywood, about having actors joining the writer's strike because of their fear of being displaced. And the reason this matters is because, in part, it's part of the economy that helps power our institutions, but also we're preparing our students for a world of work, and we won't do them any good if we prepare them for the world of 2021, when the post-AI world is very, very different. Similarly, we have to bear in mind the real diversity of educational needs and purposes. I find a lot of the discussion is driven by people in the humanities. And full disclosure, I'm a humanist. My PhD is in English, but I'm not hearing a lot from science and social science teachers. That is, there's a lot of concern about writing an essay, but I'm not hearing as much, for example, about writing a lab report, which is much more difficult because you have to input a great deal more material. And we're not hearing anything about how AI impacts, say, music performance, culinary arts, hands-on work with diesel engineering, that kind of thing. Plus, we've got an interesting range of levels within post-secondary education, from, you know, the 18-year-old in their, you know, Algebra 101 class to the PhD students finishing off, as well as a range of ages, you know, the bright 16-year-old ahead of time through the 70-year-old going back to learn. On top of this, we also have already in higher education a burgeoning ecosystem that provides us with all kinds of services. You think scholarly publishers, textbook publishers, you think about foundations and governments which provide grants and some oversight. How AI changes all of that is really interesting. For example, which businesses do we contract with? You know, should a campus engage with OpenAI or Microsoft, who really owns them, to set up some kind of service? Or do we instead look for startups or try to find open source alternatives? I've already heard some interesting discussions among campus technologists about Microsoft infusing AI into its range of productivity tools under the pilot program. And there's been some interesting arguments saying, well, I'm happy to have my students using Excel, but I don't think I want them necessarily to have AI helping them create spreadsheets. And Microsoft is basically saying, well, too bad, this is the new Excel, you're going to have that. How does all of this fit together? And that, I think, you know, missing from our conversation really is the voice of students. Their experience, what their expectations are, and what they hope to accomplish. And again, students are a very, very diverse lot. So I would, if you're going to take away anything, I would get away from the microscopic view for at least a little while and think macroscopically about the huge system transformation that we're experiencing. Thank you, Brian. Trish? And thanks, Laura, again, for having me follow Brian. So yeah, from that systems perspective, and so there's a lot of opportunity there, right? And so what I think about with this is we've entered into where English is the new programming language. You know, so, you know, all of the parents that had that were kept up late at night thinking about their English lit or medieval lit or, you know, journalism students and what might they do in this technological world, we now have moved from code to prose, right? So prompt engineering is all about being able to use language versus being able to, you know, necessarily code in a classic programming sense. And so in all of this opportunity, if we can be intentional, if we can be deliberate, Alec, I'm thinking back to the 1990s and the internet coming into play and the World Wide Web creating mass public adoption, or even then it wasn't even so mass, right? Until we got into like the mid 2000s.
And what I mean by that is we can use this to democratize the opportunity. We can use this as a moment of being able to get into perhaps populations, into communities, and to have real societal impact by helping people be able to connect with this technology and being able to use this really to be able to use this forward. And I think, you know, in being mindful, in being able to bring the right people together, in being able to have that kind of representation across the board when it comes to regulation, when it comes to the job force, when it comes to the labor market, when it comes to taking a look at, you know, again, I agree that macro, how do we zoom out into that macro lens? And this moment of time, how do we best leverage it in order to be able to move people forward? And maybe this becomes something that helps to unite us around the world, rather than something that, you know, divides us. That would be my hope in looking at how it is that we leverage this moment moving forward into the future. Thank you, Trish. And Valerie, I'm going to give you the last word. Wow, that's a lot of responsibility. So I think that digital learning strategy that I mentioned, that's provincial, is creating a mechanism for institutions to talk to each other, because it makes no sense if you, let's say, go to UBC and they're enabling something and go to UVic or expanding something, or go to a college, and it's like, we need to share our struggles, share what we're learning. And so in that process, in that strategy, we're having a forum once a year where reps from each institution can come together and talk about issues, share resources, share policies. We need more sharing between institutions. So I'm happy to see that moving forward. But I also think that we need to look at youth voices. It's a big, you know, I support it a lot in various different contexts. And I think we need to bring on youth voices as part of this as well. The students, I mean, they may not be youth, we may have mature learners, but their lived experience and what they're doing, because I've done studies where I've talked to leadership in interviews, and then I, you know, do one-on-one assessment meetings instead of grades, and I have conversations instead. And there's a big gap between the lived experience, the cultural experience, the tool sets that they use. And we can't have traditional leadership dictate what the next gen university is going to be. So in whatever we do, we need to bring in the students themselves to this as well. And I'll drop in the chat some resources that we'll be posting soon from our OTESA conference. We had Sarah Lane Eaton do a keynote on AI and integrity, and Alec did a talk as well, and there's more. So we'll be posting those available soon. Great. I want to thank each of you for your incredibly thoughtful and rich comments. I'm very happy that this session is being recorded, because I want to go back and sort of see if I can unpack all of the comments. But I think there's a lot that we can take away, and you've given us really good food for thought. And focusing, including students, is a major reminder that we all often need, because we tend to get caught up in the business of managing the university or thinking about the profs, and we can lose track of the students who need to be an integral part of the conversation. So with that, I'll reiterate my thanks and turn the microphone back to Nadia. Thank you so much. So we, again, thank you so much for everyone. Thank you, Laura. We have exactly 3 minutes before our next panel. So a very short break, and we'll continue this discussion, but in French. So see you in 2 minutes, almost 2 minutes. Thank you. Bye. Donc, il est 15 heures. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre dernière, mais pas le moindre des panels, pour continuer la discussion autour de l'IA générative pour promouvoir la qualité, l'équité, la santé mentale et l'enseignement supérieur, en enseignement supérieur, avec 6 panélistes hors normes. Donc, tout d'abord, on a Christine Hamel, qui est vice-doyenne aux études de premier cycle et au développement technologique à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval. Pierre Dumouchel, qui est directeur transfert technologique à Ivado. Il a été aussi le directeur général de l'École de technologie supérieure.
Stéphane Hamel, formateur chevronné à la Faculté des sciences de l'administration, expert en confidentialité des données, éthique IA et avenir du marketing numérique et auteur du Non-Consent No Tracking sur LinkedIn. Éric Racine, qui est directeur général du Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Et puis, sous son leadership, on a vu passer ça partout. Le centre de services scolaires du Val-des-Serres est actuellement reconnu comme étant un chef de file dans l'utilisation des données via l'intelligence artificielle pour répondre aux objectifs de toutes les réussites des élèves. On a aussi Louis-Raphaël Tremblay, qui est président d'Octania, qui a pour mission, Octania a pour mission de créer des outils technologiques destinés à favoriser l'apprentissage et à transformer l'avenir de l'éducation et de la santé mentale. Et aussi, je suis très heureuse d'accueillir Alain Goudet, qui est directeur général adjoint du numérique à Néoma Business School, professeur de marketing et puis aussi associé fondateur de l'agence de branding immersive et sonore Atout Media. Bien sûr, aussi ma très chère co-chercheuse collègue Anne-Louise Davidson, qui est conseillère stratégique en innovation pour la Faculté des arts et des sciences et aussi directrice du laboratoire d'innovation de l'Université Concordia, qui va faciliter la discussion. Un petit rappel, on a la fonction de clavardage qui est activée, mais ça serait plus intéressant d'avoir les questions posées dans la fonctionnalité de questions-réponses. Comme ça, les panélistes vont pouvoir mieux récupérer vos questions. Et puis, ça serait super pertinent aussi d'ajouter le nom des panélistes auxquels la question est destinée. Dernier petit rappel, notre panel est enregistré et puis il est live sur Facebook et puis le lien aussi, il est partagé sur LinkedIn et puis Twitter. Donc, Anne-Louise, à toi. Merci, Nadia. Alors, pour la première question, pour nos panélistes, pourriez-vous partager avec nous votre parcours et vos expériences avec l'IA générative, ainsi que vos réflexions sur les potentiels, les défis et les moteurs de l'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement supérieur? Alors, on va commencer avec Christine. Merci. Donc, bonjour. Enchantée, Christine Hamel. Donc, moi, mon expérience, elle est très néophyte. Je l'avais déjà expliqué à Nadia, mais mon intérêt surtout est lié à la santé mentale des étudiants, des étudiantes au premier cycle puis aux études supérieures. Donc, je vois un potentiel énorme pour pouvoir développer certains outils, notamment de soutien pour l'auto-soin et d'autres variations, mais je vois aussi en matière de santé mentale tout le volet de développement de concepts de résilience et de capacité à prendre en charge ses études. Contrairement à certains collègues, il y a une crainte de poser des questions, mais moi, je demande souvent maintenant à chat, je ne sais plus quoi, lequel j'utilise. J'en ai utilisé 3-4 de résumer mes articles pour voir s'il comprend bien ce que je fais comme chercheur. Donc, je vois un potentiel énorme. Mais ce qui m'intéresse davantage, surtout que j'ai plusieurs projets de recherche en santé depuis plusieurs années, notamment le soutien aux pères aidants. Tu sais, on a travaillé pendant des années à développer des plateformes de soutien pour les pères aidants en perte d'autonomie. Je vois vraiment une accélération pour la santé mentale des étudiants, mais aussi pour d'autres projets de recherche dont ces personnes âgées-là vieillissantes pour lesquelles on pourrait vraiment offrir plus rapidement du soutien sans nécessairement avoir quelqu'un au bout du fil pour des questions rapides. Donc, Anne-Louise, c'est très rapide, je m'excuse, je suis entre 2 événements, mais voici. Mais je redis que, je le dis souvent à Nadia, je n'ai aucune expertise en intelligence artificielle, qu'un seul intérêt pour observer son développement. C'est suffisant pour dire qu'il y a une expertise qui est émergente. Merci, Christine. Alors, je passe la parole à Pierre. OK. Pour compléter mon CV, Nadia, je suis toujours professeur à l'École de technologie supérieure. Mon patron m'en voudrait de ne pas le mentionner. En fait, je suis un chercheur en intelligence artificielle, plus spécifiquement en reconnaissance de la voix par ordinateur. Et les modèles de langage ont été inventés dans ce cadre-là des systèmes de reconnaissance. En fait, on l'utilisait pour modéliser l'information lexicale, l'information sémantique, l'information syntaxique. Donc, comme la IA générative, on génère des mots. On génère des mots en fonction du contexte de ce qui a été dit précédemment. Pour moi, l'IA générative, puis ces diverses manifestations comme ChatGPT, DALL-E ou Midjourney, c'est un outil comme le tournevis l'est. Vous remarquez que le tournevis, c'est un outil qui est utile pour visser des vis,
mais inutile pour planter des clous. Et c'est ça qu'il faut apprendre avec ChatGPT. Dans quel contexte on peut l'utiliser, dans quel contexte qui est utile. Maintenant, à quoi c'est utile? Bien, vous savez, la technologie et les connaissances sont devenues ubiquitaires depuis l'apparition du iPhone. On peut accéder à une encyclopédie où on est dans le monde, peu importe où on est, en consultant Wikipédia. On peut le faire en temps réel. On peut même demander une revue de la littérature scientifique dans un domaine très pointu avec ChatGPT, peu importe où on est dans le monde. Bon, ça change beaucoup les habitudes. Pour les étudiants et les étudiantes, l'IA générative peut être d'une grande aide de plusieurs façons. Ça peut aider à la rédaction, ceux qui sont dyslexiques, ceux qui ont de la difficulté à rédiger des textes sans faute. Ça aide à la rédaction en anglais. D'ailleurs, mes étudiants qui écrivent des articles en anglais, avant, il y a à peu près 3-4 ans, c'était un cauchemar de corriger ces articles-là en anglais pour certains. Mais maintenant, la qualité est de plus en plus grande, étant donné d'outils comme Google Translate. Ça peut aider à la revue de la littérature, à l'écriture de code informatique aussi. Ça peut aider à la compréhension de concepts qu'ils n'ont pas compris en classe. Ils peuvent revenir. Donc, c'est du matériel supplémentaire pour la compréhension de choses qu'ils n'ont pas compris. Puis, à long terme, pour ces étudiants et les étudiantes, c'est un outil qui peut aider à la formation continue des diplômés. Pour les professeurs, ces outils, ça peut aider au montage de cours, à la rédaction de matériel spécifique pour certains étudiants qui ont de difficultés de compréhension, à la préparation de questions, à l'évaluation. Naturellement, jusqu'à présent, j'ai parlé des côtés positifs, mais il y a des aspects négatifs aussi à cette utilisation-là. Comme je disais tantôt, c'est un outil, mais l'outil n'est pas bon pour tout. Mais il y a des considérations de plagiat, puis la paresse intellectuelle aussi qui peut s'amener avec l'utilisation de tels outils. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première question. Merci Pierre. Je passe la parole à Stéphane. Oui, merci. Je sens, c'est comme si j'étais un petit peu un électron un peu différent d'être entouré de tant de personnes qui ont des doctorats, tout ça. Mais je suis vraiment content d'être là parce que pour moi, le moment Eureka, j'avais déjà regardé un peu ce qui se faisait avec GPT avant ChatGPT. J'avais regardé un peu, je voyais le potentiel, mais il manquait quelque chose. Je me disais, bon, c'est un outil technologique comme un autre, on peut utiliser une API pour l'interroger, ça reste technique, mais en novembre, quand ChatGPT est arrivé, j'ai commencé à faire des tests pour tout de suite améliorer, par exemple, le sommaire d'un module dans un cours ou tester, voir est-ce que je pourrais créer des meilleures questions d'évaluation. Est-ce que, même j'ai testé, est-ce que je pourrais corriger, améliorer la correction pour donner des rétroactions plus personnalisées, être plus efficace là-dedans. Mais là, en décembre, je donnais le cours de marketing au MBA exécutif, puis j'ai amené ça un peu sur le sujet. Ce n'était pas prévu dans le cours du tout. Puis là, j'ai vu les gestionnaires, la trentaine de gestionnaires qui étaient dans le cours, j'ai vu tout de suite l'intérêt. On a changé un peu le sujet du cours, puis on a passé peut-être un bon, je dirais quasiment 2 heures là, à expérimenter plein de choses sur le monde ensemble. C'était toutes ces personnes-là, c'était des gestionnaires. Fait que l'idée, c'était de retourner dans l'entreprise après, puis d'être un peu des évangélistes ou des porte-paroles du potentiel d'utiliser cet outil-là. Ça a été mon moment Eureka. Ça a été vraiment là, de voir l'excitation, l'intérêt, la surprise envers la qualité de l'information, mais en même temps, on s'est questionné sur est-ce que c'est bon comme réponse? Est-ce que ça fait du sens? Puis, je dirais, depuis le temps, j'ai comme élaboré un peu des façons très, très simples de présenter ça. Puis, j'en suis venu à la conclusion, j'utilise ça de façon très, très humoristique, mais pour expliquer un peu la qualité de ChatGPT, ce que je dis, c'est
c'est comme notre beau-frère qui fait tout. Là. On l'écoute poliment, là, on écoute ce qu'il dit, mais après ça, il faut vérifier tout ce qu'il a dit parce qu'on n'est pas trop sûr. En l'utilisant, en apprenant à l'utiliser de cette façon-là, par la suite, dans le cours, j'ai vu, je leur ai ouvert la porte à dire, vous pouvez l'utiliser, mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait avec, comment vous l'avez utilisé. Puis les résultats étaient vraiment, déjà, on voyait qu'il y avait des résultats intéressants. Mais ce que j'ai fait en janvier, quand la session d'hiver a commencé pour le cours de MBA, le cours de marketing là, pour le MBA régulier, je n'ai pas modifié mon plan de cours parce qu'il était trop tard, mais j'ai simplement mis un message pour dire, c'est une réalité, on étudie le marketing, il y a un grand aspect de recherche marketing, il y a un aspect de créativité, il y a plein de façons qu'on peut l'utiliser. Je vous donne le droit de l'utiliser, mais je veux que vous m'indiquiez comment vous l'avez utilisé. Et la première session, il n'y a pas trop d'étudiants qui l'ont vraiment utilisé. Peut-être un peu dans les forums, des contributions, des choses comme ça. Mais là, à la session d'été que je suis en train de donner actuellement, je suis en train de corriger des travaux. Puis là, je vois vraiment en annexe, je vois vraiment qu'il y a une évolution dans l'intérêt que les étudiants ont pour utiliser cet outil-là ou d'autres outils. Et surtout, la déclaration volontaire là, de la façon dont ils l'ont utilisé, qui aide beaucoup à produire des documents de meilleure qualité, vraiment. Je vois la différence entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas, ce qui pose peut-être des questions là, sur qu'est-ce que ça va faire comme différence entre ceux qui exploitent bien ces outils-là et ceux qui hésitent à les utiliser. J'en reste là pour le moment. Merci Stéphane. Je passe la parole à Éric. Mais bonjour. Si M. Hamel se sent un peu électron libre, vous comprendrez que dans mon cas, je me sens plutôt l'intrus dans la pièce. Je suis un gestionnaire scolaire de l'enseignement inférieur, si je peux me dire, au niveau des centres de services scolaires. Ce que j'ai comme expérience, comme gestionnaire scolaire, puis comme décrocheur personnellement, j'avais un intérêt à la persévérance scolaire. C'est ce que j'ai recherché tout au long de ma carrière, autant d'enseignant que de direction, puis maintenant la direction générale là, depuis plusieurs années. Et j'avais comme obsession de m'occuper des élèves que je nommais les beiges. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont déjà pris en charge, que ce soit par des parcours particuliers. On sait que ces élèves-là sont à grand risque. Mais moi, ce qui venait me chercher, c'était des élèves comme moi j'étais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des résultats en échec, qu'il n'y avait pas de grands problèmes de comportement, qu'il n'y avait pas de problèmes d'absentéisme, et du jour au lendemain, ils disparaissaient dans la nature, puis il n'y avait plus moyen de les raccrocher à l'école. Et je me disais, avec toutes les banques de données que j'ai à ma disposition dans un centre de service, il est impossible que si je les traite de façon globale et non en silo, je ne pourrais pas trouver des tangentes qui me permettront d'intervenir le plus rapidement possible. Et de là, on a développé là, un algorithme prédictif qui nous permet, puis on essaie de le développer, vous comprendrez de plus en plus, mais d'intervenir le plus tôt possible, le plus précisément possible et dans un cadre économique restreint pour lequel on connaît bien en éducation, utiliser mes ressources le plus précisément possible. Donc, en appliquant là, la méthode des RAI des 3 niveaux d'intervention, ce qui, à mon avis, pourrait être transférable là, à l'enseignement supérieur. Là. Donc, le potentiel, pour moi, il est immense avec ces algorithmes-là. Jamais il sera question de remplacer l'humain, parce que, en ce qui me concerne, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, il y aura toujours une part de jugement humain derrière, mais c'est un outil qui permettra, puis qui permet là, en ce moment aux directions, aux enseignants, puis aux professionnels de préciser encore plus les interventions et d'intervenir le plus tôt possible là, dans le cheminement scolaire. Là, en ce moment, on est capable d'intervenir avec le logiciel, l'algorithme. On est en mesure d'avoir un bon taux de précision à partir de la première secondaire. Donc, on peut déjà endiguer un gros problème de décrochage qui arrive généralement là, autour de 14-15 ans, donc à 3e secondaire.
mais que des fois, là, ils vont arriver là, en 4e, voire même en 5e secondaire, tout près de la diplomation. Là. Donc, le but ultime et le potentiel qu'on a, c'est de ramener encore plus tôt dans le cheminement scolaire de l'élève, mais aussi, on veut passer, on commence à passer avec des recherches en ce moment à l'étape suivante, qui est la partie prescriptive. Donc, une fois qu'on a déterminé quels sont les élèves à potentiel décrochage et les motifs qui les amènent vers le décrochage, bien, quelles sont les actions, les moyens à mettre en place issus de la recherche probante qui permettraient à l'équipe école ou aux intervenants locaux d'intervenir et, dans le fond, de faire mentir l'outil qu'on a produit. Là. Parce que le but, c'est d'augmenter nos taux de diplomation puis de baisser le décrochage. Donc, c'est de faire mentir notre outil. Là. Donc, puis, là, en ce moment, on travaille beaucoup sur ce que j'appelle des données dures, c'est-à-dire des résultats scolaires, des comportements d'élèves qui ont été notés, des investissements qui ont été faits. Est-ce que l'élève fréquente le service de garde, le transport scolaire, et ainsi de suite. Mais on commence à rentrer là, des petits outils psychométriques, des outils pour calibrer au niveau de l'humeur de l'élève. Puis, un petit peu comme M. Dumouchel travaille au niveau de la reconnaissance, mais on veut aller encore un petit peu plus loin là, sur de la reconnaissance de texte pour voir le niveau mental des élèves et ainsi de suite. Donc, on sait au niveau du sentiment d'appartenance, de la, comment je pourrais dire, de la disponibilité mentale des élèves, ça a un impact direct sur la réussite et sur la diplomation. Donc, c'est ce vers quoi on travaille et, selon moi, ça pourrait être facilement repris là, au niveau supérieur. Merci, Éric. Je passe la parole à Louis-Raphaël. Oui, bonjour. Je me rends compte, Éric, qu'on a des parcours similaires qui ont donné des solutions qui se ressemblent drôlement. Là. Je ne sais pas s'il y a de la corrélation à faire. Là. Donc, moi, j'ai d'abord été un enseignant aussi, là, après toutes les étapes passées dont vous avez mentionné. Je suis devenu directeur général d'Optania, une firme que j'ai fondée, là, puisqu'il se spécialise spécifiquement dans le développement d'IA en éducation depuis maintenant 2009. Parler d'IA en éducation, c'est un peu, je pense, comme les prédécesseurs l'ont mentionné. C'est d'abord se poser une question, c'est à quel problème l'IA s'adresse. On en a parlé beaucoup ce matin, je pense que vous venez de le dire tout à l'heure. Puis, l'une des problématiques particulièrement présentes en enseignement supérieur, et là aussi en enseignement scolaire, c'est vraiment celle de l'abandon. Le spectre de l'abandon, il est plus long au niveau scolaire. Il est très, très, très court en enseignement supérieur, particulièrement au collège, où la fenêtre pour interagir est très, très, très courte. Donc, puis depuis 20 ans, le milieu de la recherche a été extrêmement actif pour en identifier les causes là, qui peuvent se résumer à 2 grands volets. Là. Je ne vais pas faire de thèse ici, là, mais je pense que vous le savez. Là, on a la sphère de l'engagement de l'étudiant dans ses études, puis la rapidité d'intervention des services de soutien. La sphère d'engagement réfère principalement à l'aspect psychosocial de l'étudiant, c'est-à-dire sa prédisposition à l'apprentissage, puis la rapidité d'intervention réfère à la détection précoce, un peu comme Éric vient de le mentionner. La détection précoce, puis surtout la cohésion des actions une fois qu'on a détecté. Ça, c'est 2 éléments là, qui sont primordiaux. Fait que ça, si on veut être positif, c'est plutôt, on parle d'abandon, mais on peut le voir aussi sous son angle positif, c'est le spectre de la persévérance éducative. Depuis 2009, on a commencé à attaquer le problème d'abord au niveau scolaire, puis en 2018, on a pris des ententes avec des collèges pour pousser les algorithmes beaucoup plus loin. Puis étant donné que la problématique était plus présente, il y avait des volontés très fortes de créer des investissements à ce niveau-là. Puis, on a déployé des solutions propulsées par l'IA qui attaquent le problème de front, mais aux 2 extrémités du spectre, en prenant soin, puis ça, c'est ça qui est super important, c'est en prenant soin d'être là où il n'y a pas d'humain. Puis aussi, en prenant soin de si on est là où il y a des humains, en étant là où l'humain fait le travail d'une machine. Parce que c'est ce qui va déterminer au final, est-ce que la solution
est pérenne, puis est-ce que la solution, elle se déploie à long terme dans le milieu? Parce que ce qu'on veut, c'est profiter de l'expertise du milieu. C'est pas remplacer personne, c'est décupler le pouvoir de chacune des personnes. Puis l'IA, elle vient un peu comme M. Dumouchel le mentionnait. L'IA, c'est l'un des outils à l'intérieur d'un continuum qui a déjà beaucoup d'expérience. Puis ça, on ne veut pas changer ça. Merci Louis-Raphaël. Finalement, je passe la parole à Alain. Merci, bonjour à tous, ou bonsoir, hein, puisque depuis Paris, il est 21h21 précisément. Alors, moi, mon expérience avec l'IA, et plus spécifiquement l'IA générative, est assez ancienne parce que, pour le coup, en termes d'IA, on utilise à Neoma Business School ce type de technologie pour piloter en fait ce qu'on appelle l'adaptive learning. Hein, donc, c'est vraiment identifier justement nos apprenants qui vont être peut-être un peu plus lents dans l'acquisition d'un certain nombre de savoirs et de compétences, les distinguer des apprenants plus rapides pour pouvoir justement adapter notamment la proposition d'exercices d'entraînement et ainsi maximiser l'efficacité en présentiel. Ça, c'est pour l'IA. Après, c'est important d'être extrêmement précis sur ce dont on parle, puisque IA générative ne veut pas dire IA, hein, c'est qu'une toute petite partie, évidemment, de cet ensemble beaucoup plus large qu'est l'IA. Et concernant l'IA générative, en fait, moi, j'ai eu la chance, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, de faire un séjour dans la Silicon Valley et à cette époque-là, dans beaucoup de discussions que je pouvais avoir avec mes interlocuteurs sur place, GPT revenait extrêmement souvent. À l'époque, on était sur GPT-3. J'avais eu aussi droit à une démonstration et je m'étais dit, oui, pas mal, mais bon, les textes étaient quand même pas d'une qualité non plus absolument renversante. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, en novembre 2022, avec le lancement officiel du modèle GPT 3.5 de manière extrêmement accessible pour le grand public, là, on a eu tout d'un coup un emballement, une accélération. Mais l'accélération est une accélération d'usage et non pas une accélération nécessairement technologique, puisqu'il y avait déjà énormément de choses en fait existantes au niveau des chercheurs ou des entreprises sur l'IA. Alors, si on parle de l'impact, donc mon premier contact, voilà, c'était il y a un peu plus d'1 an. Depuis novembre, en fait, j'avais la chance d'animer un cours qui s'appelle Disruptive Innovation, Digital Literacy, for Disruptive Innovation, et dans lequel une des thématiques était l'IA au sens large, et évidemment son intérêt pour le gestionnaire en entreprise. Et du coup, évidemment, en novembre, sort ChatGPT gratuitement. J'ai sauté sur l'occasion pour le déployer extrêmement rapidement et être dans une approche très expérimentale de ce qu'on pouvait faire en termes de pédagogie autour de cet outil. Alors, pour aller très vite, moi, en termes d'impact, en fait, j'en vois un certain nombre. Déjà, je vois un certain nombre d'impacts au niveau individuel. Je crois que le principal, c'est qu'on a un outil qui, aujourd'hui, abolit le syndrome de la page blanche. On parle d'équité. Typiquement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Vous avez des esprits créatifs qui n'ont absolument pas peur de la page blanche et ils se lancent et ça va très vite. Puis vous avez d'autres profils qui vont être un peu plus angoissés par rapport à ça. Là, on a un outil qui, quand on sait s'en servir suffisamment bien, permet finalement de basculer directement et d'avoir un contenu peut-être pas très bon, mais en tout cas qui permet du coup après au cerveau humain de prendre le relais et d'avancer. Je pense que c'est un impact assez important au niveau individuel. Au niveau organisationnel, là, très clairement, on voit bien les premières décisions apparaître, notamment dans le monde de l'entreprise. Ce sont des décisions à l'aune du critère de la performance et de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a manifestement un gain de temps. Moi, évidemment, très tôt, je me suis amusé à mesurer ce gain de temps dans mon activité, notamment rédactionnelle sur les réseaux sociaux, parce que ceux qui me connaissent savent que j'écris quand même beaucoup sur Twitter, LinkedIn, etc., sur ces sujets-là. Et j'utilise l'IA, en fait, générative depuis novembre, autour de ces sujets-là. En gros, le gain de temps sur cette activité, il est de 30%. Ce qui est quand même pas neutre. Et dans les études après que j'ai vu passer, ça peut monter jusqu'à du 50, 60, 80%. Donc tout dépend évidemment du type d'activité, mais on voit bien qu'on a un impact organisationnel qui va être très fort. Et puis le dernier point, en termes d'impact, je crois que c'est un impact sociétal parce que il y a plein de choses qui se jouent derrière ça. Ça change en profondeur notre rapport à l'information.
je pourrais donner plein d'exemples, mais aujourd'hui, on va pouvoir dialoguer avec du contenu pédagogique sans nécessairement lire ce contenu pédagogique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA générative va médiatiser notre rapport à l'information et notre rapport au contenu pédagogique. Alors, c'est assez intéressant, mais il y a quand même un certain nombre de choses, je crois, sur lesquelles il faut être vigilante. Si je vais très, très vite, bah déjà, pour moi, ce n'est pas un outil standard. C'est effectivement un outil, et ça doit être considéré comme tel, mais c'est un outil qui donne l'illusion de la pensée. Et c'est un outil qui donne l'illusion de la pensée parce qu'il manipule et il génère du langage. Et effectivement, bah, le langage est le véhicule globalement de la pensée. Et la problématique qu'il y a, c'est que pour générer ce langage, ce contenu, en fait, l'algorithme a été entraîné sur un ensemble de données. Cet ensemble de données, qui est exprimé avec des mots, des phrases, donc de nouveau un langage, traduit en fait une culture. Et cette culture traduit en fait une vision du monde. Et en fait, on se rend compte de quoi? C'est que finalement, oui, il peut y avoir un intérêt assez fort d'avoir une médiatisation de l'accès au contenu pédagogique par une IA générative, sauf qu'il faut être particulièrement vigilant sur le fait que cette IA comporte le moins de biais possible dans le regard finalement qu'elle va générer sur le monde. Et ça, c'est, je crois, un point de vigilance qu'on doit avoir, nous, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, et plus globalement d'établissements de formation. Donc du coup, je crois que le principal défi qu'on a collectivement et partout dans le monde, c'est en fait de former au bon usage de ce type d'outils. Et la grosse difficulté qu'on a derrière ça, c'est que finalement, ça avance très vite. Donc des choses qu'on va dire peut-être aujourd'hui seront peut-être fausses d'ici 2-3 mois. C'est le cas concernant GPT. Aujourd'hui, si vous parlez de votre première expérience en novembre, elle est en fait un peu erronée par rapport à l'expérience de mai, où vous utilisez le modèle GPT-4 avec les plugins qui connectent par exemple au web. Ça permet beaucoup d'autres choses que ce qu'on pouvait faire avec 3.5 en novembre. Donc, il faut être très précis là-dessus. Et je crois qu'en fait, ça vient collectivement nous amener à nous réinterroger sur notre rôle de professeur et le rôle de l'école et après, évidemment, toutes les mécaniques qu'il y a derrière ça sur les processus d'apprentissage ou les processus d'évaluation. Merci Alain. Tu nous as bien ramené en fait avec l'IA générative. On a fait tout un tour de table autour d'un questionnement ensuite à savoir qu'est-ce que l'IA prédictive peut faire en tant que raffinement de l'offre de service ou de précision dans la pensée humaine ou dans l'action humaine. Et puis ensuite, les tensions qui peuvent exister dans l'IA générative. Donc, ma deuxième question, c'est pour nous permettre d'approfondir un peu comment l'IA générative peut améliorer spécifiquement chaque aspect de l'enseignement supérieur dans lequel nous nous concentrons aujourd'hui. Alors, on parle de la qualité, l'équité, l'inclusion et la santé mentale. Là, je me demande si vous pourriez donner quelques exemples concrets ou proposer des scénarios sur la manière dont l'IA générative peut impacter l'un de ces domaines en fonction de vos expériences ou de vos idées. Alors, on pourra commencer avec Alain. Alors, oui, je vais essayer de donner quelques exemples. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, peut-être pour compléter ce que je disais aussi juste avant, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des enseignants pensent que c'est une compétence hyper importante pour le futur, et en même temps, 80% à peu près de ces enseignants expriment en tout cas un certain nombre d'inquiétudes par rapport à cet outil. Donc c'est vrai que ce que je trouve extrêmement intéressant sur votre événement et cette table ronde, c'est qu'on s'interroge sur l'impact positif de l'IA générative sur la qualité, l'équité, etc. Et ça, c'est, je trouve, un angle d'attaque et d'analyse qui est extrêmement pertinent. Alors en termes de qualité, déjà, je vais pas tout parcourir parce que typiquement en santé mentale, je suis absolument pas expert, donc je laisserai les experts s'exprimer là-dessus. En termes de qualité, on évoquait tout à l'heure l'engagement. Moi, je vois un gain assez fort dans les tests que j'ai pu mener à Neoma sur le sujet. C'est que finalement, déployer un accompagnement avec une IA générative permet finalement de maximiser l'engagement, notamment des étudiants quand on est sur des dispositifs d'apprentissage à distance. Pourquoi? Parce que classiquement, apprentissage à distance, l'étudiant est derrière son ordinateur, sans prof, et quand il a un point de blocage, une question, il va utiliser
un outil de contact, mais que ça soit Teams, que ça soit un forum, peu importe. Le problème, c'est que, en tout cas en France, souvent nos étudiants sont plutôt connectés sur leurs cours le soir et que le prof, lui, n'est pas connecté au moment où les étudiants sont connectés. Donc, du coup, l'étudiant pose sa question, mais il va avoir la réponse quelque part entre 3 minutes ou 3 heures ou 5 heures ou 8 heures plus tard. Ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir un outil en fait, d'IA générative qui commence à répondre finalement à une interrogation de l'étudiant, fait que finalement, quand il a une question, il a une réponse quelques secondes après, et du coup, en retour, ça maximise son engagement, ou en tout cas, ça évite que son engagement diminue. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on a des parcours dans les enseignements à distance qui sont de fait beaucoup plus qualitatifs avec un engagement qui est beaucoup plus important. Ça, c'est sur le volet de la qualité. Il y a plein d'autres exemples, hein, mais je fais très vite pour que tout le monde puisse s'exprimer. Sur le volet de l'équité, ce que je trouve de très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un outil, mais c'est un outil très complexe. Hein. On parle de modèles de données, d'espace latent, d'espace vectoriel à millions de dimensions. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est un outil très complexe, mais qui se programme très facilement avec le langage. C'est le premier outil qu'on a qui se programme avec notre langage, c'est-à-dire notre moyen de s'exprimer. Et là, ce qu'il y a du coup de très intéressant, c'est que finalement, on est tous égaux autour de cette problématique, puisqu'on a tous en même temps à apprendre à utiliser correctement cet outil. Et du coup, c'est un formidable outil, en fait, vecteur d'équité pour cette raison-là. Et je pense qu'on verra d'ailleurs émerger très rapidement dans la société des individus qui, parce qu'ils vont prendre du temps pour s'entraîner et échanger sur les bonnes pratiques, et moi je participe à un certain nombre de forums, il y a énormément de choses autour de l'art du prompt, et du coup il y a plein de gens qui apprennent ça, mais quand on regarde leur background, c'est des backgrounds hyper intéressants, qui n'ont rien de technique, mais qui du coup, ils développent une vraie compétence là-dessus. Et je trouve que du coup, c'est aussi un facteur d'équité qui peut être extrêmement intéressant. Et dernier exemple, cette fois-ci sur le volet de l'inclusion, ça a été rapidement évoqué, mais en fait, utiliser une IA générative, c'est génial pour corriger un certain nombre de fautes dans un texte, que quand vous n'êtes pas dans votre langue maternelle, du coup, vous avez une correction quasiment en temps réel et ça tombe très bien, l'outil est particulièrement performant là-dessus. Pareil, en termes d'inclusion, prenez des problématiques, par exemple, de dyslexie. On peut copier-coller un texte dans un outil d'IA générative qui comporte des modifications liées à cette pathologie. Et en fait, l'outil va pouvoir corriger ça. Et du coup, l'élève, l'apprenant, va pouvoir constater qu'il y a un écart et progressivement s'améliorer sur ces sujets-là. Donc, là encore, c'est un outil qui est assez paradoxal. Il est éminemment complexe sur les modèles mathématiques utilisés, mais son accès est particulièrement simple. Et je crois que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, a fortiori, puisque son accès est aujourd'hui extrêmement large, et ça, c'est la volonté de tous les faiseurs de ces technologies partout dans le monde, c'est quand même d'offrir gratuitement un accès à ce type d'outils. Ça ne veut pas dire que ce sera à chaque fois le meilleur. Il y aura évidemment des versions payantes, il ne faut pas se leurrer. Mais on a quand même là un outil extrêmement intéressant pour tous ces sujets autour de la pédagogie. Merci Alain. Je passe la parole à Louis-Raphaël. Alors, on refait le contraire. C'est bon, on prend ça à l'envers. Oui, merci Alain. J'avais la possibilité de faire 2 exemples, celui pour notre plateforme prédictive, mais je savais aussi que M. Racine était dans le panel, fait que je vais lui laisser cette portion-là. Je vais aller plutôt sur l'autre élément là, qui est l'accompagnement des étudiants. Puis pour illustrer l'exemple, je vais vraiment prendre les 3 sphères de l'équité, l'inclusion, santé mentale. Si on faisait un diagramme de veine, puisque je suis un prof de maths, j'aime bien les représentations. Tous ces éléments-là, on verrait l'engagement de l'étudiant qui est presque au centre de ces éléments-là. Parce qu'on peut voir l'inclusion, l'équité et la santé mentale de manière positive, mais lorsqu'on le voit négativement, quand on le voit comme une problématique, c'est qu'il y a un problème avec l'un de ces aspects-là. Mais une chose qu'on oublie, c'est que quand il y a un problème, soit dans l'équité, l'inclusion ou la santé mentale, il se produit quelque chose chez l'humain aussi, qui est la dysphasie temporaire en psychologie, ou ce qu'on peut appeler aussi la barrière humaine, c'est-à-dire que l'individu,
en ne sachant pas trop comment exprimer son besoin, en ne sachant pas trop qui va répondre à son besoin non plus, sa première réaction, c'est une réaction de repliement sur lui-même. Donc, la question, c'est comment on fait pour parler à quelqu'un qui ne veut pas parler? Parce que ceux qui parlent déjà, ils parlent déjà. Ceux qui utilisent les services, ils le font. Mais ceux qui échouent, ceux qui abandonnent, sont la plupart du temps, je ne vais pas généraliser rien, mais la plupart du temps, comme les beiges que M. Racine mentionnait tout à l'heure, ceux qui ont passé en dessous de tous les radars, puis ceux qui n'ont pas nécessairement eu de contact avec les services d'aide dans leur parcours, qui n'ont pas su que, ah oui, c'est vrai, un psychologue, moi, ça me dit ça, un aide pédagogique individuel, moi, je vais pouvoir avoir telle réponse à mon besoin. Si je ne le sais pas, je ne le ferai probablement pas. On ne le fait pas comme adulte. Personne ne va consulter de psychologue par curiosité, encore moins comme jeune étudiant. Donc, c'est en partant de ce paradigme-là, dans le fond, qu'on a développé un système de première ligne intelligent qui sert d'interface entre, d'une part, l'étudiant qui a besoin d'aide, mais qui n'est pas encore disposé à en parler, et d'autre part, avec les services de soutien en place, afin qu'ils reçoivent cet étudiant-là, mais qu'ils reçoivent aussi l'étudiant qui a été préparé à recevoir l'aide. Puis ça, c'est tout un changement de paradigme aussi, parce que là, on part d'un étudiant qui ne savait pas parler, qui ne sait pas comment en parler, c'est comment parler, mais de sa problématique, et puis qui va commencer à dialoguer. Puis ici, bien, on a créé, dans le fond, le robot d'accompagnement Ali, là, qui est maintenant déployé, là, qui commence un déploiement assez massif là, dans les collèges au Québec, vraiment spécifié au Québec. Et qui permet à l'étudiant de poser des questions avec, puis ça, c'est toute la conception, dans le fond, de l'IA qui a été créée en arrière, avec des équipes de psychologues, de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux, de profs, d'orthopédagogues aussi, parce que le modelage est un élément super important aussi dans la préparation, puis le fameux empowerment, là, quand on veut recevoir de l'aide, il faut qu'on se mette dans une position d'empowerment, l'engagement étudiant. Bien, ça, c'est quelque chose qui a besoin de modelage. Fait que c'est tous des éléments qu'on est capable de gérer à petit niveau avec l'étudiant, puis tranquillement lui dire, savais-tu que dans ton collège, il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des aides pédagogiques qui peuvent t'aider, puis tranquillement amener cette dimension-là à l'étudiant, même s'il est dans un état de fermeture, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'a pas voulu parler, là. Et tranquillement, si Ali réussit sa mission, bien, Ali lui dit, je vais prendre la communication entre toi et les intervenants en place, puis je vais lui dire que tu as besoin d'aide, puis ils vont s'occuper de toi. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Lorsqu'on a amené cet élément-là en 2019 avec un premier collège, puis on s'est assis avec les services de soutien, c'était vraiment pas commun là, comme approche. Puis maintenant, ça devient presque un no-brainer que les premières lignes intelligentes deviennent un élément de succès. Puis on le voit actuellement là, parce qu'on voit qu'il y a, dans les déploiements qu'on a, il y a des succès, puis il y a effectivement beaucoup d'étudiants qui utilisent ce système-là pour parler. Puis c'est actuellement que des beiges, puis c'est tous ceux-là qui ne sont pas connus des services, ce qui n'est pas nécessairement le cas de ceux qui utilisent les services ou qui utilisaient les services en place. Fait qu'il y a déjà là des facteurs de succès super importants et intéressants avec ce type de solution-là. Puis je m'arrête pour mon point. Merci. Donc, je passe la parole à Éric. Oui, bien, je rejoins Louis-Raphaël, là, même s'il a pris son autre exemple. J'étais à la même place. Là, la terminologie est un petit peu différente. Là. On peut parler d'engagement ou de désengagement de l'élève. À partir du moment où il est désengagé, ben, on s'en va vers le décrochage, alors que l'engagement, c'est vers la persévérance. Et derrière l'IA, le but était justement de notre côté de trouver le plus rapidement possible ce désengagement de l'élève-là. Là. En ce qui concerne plus précisément là, le bout sur l'équité, ben, pour nous, le fait de cibler exactement le pourquoi qu'un élève est à potentiel décrochage nous permet justement par équité par rapport aux autres de ne pas mettre des mesures paramétriques dans le système, mais de façon équitable, aller directement sur son problème à lui et intervenir de façon différente pour l'autre élève qui nous démontre là, des problématiques complètement différentes. Là.
Donc, à chacun sa ressource ou son moyen, en y allant là, à différentes gradations, que ce soit des moyens ou des mesures de groupe, de sous-groupe ou individualisés. Là. Donc, c'est le bout qui vient me chercher au niveau de l'équité. Et en ce qui concerne la partie plus santé mentale, bien, comme je vous disais là, dans mon énoncé de départ, c'est plus les soft data qu'on commence à développer tranquillement pas vite. À l'intérieur de l'algorithme, on a une quinzaine de données, là, de regroupements de données différents qui nous permettent d'identifier tranquillement pas vite là, quels sont les élèves pour lesquels on a des doutes ou des inquiétudes au niveau de la santé mentale qui va les entraîner, encore une fois, vers l'échec, vers le décrochage. Mais c'est quelque chose qui est à peaufiner. Là. Il y a beaucoup de potentiel par là. Il reste juste à avoir le temps puis l'ingéniosité là, de faire la programmation en conséquence. Merci, Éric. À Stéphane, maintenant. Oui, je vais donner toucher deux aspects. Le premier aspect, au niveau de la qualité, il y a des étudiants, il n'y a pas beaucoup de recherche encore sur l'impact de la qualité d'utiliser des outils comme ChatGPT, mais il y a deux finissants du MIT là, qui ont publié quelque chose que je trouvais intéressant, qui était la répartition du temps quand vient le moment de produire certaines tâches. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en utilisant ChatGPT, le temps de recherche initiale, puis le temps consacré à la rédaction d'un brouillon, si on veut, est diminué beaucoup en utilisant ChatGPT, mais plus de temps peut être consacré à peaufiner la qualité finale de ce qui est livré finalement. Fait que là, on a un choix, soit que dans un même laps de temps, pour le même effort, on dit je me contente de faire un travail plus rapidement qui va avoir une qualité acceptable, ou je mets le même effort qu'avant et là, je peux livrer quelque chose d'une qualité supérieure. Fait qu'on va voir, autant au niveau des étudiants qu'en entreprise, quel choix va être fait. J'ai déjà vu une entreprise, une agence qui a dit « Ah, on va utiliser ChatGPT pour réduire les coûts ». Ce que je souhaite, c'est qu'on utilise ChatGPT pour améliorer la qualité, pas juste livrer la même chose qu'avant à moindre coût ou plus rapidement. Sinon, on va être inondé de messages disons, de qualité moyenne. Ça, c'est un aspect. L'autre chose au niveau de la qualité de l'enseignement puis de mes interventions avec les étudiants, ce que j'ai commencé à faire, c'est que quand un étudiant me pose une question « Ah, je n'ai pas bien compris tel concept dans le cours », traditionnellement, je pense qu'on est un peu plus porté à dire « Ah, mais retourne valider ou vérifier cette matière-là dans le module, tel numéro, lecture, telle chose. » Mais si l'étudiant n'a pas compris une première fois, ça ne veut pas dire qu'il va comprendre simplement parce qu'il va relire la même chose. Fait que ce que je fais à la place, c'est que je prends la question, les tests que j'ai faits jusqu'à maintenant, je prends la question telle qu'elle, je donne un peu plus de contexte à ChatGPT et je lui demande de me répondre, puis parfois, je vais lui demander de me donner des analogies ou de simplifier certains points. Et le résultat de ça, c'est que je peux faire des interventions qui sont beaucoup, beaucoup plus personnalisées, mais qui utilisent une méthode de présentation, d'enseignement qui est un peu différente de simplement pointer à une lecture qui existe déjà. Ça, c'est cet aspect-là. L'autre aspect que je veux aborder, c'est je dirais, inclusion santé mentale, avec une petite anecdote de mon côté. Peut-être que je rejoins un peu M. Racine avec le parcours académique un peu difficile. J'étais vraiment pas un bon étudiant au primaire, au secondaire, probablement parce que je rentrais pas dans le cadre approprié. En français particulièrement, j'étais vraiment pas bon, ni en anglais d'ailleurs. Maintenant, je suis parfaitement bilingue. En français, je me suis beaucoup amélioré. Mais ça vient un moment où on devient gêné de poser des questions. On n'ose pas intervenir parce qu'on a peur d'être ridiculisé. Mais là, on a un collègue à qui on peut poser toutes les questions qu'on veut sans avoir l'air stupide, même si on dit tout le temps, il n'y a pas de questions qui sont stupides. Mais on a un collègue qui peut nous expliquer calmement, qui peut prendre le temps, qui peut nous donner des façons d'apprendre différemment. Et même si j'utilise Antidote depuis des années et ainsi de suite, mais là, ce que je vois, c'est qu'avec ChatGPT, je peux non seulement corriger mon texte, mais je peux aussi avoir l'explication des règles grammaticales de façon plus personnalisée.
Mais en plus, les textes que j'écris en français ou en anglais, parfois, je demandais d'améliorer le texte et là, la structure des phrases, le vocabulaire va être meilleur. Je m'améliore encore, même rendu à 55 ans, j'améliore encore énormément ma façon de rédiger. Puis je me dis, si j'avais eu des outils comme ça quand j'étais plus jeune, probablement j'aurais eu moins de difficultés au niveau primaire, secondaire. Heureusement, après ça, à l'université, ça a bien été. Puis je me retrouve à enseigner aujourd'hui. C'est un petit peu, c'est mon succès story au niveau académique. Merci. Merci Stéphane. C'est une conversation pour un autre moment, mais on pourra faire l'équipe des cancres à nous. Moi aussi, ça n'allait pas du tout. Donc, Pierre. OK. Avant de répondre directement à la question comment l'IA générative peut être un outil important pour l'enseignement supérieur, je vais expliquer le contexte, notamment le contexte que je connais bien, parce que quand j'étais directeur général de l'École de technologie supérieure, bon, c'est le contexte des facultés de génie. Puis on estimait à l'époque que la demi-vie d'un programme de génie était de 3 à 5 ans. Donc, ça veut dire qu'un étudiant qui termine ses études, mais la moitié des cours, je n'ose pas dire qu'ils sont obsolètes, mais n'existent plus. La moitié des cours qu'il a suivis n'existent plus parce que ça a changé. Ça a été utile quand même, ces cours-là, dans sa formation. On ne changerait pas ça, mais il faut toujours s'adapter parce que tout change très rapidement. Mais ça met une énorme pression sur les professeurs qui doivent constamment mettre à jour leurs cours et aussi sur les étudiants qui, tout le long de sa vie, devra apprendre. Et si les principes d'apprentissage suggèrent, puis là, je vais extraire ça du livre blanc que vous avez publié, annoncé aujourd'hui, qu'on disait de faire correspondre les modes de prestation aux besoins des élèves, de fournir des ressources qui favorisent l'autonomie, de développer des pratiques centrées sur l'élève, de développer une éducation de haute qualité tout au long de la vie. Puis si je rajoute mettre à jour ces cours très rapidement, parce que ça pour répondre aux besoins, mais l'apport d'outils comme les grands modèles de langage, ça a un effet très salutaire. Ça va faciliter la mise à jour des contenus de cours pour le professeur. Ça va servir à vulgariser un niveau de difficulté spécifique à un étudiant la matière. Stéphane en parlait, un étudiant, des fois, n'ose pas intervenir de dire « je ne comprends pas ». Surtout les nouveaux étudiants qui arrivent à l'université, la marche, elle peut être très haute pour certains, un peu plus basse, dépendamment des cégeps qui viennent. Ils ont peut-être vu la matière qu'on enseigne, en partie, ils n'ont peut-être pas vu la matière. Donc, ChatGPT peut s'adapter au niveau et l'étudiant, c'est lui qui va, par le prompt, par ses questions, pouvoir avoir des réponses avec lesquelles il pourrait comprendre. Puis aussi, ChatGPT, c'est un outil qu'il va pouvoir utiliser toute sa vie. Bon, pour la qualité, effectivement, j'en parlais tantôt, les textes en anglais pour certains étudiants dans les universités francophones, ça faisait défaut. Et en fait, on n'est pas équitable avec ces gens-là. Ils sont peut-être des excellents chercheurs, mais ils n'ont pas la maîtrise de l'anglais. Donc, ça peut les aider, ça, à produire plus rapidement. Puis ça, je rejoins Alain et Stéphane quand ils disent que c'est des outils qu'on peut accélérer aussi nos travaux en utilisant ça. À long terme, par contre, si je regarde un aspect négatif, mes deux questions, je les termine avec des aspects. En fait, c'est peut-être pas négatif, mais c'est un point de vigilance qu'on devrait avoir. En fait, ce qui m'inquiète, moi, c'est l'homogénéisation des connaissances, puis la difficulté d'amener de nouveaux paradigmes moins performants, parce que on va toujours aller avec les meilleures façons de faire, qui sont super entraînées, super tweakées, chacun des paramètres. Et les nouveaux paradigmes, les nouvelles idées, ils vont peut-être avoir de la difficulté à monter, à prendre leur place, étant donné que tout le monde dans le monde va avoir une approche qui va être un peu homogène. Donc, c'est une vigilance qu'il faut faire aussi. Attention. Et c'est un petit peu ironique, hein? Parce qu'en reconnaissance de la voix,
C'est ça qu'ont connu les réseaux de neurones profonds. Parce que quand ils ont été créés, il y avait une approche qui était les chaînes de Markov cachées, qui était dominante, qui était très forte. Et c'est juste en 2010 que les réseaux de neurones ont pu émerger, je dirais, pour notre domaine de recherche. Merci Pierre. Et finalement, Christine. En dernier, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas répéter, donc je vais aller d'un autre côté. Je viens de changer ce que j'allais dire parce que je ne voulais pas répéter ce que vous aviez dit, messieurs. Donc, je pense que je vais parler plus du côté des universités par rapport à la qualité, notamment la grande préoccupation de plusieurs universitaires, c'est la qualité des évaluations, garantir une certaine rigueur de l'évaluation. Puis pour moi, c'est un beau tournant qu'on vit actuellement, même si plusieurs de mes collègues, j'en vois en ligne, ne seront pas d'accord, c'est-à-dire que ça nous force à revoir l'évaluation. On fait des évaluations très standardisées. On a une façon de faire qui parfois dépersonnalise l'enseignement, puis qui est très nuisible aux étudiants, notamment EHDA, mais aussi aux étudiants plus atypiques qu'on accueille maintenant à l'université. Donc, pour moi, le volet qualité passe par l'évaluation des apprentissages, c'est-à-dire que trop souvent, probablement qu'on ne sait même pas qui a vraiment écrit le travail. Même avant ChatGPT, ça existait. Rappelez-vous, il y a 2 ans, quand l'outil, je ne me rappelle même plus, Nadia, tu te rappelles, leur Truco, en tout cas, les étudiants partageaient leurs notes de cours, les examens, tout ça, c'était la grande panique. Puis je me disais, mais non, ils sont brillants, tant qu'à prendre tout le monde les mêmes notes. Aidons-nous, voyons voir ce qu'on n'a pas compris. Merci beaucoup, Stéphane, Sudoku. Donc, tu sais, puis là, les gens voulaient le faire interdire. Ça ne marchera pas. Il n'y a personne, comme les gens qui demandent d'arrêter le développement de l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, la qualité, je pense, moi, je le vois comme une plus-value importante pour améliorer la qualité des évaluations, pas seulement dans l'usage, mais aussi dans la réflexion qu'on a à faire pour faire des évaluations qui font appel à l'intelligence des personnes, à la capacité de résolution de problèmes, à la capacité de résoudre des problèmes complexes, mais surtout à notre capacité, puis là, je parle aux profs et aux chargés de cours qui sont en ligne, que je vois dans la liste, et surtout à notre capacité d'offrir des rétroactions de qualité tout au long de l'apprentissage. Donc, oui, on peut demander à l'outil de nous en donner, vérifier ce qu'on comprend, mais il demeure que nous, comme professionnels, il faut offrir ces rétroactions de qualité-là. Puis le fait qu'ils ont accès à plus de rétroactions, plus d'informations, qui est synthétique, qui résume, moi, je trouve que ça va nous obliger à offrir davantage des rétroactions de qualité dans la pédagogie. Puis pour moi, c'est un objet d'équité, c'est un objet d'inclusion. À l'université, la plupart des étudiants, la première semaine de cours, ils savent comment avoir un A dans un cours, ils savent environ quels seront les petits détours qu'ils vont prendre, mais ceux qui travaillent fort, ils ne savent pas comment avoir le A. Tout au long de la session, ils vont chercher les moyens. Donc, pour moi, il y a un effet d'équité important, c'est-à-dire que ça amène des nouveaux outils pour les personnes, mais ça nous amène, nous aussi, à nous dépasser puis à sortir des sentiers battus pour offrir, oui, une évaluation de plus grande qualité, mais un accompagnement de plus grande qualité. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert de tous mes collègues profs durant la pandémie, c'est qu'ils offraient vraiment de l'accompagnement très différencié et qui ont été capables de reproduire ça, même s'ils étaient en ligne. Donc, pas dans leur bureau, dans des environnements en ligne, ils ont été capables de le faire, mais je pense que cet outil-là va nous pousser à faire ça, puis va nous pousser aussi à vérifier, est-ce que c'est vraiment l'étudiant qui comprend? Est-ce qu'il comprend réellement? Donc, d'en arriver à poser des questions à l'oral qui nous sortent des évaluations écrites. Donc, de vraiment, moi, maintenant, dans mes cours, je demande tout le temps une rencontre individuelle à la mi-session où je pose 3 questions aux étudiants. Je peux tout de suite voir qui est largué depuis le début de la session. Je les avais bien identifiés, mais aussi qui comprend à quel moment ça bloque, puis réutiliser ça pour tout le monde. Donc, je trouve que ça va nous amener à d'autres formes d'enseignement, ça va nous amener à un certain dépassement. Et finalement, au niveau de la santé mentale, qui est un sujet qui me touche beaucoup, je pense que ça va nous amener à des environnements qui vont peut-être être trop compétitifs, où l'accès à l'information, c'était déjà complexe dans plusieurs domaines, notamment dans certains doctorats, dans certaines maîtrises, dans certains bacs qui ont peu de voies de sortie par la suite. Donc, je pense qu'il va falloir être sensible dans le développement de tous les outils, à tenir en compte la réalité des étudiants qui ont des parcours atypiques, qui ont des besoins différents, pour pas que l'accès à tout ça rende le milieu encore plus compétitif en enseignement supérieur qu'il ne l'est déjà,
puis que malgré tous nos beaux vœux pieux d'inclusion, d'équité et tout ça, on rend ça à un niveau encore plus inaccessible pour certaines personnes. Donc, moi, c'est la grande sensibilité que j'ai actuellement, tout en voyant le potentiel, c'est que ça ne devienne pas une autre source de fracture numérique pour des personnes qui ont certaines vulnérabilités. Merci, Christine. Je vois que notre temps est déjà écoulé. Nadia, je ne sais pas si je peux te passer la parole. Je vois qu'il y a aussi des questions et puis des interventions, des mises en garde, en fait, de Jonathan Mina, qui, quand même, a très bien expliqué ce qui peut se passer. Il y a aussi le fait qu'il y a une cartographie qui a été publiée ou est à publier de l'OBIA sur la question du décrochage, etc. Donc, peut-être, Nadia, voyons, je perds le nom, là. Viviane. Viviane, si tu peux mettre le lien. J'allais taper Valériane, je ne sais pas pourquoi, là, il y a eu trop de Anne et de Valérie et de Viviane aujourd'hui. Avant de remercier, merci beaucoup Anne-Louise, avant de remercier les panélistes, est-ce que vous avez un dernier mot à partager en 30 secondes, quelque chose qu'il faut absolument faire passer aux personnes qui nous écoutent? Et ça, c'est optionnel. Moi, je dirais tout simplement oser. Oser l'essayer, oser expérimenter. Il ne faut pas avoir peur. Au pire, on va se tromper, puis on reformule notre question, puis on recommence. Fait qu'il faut vraiment expérimenter, tout simplement. Merci beaucoup. On ne peut pas combattre la technologie, on peut l'utiliser à bon escient. Comme j'expliquais à mes gens, les marteaux, ça fait des belles choses, mais il y a des meurtres à coups de marteau à tous les ans. Donc, il faut juste apprendre aux gens à bien utiliser l'outil. Merci Eric. Alain, vas-y. Oui, je crois que le message fort, c'est vraiment tester, utiliser et surtout suivez en fait ce qu'il se passe parce que l'évolution est exponentielle sur le sujet. Ça bouge très très vite. Il y a énormément de choses. Dès que vous commencez à vous connecter à quelques personnes, vous pouvez avoir accès à beaucoup d'infos et ça vaut la peine parce que ça vient d'être rappelé. C'est un outil dont il faut parfaitement comprendre les limites, les dangers, mais qui peut être aussi formidable dans la mission qui est la nôtre, qui est d'accompagner des jeunes générations sur le monde du travail et dans leur réflexion à travers leur parcours en enseignement supérieur. Absolument, merci beaucoup. D'autres derniers mots? Peut-être, oui. Oui, il faut se rappeler que l'IA générative, c'est un générateur de mots. Donc, il n'est pas créateur. Il apprend beaucoup à partir de textes et il va générer les mots à partir des mots qui ont été dits précédemment. Donc, il n'est pas créatif et il n'est pas passionné aussi comme un professeur. Donc, l'emploi de professeur existe toujours et il va être toujours important là. Absolument, absolument. Louis-Raphaël, Christine? Je rejoins ce que les autres ont dit, là, osons développer parce que puis on va se fier sur des exemples qui ont été conçus pour l'éducation parce qu'actuellement, il y a beaucoup de nos craintes on essaie de faire rentrer des étoiles dans un carré là, parce que c'est tous des outils qui n'ont pas été développés par l'éducation, qu'on utilise en éducation, on n'a pas le choix parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais plus on va oser, plus ces craintes-là vont s'apaiser aussi, mais il faut oser développer. Moi, je dirais plus pour le mot de la fin, je dirais juste que je me rappelle encore, je suis encore assez jeune pour me rappeler des inquiétudes sur l'arrivée de la télévision à l'école, puis comment tout le monde pensait que ça en était fini des enseignants. Et je pense qu'on est encore avec la même situation, même si c'est plus performant. Je rejoins beaucoup ce que M. Dubuchel vous avait dit. Il n'y a personne qui peut être plus passionné puis plus intuitif qu'un enseignant pour pouvoir faire les suivis, soutenir l'apprentissage. Donc, peu importe l'outil, il n'y a rien qui va remplacer en enseignement supérieur le rôle du professeur. Absolument. Écoutez, un grand merci à vous toutes et à tous pour tout cet échange extraordinaire. Là, je vais donner la dernière parole à Viviane, à qui je vais donner le plus grand défi du monde, de faire une synthèse de notre journée. Donc, en 5 minutes, Viviane va nous synthétiser tout ce qui a été discuté depuis le matin.
Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde. Merci Nadia pour l'introduction. Donc oui, petite synthèse, petit travail très léger en fin de journée, bien sûr. Mais ça me fait plaisir vraiment de rassembler toutes les idées qui sont ressorties de ces échanges, de ces panélistes qui viennent de différents horizons. Je pense que la première chose qui est ressortie, c'est que visiblement, on est dans un monde en grande transformation. Il y a des changements nombreux qu'on est en train de vivre. On a parlé de la pandémie, de la transformation numérique, les changements climatiques qui ont directement affecté certains panélistes qui nous ont parlé de la fumée qu'ils voyaient suite au feu de forêt. On voit à quel point ça nous affecte directement, ces différentes transformations-là. Puis aussi, au-delà de ces changements-là, il y a aussi une sensibilité qu'on a plus grande par rapport à des enjeux qui existaient déjà, que ce soit la santé mentale de nos étudiants, le manque d'équité, de diversité, d'inclusion dans nos institutions. On réalise que ça a toujours été là, mais on constate les effets que ça peut avoir, donc on en parle de plus en plus. Et je pense que tout ça, ça vient beaucoup affecter différents acteurs du milieu de l'éducation qu'on a. Je pense à nos étudiants qui ont été nommés, là, qui vivent des vies de plus en plus complexes. On a parlé de ça, qui ont des grandes charges de travail et puis qui vivent un mal-être face au fait que peut-être nos institutions ne les préparent pas très bien à vivre une vie dans un monde autant en changement, avec un marché du travail qui est peut-être obsolète d'une certaine façon. On en a parlé, là, les formations actuelles sont peut-être dépassées sur certains plans, ce qui peut créer beaucoup d'anxiété chez nos étudiants. Même chose chez les enseignants. Il y a plusieurs enseignants qui vivent un malaise. Là. On a parlé d'identité professionnelle qui était un peu divisée, qui allait dans plusieurs directions, qui n'était plus aussi solide qu'elle l'était auparavant. Aussi une fatigue de la part des enseignants quant à l'utilisation d'outils technologiques, là, de plus en plus devoir s'approprier ces technologies-là. Et puis, face à tous ces changements, puis le fait que nos acteurs sont peut-être fatigués, puis en sentiment qu'il manque de contrôle face à ça, que peut-on faire? Je crois que ce qui est ressorti beaucoup, c'est le fait qu'il va falloir changer les paradigmes actuels du milieu de l'éducation. Peut-être qu'ils sont dépassés. On en a parlé ce matin, on en a parlé cet après-midi. Il y a plusieurs aspects. On a parlé, en fait, notamment là, de redéfinition des concepts de l'éducation, de changement de culture, de transformation organisationnelle. Mais je pense que c'est tous des concepts qui nomment à quel point le milieu de l'éducation actuelle ne permet plus de répondre aux différents enjeux, autant du milieu de l'éducation, autant chez nos étudiants, nos enseignants, que dans la société en général. Donc, visiblement, il va vraiment avoir un travail de fond à faire où on va devoir se poser des questions comme ça sert à quoi les universités puis les collèges? Pourquoi est-ce qu'on évalue? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça l'apporte? Qu'est-ce qu'on entend par équité, par mieux-être, par inclusion? C'est quoi ces termes-là? Puis au-delà de ces concepts-là puis de ces questions-là, je pense que quelque chose que j'ai beaucoup aimé entendre, c'est comment il y a ces idées en tension actuellement. Puis il va falloir les faire ressortir, ces tensions-là, puis vraiment faire un exercice, pas juste de choisir dans quel camp on est, mais plutôt de faire un exercice dialectique où que j'ai l'impression que ces concepts qui semblent tellement dualistes font partie d'une seule et même réalité. On a parlé de bienveillance et de performance. Je pense à l'anecdote de Julie Lane qui a parlé de ce professeur puis de la performance. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué, là. Sinon, il y a Jordan Soor qui a parlé de structure par rapport à la flexibilité du milieu de l'éducation, ou encore de rigueur académique par rapport à une expérience humanisante, comme Anne-Louise en avait parlé ce matin. Puis cet après-midi, on parlait aussi d'embrasser la technologie, mais aussi de s'y opposer. Donc, je pense que plutôt que de choisir un camp, il va falloir apprendre à vivre dans un monde complexe où ces idées-là font partie d'une seule et même réalité, que c'est possible peut-être d'apprendre à coexister avec ces idées. Mais dans tous les cas, il y a un travail de fond à faire. Et comment on va faire ça? Visiblement, il y a vraiment un besoin d'une plus grande collaboration. Une collaboration qui doit se faire entre... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans cette collaboration, c'est vraiment ça qu'on a pu voir, autant dans la publication du livre blanc que des échanges des panélistes. On avait vraiment des personnes avec des expériences différentes, avec des parcours différents, qui venaient de pays différents, qui venaient de milieux universitaires, d'organisations, d'entreprises. Et tous ces échanges-là, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on faisait face aux mêmes problèmes, aux mêmes questions, mais
avec nos expériences uniques, on était chacun d'entre vous, vous avez vraiment apporté des solutions innovantes, des idées nouvelles. Puis je pense que ça va être vraiment par ça qu'on va être en mesure de répondre à ce grand changement de paradigme-là. Et ça doit se faire aussi à différents niveaux. Au niveau de la société civile qui avait été nommée, le gouvernement aussi va falloir collaborer avec eux, notamment par un meilleur encadrement de l'intelligence artificielle, du numérique, entre les universités, les collèges, au sein de nos institutions, et aussi en valorisant une diversité dans les participants qui doivent appartenir non seulement qui ont chacun des expériences riches et diverses, mais qui appartiennent aussi, entre autres, à des groupes marginalisés. Puis dans ces participants-là, je pense que vraiment un des éléments qu'on a parfois mis de côté par le passé dans les collèges, les universités, c'est nos étudiants. Puis je pense que ça va être vraiment important de les impliquer davantage dans les discussions, dans les réflexions face au concept, parce que ce qu'on réalise, c'est qu'on sait très peu de nos étudiants. On ne sait pas comment ils apprennent vraiment. On ne sait pas comment ils comprennent les évaluations, comment ils s'impliquent face à ça. Puis je pense que si on les impliquait, on aurait cette partie-là de la réponse à ces grandes questions complexes qui ressortent là, au travers notamment du livre blanc. Aussi, il va falloir apprendre à adapter les solutions, que ça soit, par exemple, à chacun des milieux. Équité, c'est peut-être une définition trop large si on l'utilise telle quelle. Il va peut-être falloir s'entendre pour des définitions d'équité qui sont variables, qui sont différentes d'une institution à l'autre parce qu'elles n'ont pas le même contexte, n'ont pas la même réalité, n'ont pas les mêmes étudiants. Donc, de vraiment adapter les définitions, les concepts à la réalité propre de chacun de nos milieux collégiaux et universitaires. Aussi en comprenant et en adaptant en fonction des différents profils de nos enseignants qui n'ont pas les mêmes compétences numériques que nos étudiants, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas la même charge de travail, qui n'ont pas les mêmes besoins. Il va falloir adapter les solutions en fonction de ces différents contextes-là, bien évidemment. Et pour ce faire, je pense que ça peut être intéressant de penser à une reddition de compte. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas juste d'envoyer plein d'initiatives dans plein de directions, mais de chercher à évaluer ces initiatives-là pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'évaluer le rythme de changement, parce qu'on veut amener des changements, mais on le sait, quand ça va trop vite, il va y avoir une réticence, il va y avoir une résistance. On ne veut pas ça non plus. Évaluer aussi la charge de travail de nos étudiants, ça avait été nommé. En ayant ces informations, ça nous permet vraiment d'éclairer les différents milieux universitaires collégiaux quant aux décisions qu'ils peuvent faire. Donc voilà, puis aussi être persévérant, je pense que les solutions qu'on va trouver, elles ne vont pas fonctionner du premier coup, on va se planter une couple de fois, comme on dit en bon français, mais je pense que si on apprend à se relever puis qu'on essaie de s'adapter au fur et à mesure, on est en mesure quand même d'aller de l'avant puis changer, apporter des changements en profondeur qui vont vraiment apporter une équité, qui vont répondre au bien-être à la fois de nos étudiants que de nos enseignants. Et finalement, il y a des opportunités. On a parlé beaucoup d'IA générative cet après-midi, mais je pense que effectivement, ce n'est pas juste un problème, c'est aussi une solution par rapport à différents problèmes qui ont été nommés, que ce soit la réévaluation de nos évaluations, que ce soit de trouver des solutions complexes en dehors de l'apprentissage, comme en l'utilisant pour nous aider dans les changements climatiques ou encore apporter un enseignement personnalisé. Et je vous dirais aussi qu'on en a parlé un peu ce matin, mais une autre opportunité, c'est qu'on a beaucoup de données à propos dans les milieux universitaires, dans nos collèges. Pourquoi ne pas les utiliser, mieux les utiliser, puis apprendre à les intégrer, notamment au travers de l'IA générative d'une façon responsable, bien sûr. C'est une opportunité qui est là, qu'on ne prend peut-être pas assez, comme ça a été mentionné ce matin. Peut-être que d'y aller de l'avant, ça nous permettrait de trouver des pistes de solutions par rapport aux problèmes qui sont ressortis aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, pour bien conclure, oui, on a des grandes questions qui sont ressorties par le livre blanc, par les échanges avec nos panélistes, mais je pense que ça souligne qu'il y a des questions pressantes auxquelles on veut répondre, mais il y a des solutions concrètes, notamment dans le livre blanc, qui ont été échangées par les panélistes. Moi, j'ai été grandement inspirée, puis c'est des questions, moi, qui m'habitaient depuis quelques mois, quelques années, et puis je trouve que j'ai beaucoup plus évolué rapidement en écoutant chacun des panélistes qu'en faisant le travail par moi-même. Donc, ça souligne à quel point je pense que des échanges puis des événements comme ceux-là, puis la publication d'un livre comme le livre blanc, ça montre à quel point il y a des solutions possibles, puis en collaborant ensemble de façon créative, de façon innovative, puis aussi innovante, puis de façon ensemble, on va être en mesure peut-être d'aller de l'avant, puis de
permettre notre éducation, qu'elle soit de plus grande qualité, qu'elle soutienne le bien-être de nos étudiants et qu'elle soit plus inclusive. Donc voilà. Merci Nadia. Merci beaucoup, Viviane. OK, tu as réussi un défi, mais tu as pu comme d'habitude. Voilà. J'espère que c'est intelligible. Parce que je le cerveau en bouillie. Donc, je répète mon grand merci à nos panélistes, à mes co-chercheurs pour leur présence aujourd'hui, la générosité de tout leur partage. Un grand merci à toutes et à tous qui étaient présents. Vos questions et commentaires ont grandement enrichi nos discussions. Un énorme merci à l'équipe de Élever, en particulier à Jean-Benoît Raté, qui est responsable des communications, qui était dans le background en s'assurant que tout fonctionne comme il faut. À Viviane, l'extraordinaire Viviane, coordinatrice de l'axe éducation et capacitation, pour tout le travail aussi en coulisses et pour la synthèse qu'elle vient de faire. Dernier rappel, l'enregistrement de cette rencontre sera disponible sur le site web de la chaire, de l'Élever, sur YouTube, etc. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée et à très bientôt, j'espère. Bye.